Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Caire. Permettez-moi d'inviter le secrétaire général de la CAF pour un mot de bienvenue. Thank you, Sherif. Ladies and gentlemen, a very warm welcome and welcome once again to Cairo in Egypt for the start of the 5th CAF Medical Congress. I'll say a few words only because we will have the honor afterwards to hear the chairman and member of our executive committee, Mr. Adoum Djibrine, address you and formally open this 5th Medical Congress. But it was my duty as well to provide you some words and a warm welcome to CAF and to Cairo. This Congress for us, on behalf of all the administration, is extremely important. As you can see on the main backdrop here, the theme is about a healthy and clean football and how important it is to achieve this objective. And therefore, from that perspective, it's extremely important that we maintain the policy of the CAF Executive Committee and the Medical Committee of CAF, which is the zero tolerance policy. Zero tolerance policy on doping matters, zero tolerance policy on gender verification, on age verification. I'm sure you have seen lately that we have done great progress in terms of the under-17 testing, and we look forward to do even more, and look forward also with the support of FIFA to be able at one point to have testing for the under-20 age category that I'm pretty sure will come very soon. But all of this would not be possible without the support of our key partners. And hence, even if the chairman will mention each of you, I would like to highlight specifically the tremendous support of FIFA. I can see familiar faces with Dr. Zerghini with us today, very happy to have you. Of course, the chairman of the Medical Committee of AFC, Dr. Datu Singh, thank you very much for being with us. The presence of UEFA, with Dr. Ekstrand and Dr. Richard Grisdale also present with us. Aspetar, with Dr. Shalabi also with us today, and their tremendous support, and different various colleagues also with us here. Also the Sports Medicine, African Union of Sports Medicine, with Professor Roux also in attendance today. Those partners are critical to us because one of the key aspects they provide us is knowledge and know-how. And to allow us to adopt better strategies and have a better plan to reach the healthy and clean football, we need to learn from each other, and we need to have the support of institutions as important as FIFA, the Confederation, and other partners. So once again, I would like also to welcome our institutional partners and various partners to this Congress. Thanks to those partners as well, and thanks to the work that CAF has been doing under the leadership of Mr. Djibrine, is for us to be able to make decisions or follow up the strategies that the medical committee is providing us, we need to base it on data, on know-how. And therefore, the establishment of a database is extremely important. And one of the key aspects that will be presented to you during those 3 days Congress is the footballing map or the health map of the African footballer. And that has been made possible since November 2014 with the establishment of a specific software on the competition management system of CAF that allows us to gather medical data of all the players so that not only we can do a better prevention and be there for them, but also understand the trends and establish our strategies and decisions based on what the data is also telling us. So it has obviously to be a scientific work from that perspective, so database is extremely important. But most of all, I would like also on behalf of the administration to welcome all our members, the member associations of CAF, all the doctors, all the chairmen of the medical committees that came to Cairo today for this 3 days Congress. Our objective through those 3 days is really not only to provide you with lectures or information and know-how from CAF and the partners, but to listen to you, to understand your concerns, to understand how we can better support you, and to work together and consolidate the network that we have so that we can always improve that knowledge and therefore, at the end of the day, serve better every African footballer on the continent. And without further ado,
with those few words, I would like to have the honor to welcome on stage to address and formally open the 5th Medical Congress our member of the Executive Committee of CAF and Chairman of the CAF Medical Committee, Monsieur Adoum Djibril. Monsieur le Président de la Commission médicale de la Confédération africaine de football, Mesdames et Messieurs les représentants de la FIFA, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Union européenne de football, Monsieur le Président de l'Union africaine de médecine du sport, Mesdames et Messieurs les représentants de ASPETAR, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission médicale de la CAF, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Mesdames et Messieurs les professeurs, médecins des associations nationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, avec vos titres, rangs et qualités respectifs. C'est un immense plaisir et un honneur de prendre la parole au nom de la Confédération africaine de football et au nom de son président, M. Issa Hayatou, pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier très chaleureusement d'avoir voulu rehausser de votre présence ce 5e congrès médical de la Confédération africaine de football. Ceci démontre la suffisance de l'importance que chacun de vous, chacun de nous accorde au développement de notre football et la santé de notre footballeur. Mes remerciements vont au comité d'organisation de ce congrès avec le soutien sans cesse du secrétaire général de la Confédération, M. Hicham, et toute son équipe, Dr Sidiki, M. Sherif, sans oublier toute l'équipe de la CAF allant du département technique au département de voyage. Un remerciement et un encouragement tout particulier au Dr Sidiki Boubakari, manager médical qui n'a ménagé ni son temps ni ses efforts pour la bonne organisation de ce congrès. Enfin, mes remerciements à tous les membres du comité d'organisation locale. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le congrès qui nous réunit aujourd'hui est le 5e du genre, institué par la commission médicale avec le soutien du comité exécutif de la CAF depuis 2005 au Caire, 2007 à Accra, 2009 à Kigali, 2012 à Casablanca au Maroc. La périodicité initiale était de 2 ans, et maintenant nous sommes passés à 4 ans, tous les 4 ans. Donc c'est pour vous dire que le prochain rendez-vous de ce niveau aura lieu en 2020. Le congrès n'est pas une formation, c'est plutôt un cadre d'échange d'expériences et d'informations en rapport avec le domaine qui nous concerne directement dans ce monde sans cesse en évolution, dans les domaines scientifiques et technologiques, pour améliorer la santé et la performance de notre footballeur d'une manière propre. Aussi, saisissons-nous cette opportunité pour lancer solennellement à tous nos partenaires médecins africains des associations, des universités et de nos partenaires des institutions comme la FIFA, l'UEFA, l'AFC et bien d'autres, de nous soutenir dans ce domaine précis de recherche, comme ils en font pour les autres compartiments du sport, du football, tels l'arbitrage, l'administration et le coaching. Ceci afin de mieux assurer la santé de nos joueurs. La CAF a pris la résolution de contribuer en fonction de ses moyens à toute forme d'études ou de recherche dans ce sens. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, pendant 3 jours, nous allons nous focaliser sur les sujets et thèmes aussi divers, bien divers que variés, qui sont l'application du système CMS de la CAF, les applications statistiques des lésions, la cardiologie, la prise en charge clinique d'un arrêt cardiaque, le plan de bilan cardiaque, le bilan des maladies cardiaques, vérification de l'éligibilité sportive, la détermination de l'âge, la vérification du genre, l'état de lieu de la recherche concernant la détermination de l'âge de jeunes de moins de 20 ans, football et santé, la FIFA 11+, les stratégies nutritionnelles, prise en charge de commotion cérébrale, la problématique de la reprise sportive après une lésion, la lutte contre les maladies infectieuses, Ebola, fièvre jaune, paludisme, la lutte antidopage, les abus de médicaments, la stratégie de la CAF en la matière, la mise à jour sur le dopage, la traumatologie, prévention des blessures, la croissance et le traumatisme du cartilage, les communications libres et les ateliers pratiques. Afin de couvrir
Ces thèmes d'une manière satisfaisante, nous avons fait appel aux meilleurs experts en la matière, mettant ainsi en œuvre les opportunités des différents protocoles d'accord signés entre la Confédération africaine de football et la FIFA, la Confédération africaine et l'UEFA, la CAF et l'AFC, la CAF et la Fédération du Qatar. Honorables invités, mesdames et messieurs, au vu de la liste des conférenciers et des participants, je puis affirmer sans risque de me tromper que la qualité de nos travaux seront à la satisfaction de tous. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverts les travaux du 5e congrès médical de la Confédération africaine de football. Et je vous remercie de votre attention. Ladies and gentlemen, please allow us to invite the moderators of session number 1, Professor Hosni Abdelrahman, Vice President of CAF Medical Committee, Dr. Gursharan Singh, Amar Singh, President of the Medical Committee of the Confederation of Asian Football. Thank you. Good morning, everyone, and again, a warm welcome to everyone, either our guest speakers, our visitors, our colleagues, Medical Committee of CAF, General Secretary, the Chairman of Medical Committee, and everyone. Our morning session is divided into 2 parts. First part, we have 2 speakers, Dr. Zakia Bartaji and Dr. Bubak Siddiq. The second part of morning session, we have 3 speakers, Dr. Peter from Aspitar, Dr. Maria Carmen from Aspitar, and the Professor Yasser Abdurrahman from CAF. I would like also to introduce my colleague, Dr. Guru Sharan Sen. He is a good friend to us. Usually we have a good relation with AFC. He is the chairman of the World Badminton Federation. He is a fellow of sport medicine of Australia. He is the chairman of AFC Medical Committee. He is a FIFA member and the F-Mark member. And I give the floor for the Dr. Dato to introduce the speakers according to our speaker. But before I give him the floor, I ask every one of our guest speakers or CAF speakers to follow strictly the time of each session of the presentation, because we have a lot of presentation, and anyone not respecting the time, we shall lose the time and we will not finish our conference in exact time. So please, everyone, make his presentation in a good time to give us a time for discussion according to the presentation presented. Thank you very much for everyone again, and welcome. Thank you, Professor Hosni, an old friend of mine. Mr. Adun Jibrini, the chairman of the CAF Medical Committee and member of the CAF Executive Committee, Mr. Hisham Al-Mani, an old friend of mine, who is the General Secretary of CAF, my dear colleagues, ladies and gentlemen, and welcome to the first session, and that is CMS applications. The first speaker to address the application of pre-competition medical examination is none other than my old good friend, Dr. Zakia Bartaji from Tunisia, who is a member of the CAF Medical Committee, a sports medicine physician from Tunisia, known her since the last 15, 16 years, and PCMA is indeed an extremely important topic, and it is because of a very good collaboration between FIFA, CAF, and AFC, FIFA is able to implement
compulsory PCMA to all FIFA medical tournaments. However, strides we have made in this area, as in all other medical subjects, the validity, the interpretations, or in rather the sensitivity and the specificity of pre-competition medical examinations are definitely questionable by certain experts. We shall now call upon Dr. Zakia Batigi to address us on this issue. Thank you. Merci, professeurs, et bonjour à tout le monde. Je vais essayer de parler en français, en comptant sur votre indulgence pour respecter, en comptant sur votre indulgence pour que la traduction, j'espère, se passera bien. Ma communication, c'est juste, comme a dit Monsieur le secrétaire général et Monsieur le président de notre commission, avec mon ami Dr Siddiqui, on va essayer de vous présenter l'expérience de la CAF concernant l'introduction d'un système de communication qui a été mis au point pour les activités sportives depuis novembre 2014 et la commission médicale l'a rejoint depuis 2 ans aussi. Elle l'a rejoint avec 3 applications. La première, elle concernera le PCMA, c'est-à-dire le Pre-Competition Medical Assessment, qu'on va vous introduire dans cette présentation. L'activité, on a essayé de documenter notre activité antidopage et les statistiques des lésions qui sera présentée par mon ami Siddiqui. Plusieurs workshops ont été organisés avec succès pour les médecins des organisations avec chaque compétition pour essayer d'utiliser cette application, ainsi que les médecins officiers médicaux, c'est-à-dire le membre de notre commission médicale, à saisir et introduire les données dans le système. Cette application, elle est vraiment performante, pertinente pour ceux qui l'ont utilisée peuvent témoigner de ça. En tant que médecin, elle respecte aussi la confidentialité des données des sportifs, elle respecte les règles de déontologie, permet, puisque c'est le médecin de l'équipe qui lui-même introduit les données dans le système, elle permet de faire des travaux de recherche statistique pour le profilage, le suivi et la prévention, et enfin confirme l'éligibilité des athlètes aux différentes compétitions de la CAF. Elle nous fournit des données, une base de données scientifiques, fonctionnelle, pour asseoir un programme de prévention et de suivi du football en Afrique, j'espère. Si on a commencé il y a 2 ans à utiliser cette application, son exploitation, malheureusement, tarde, elle attend. On vient de commencer l'exploitation par la CAF, mais on aimerait bien que cette exploitation sera généralisée à toutes les associations. Pour ça aussi, la CAF a projeté d'élargir l'utilisation de cette base de données au club pour le Champions League et la Coupe de la CAF. Améliorer la fiche de saisie avec votre concours et améliorer le programme statistique pour une meilleure utilisation par les associations. L'utilisation des systèmes CAF-CMS avec ces 3 applications, c'est un atout pour nous, pour l'activité de la commission médicale. C'est vraiment une base de données riche. C'est pour ça que la CAF a créé cette stratégie d'utilisation de cette base de données. Nous comptons sur l'implication complète et la responsabilité directe de tous les médecins des équipes à l'origine de cette base de données. C'est votre base de données. La CAF reste, sans oublier que la CAF reste la propriétaire et la seule responsable de cette base de données. Elle a des objectifs bien définis qui ont la priorité d'être appliqués et d'être respectés, à savoir établir une carte sanitaire du football en Afrique, élaborer un programme de prévention et de suivi et développer l'activité de ce CAF-CMS. En conclusion, c'est pour un football sain et propre en Afrique. Et c'est le thème de notre congrès.
Je vais vous présenter l'exemple, c'est juste un exemple de PCAMA, de cette application. Nous avons plus de 300 paramètres à exploiter. On peut tracer une identité de ce footballeur africain, soit une identité civile, âge et genre, ou bien une activité sportive sur son vécu. On peut émettre des profils de ses antécédents, familiaux ou personnels, un profil morphologique ou biologique, un profil biologique, un profil cardiologique et autres. Notre expérience se base jusqu'à maintenant, en 2 ans, il y a eu 7 compétitions africaines qui ont totalisé la participation de 1520 sportifs. Donc, normalement, on devait avoir 1520 dossiers. Cette population, on a essayé de la diviser en 3 groupes. Vous avez la population des footballeurs hommes majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la CAN, au CHAN, Under 23 et au futsal. Les jeunes, c'est le moins de 17 ans et le moins de 20 ans, et les reines de l'Afrique, les femmes, donc c'est le 3e groupe. Nous avons 68% d'hommes, 22% de jeunes et 11% des femmes. Le programme utilisé, je ne veux pas vous épater, on a utilisé juste un programme simple de moyenne qui était sous forme d'application dans les systèmes. Et permettez-moi de remercier les 2 équipes techniques de la société qui a créé cette application, la société 3S, et les services techniques de la CAF, et surtout notre ami Ayman Faisal. Il est là avec nous, qui nous ont aidés à exploiter ces dossiers. En rentrant dans l'application, nous avons trouvé que 1478 dossiers. C'est-à-dire il y a 2,8% des dossiers qui manquent, perdus. Ça peut être soit par une mauvaise saisie ou un problème technique au niveau du CMS. Et c'est pour ça que je vous invite mes confrères à bien faire la saisie la prochaine fois, d'être plus attentif et de revoir que tous les dossiers sont bien enregistrés dans le système pour éviter cette perte. L'identité civile de cette population, nous avons la majorité, 71% d'hommes, comme je vous ai dit, adultes, femmes et jeunes. L'identité par âge, on a essayé de voir par âge combien nous avons. Nous avons, bon, l'âge des adultes est le même, sauf inférieur pour toujours 27, 26, donc c'est presque le même. L'âge des jeunes, c'est normal, c'est moins entre 19 et 17, et le 23. Donc, selon les 3 groupes, pour les adultes, hommes ou femmes, l'âge moyen est le même. Donc, il n'y a pas, les femmes ne sont pas plus jeunes ou plus vieilles, donc c'est les mêmes. Et pour les jeunes, c'est normal, moins de 18 ans. Pour une identité sportive, on a essayé de recenser le nombre de matchs joués la dernière année pour avoir une idée sur l'activité sportive sur le continent africain. Comme vous les voyez, au niveau de la CAN, c'est-à-dire les professionnels, ils ont dans une moyenne de 36 matchs par an. La dernière année avant la compétition. Donc, pour la CHAN, moins, parce que c'est les locaux. Pour les femmes, encore moins. Donc, les compétitions féminines sur le continent africain, il faut les développer. Pour les jeunes, c'est vraiment une surprise. Ils ont quand même un nombre assez normal de matchs, 32, ainsi que pour les autres, le futsal. Selon le groupe maintenant, on voit que pour les hommes 32, pour les jeunes plus, et pour les femmes moins. Nous avons essayé aussi de tracer un profil morphologique, taille par compétition. Et on voit que le plus grand, c'est normal, c'est les professionnels, les gabarits les plus grands, c'est au niveau de la CAN,
Après le Shan, parce que c'est les locaux, et la moyenne des femmes, quand même, les filles ne sont pas très grandes et on va voir pourquoi après. Pour le poids, c'est normal, il suit la taille. Le poids le plus important, c'est au niveau de la canne. Et après les compétitions masculines, les jeunes viendront, les U17 moins parce qu'ils vont grandir. Et les filles, c'est le poids le plus petit. On a essayé de faire une carte, d'essayer de mettre par zone. Comme vous le savez, l'Afrique est divisée en 6 zones sportives, Est, Ouest, A et B, Centre, Sud et Nord. Les hommes, l'Afrique du Nord et l'Ouest sont le plus grands, donc ils sont le plus lourds. Et nous pouvons aussi voir que les filles en ping, il n'y a pas une activité féminine, ils n'ont jamais été représentées au niveau de l'Est de l'Afrique. Les jeunes, ils ont presque la même moyenne, et au Nord, c'est toujours les jeunes des zones Centre, Sud et Ouest qui participent toujours au tournoi final. Donc, il faut développer le football des jeunes au Nord. La même chose, la taille, elle suit, puis le plus grand, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Le moins grand, c'est au niveau de l'Afrique du Sud. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que quand on est allé chercher les résultats, il y a beaucoup de résultats aberrants. Donc, chers confrères, s'il vous plaît, les prochaines fois, on va essayer d'améliorer et éviter ces points aberrants. Comment remédier? Plus d'attention et plus de conviction lors des saisies de vos dossiers. Et on va penser aussi à unifier les unités de paramètres. Par exemple, au niveau de la taille, il y a des gens qui mettent en mètres, d'autres en centimètres. Donc, il vaut mieux unifier l'unité de saisie. Nous avons regardé aussi pour voir ce que vraiment il y a des maladies au niveau de l'Afrique, chez les parents. On a vu que peu de maladies chroniques comme l'asthme, les pathologies cardiaques existent chez les parents des sportifs. Il n'y a que le diabète qui rentre dans les normes des pourcentages mondiaux, pas européens. Mais ça peut être dû soit les gens ne se connaissent pas, peut-être que le parent, peut-être que ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de maladie cardiaque en Afrique, mais qu'ils ne se connaissent pas malades, donc ils ne sont pas diagnostiqués. Ça, c'est vraiment à approfondir et à chercher les causes. Par contre, au niveau de l'hypertension, qui est facile à traiter et très connue, il y a quand même aux alentours, entre le père et la mère, presque 7% de ces pathologies. Les pathologies coronaires ne sont pas bien aussi diagnostiquées, peut-être parce qu'elles sont très rares. Maintenant, regardons les antécédents de nos footballeurs. Quand on voit pour les maladies allergiques et l'asthme, les syndromes allergiques, il y a peu 0,01%. Deux questions se posent. Est-ce vraiment, parce que quand on voit sur la littérature, le nombre des asthmatiques, surtout, bon, peut-être pas au football, mais en Europe et ailleurs, comme la natation, les autres sports de haut niveau, et des allergies, les Africains sont indemnes. Ou bien, ils ne se connaissent pas, ils ne donnent pas beaucoup d'importance à ces pathologies. Il n'y a pas de diabétique, aucun diabétique dans toute la population des footballeurs. Pour les profils biologiques, on a essayé de faire un aperçu sur le profil métabolique, c'est-à-dire la glycémie, triglycérides, cholestérol, et hématologique, le globule rouge et l'hématocrite. Pourquoi? Parce qu'on doit les développer. L'AMA va rendre ces projets de passeport biologique contraignants, c'est-à-dire obligatoires, et on doit nous préparer et essayer peut-être de mettre à niveau nos données sur le PCMA pour répondre à ce projet.
par compétition toujours. Je vous ai dit l'inconvénient qu'on a plusieurs unités, par exemple pour les femmes, nous avons une glycémie normale, aux alentours de 1. Donc, normal. Par groupe aussi, normal. Pour le cholestérol aussi, en grammes, tout est normal. On n'a pas trouvé, on n'a pas détecté d'hypercholestérolémie, ni par groupe, ni par compétition. La même chose pour les triglycérides, on reste dans les normes. C'est des sportifs de haut niveau, je ne pense pas qu'ils ont des pathologies. Pour le globule rouge, ce qu'on a remarqué, la seule remarque, c'est que, et c'est normal, les femmes sont toujours un peu plus anémiques, donc leur nombre est aux alentours de 3,9 millions par rapport aux 5 millions des seniors, et même des jeunes. Et c'est normal, la même chose par groupe, donc c'est les femmes qui ont le nombre de globules rouges le plus bas, et au point de vue hématocrite, c'est les femmes aussi qui ont le pourcentage d'hématocrite le plus bas. Les autres restent dans les normes. Voilà. Pour le profil cardiaque, je parle et j'invite mes collègues cardiologues africains présents ici que vraiment on va revoir notre fiche. On l'a revu ensemble pendant quelques-uns que j'ai vus ont assisté avec nous à la première réunion d'explication comment on introduit le PCMA. On va vous présenter ce qu'on a pu retenir au point de vue de l'ECG, mais au niveau de l'échographie, il faut vraiment, nous avons trouvé beaucoup d'aberrations, revoir la fiche de saisie. Pour les ECG, ce qu'on a appelé, nous, abnormal ou anormalité, toutes les modifications de l'ECG vis-à-vis de l'ECG normal, comme le cis-décalage, le sous-décalage, les troubles de l'europolisation, il y a 10%, mais ça pourrait être, il faut l'approfondir, ça pourrait être physiologique ou une spécificité africaine pour le cœur des footballeurs africains. J'ai choisi un seul paramètre pour vous donner une idée sur la fonction cardiaque, le volume diastolique du ventricule gauche. Il est normal, selon les normes. Tout est inférieur à 75 millilitres. Pour les femmes, beaucoup moins, parce qu'ils s'entraînent beaucoup moins. Donc, tout est normal. Mais c'est pour ça qu'il faut refaire quelques remarques. Il faut revoir la fiche de saisie, surtout de l'échographie cardiaque par un groupe de cardiologues. Établir un schéma d'analyse. Il faut déjà, dès le début, savoir qu'est-ce qu'on doit chercher. Par exemple, comme la morphologie du ventricule gauche, comme la fonction systolique, la fonction diastolique, et prévoir une application ou une formule statistique à l'intérieur même de notre CMS pour faciliter le calcul statistique pour nos confrères. Je conclus. Cette mine, pour moi, de l'application des PCMA, c'est vraiment une mine d'or. Elle permet d'identifier les footballeurs africains. Elle permet de tracer ses profils. Elle permet de les suivre parce qu'un footballeur peut participer en tant que jeune à moins 17, à moins 20, à moins 23, en tant que local, c'est-à-dire au CHAN et au CAN. Donc on peut le suivre et voir l'évolution. Édifier des programmes de prévention si nécessaire. Pourquoi l'Afrique a le plus haut taux de mort subite? On va voir le cœur, nous avons tous les moyens, si c'est vraiment, on peut prévenir cette mort subite dans le football africain. Donc, essayer ensemble de développer un football sain et en Afrique. Quelques recommandations sur lesquelles on doit se baser pour notre discussion. Et on compte sur votre participation active parce que la balle est dans notre camp, médecins maintenant, de faire exploiter, de faire utiliser dans le bon sens cette application. La CAF, elle a payé pour ça et l'application, elle est là. Maintenant, c'est à nous de l'utiliser dans le bon sens. Donc, c'est des recommandations. On peut créer des groupes de chercheurs par spécialité. Un groupe de cardiologues, un groupe de traumatologues, de médecins internes, de biologistes, etc. Ces groupes travailleront chacun dans son pays sur leurs données. La majorité des pays, ils ont 2 à 3 à 4 compétitions dans leur archive. Et la CAF, elle va, Monsieur le Président de notre commission est là, peut organiser des journées scientifiques.
spécialisés. On aura la journée de cardiologie du footballeur africain, la journée de traumatologie, on en discutera. En collaboration, bien sûr, avec nos éminents partenaires de la FIFA, de l'UEFA, de l'AFC, de Aspitar, avec tous nos partenaires qui vont nous aider pour discuter les travaux de ces groupes de chercheurs, les approfondir si nécessaire et le publier. Voilà ce que j'ai à vous dire et j'attends vos recommandations et merci pour votre attention. Thanks, my colleague, Dr. Zakia. And now introduce Dr. Boubacar Siddiqui, and we shall make the discussion after this presentation for any questions about these two topics presented today. Dr. Siddiqui will give us application of injury statistics. And Dr. Siddiqui, he ex-member in our CAF Medical Committee. He is also manager of the medical department in CAF, and he was the coordinator and did a good effort for organization of this conference. Thanks for him, and I hope that we continue and to have a good benefit from this conference. Thanks again for your effort. Merci, professeur Hosni. Les statistiques des blessures à la CAF, après une introduction, nous donnerons des objectifs, quelques définitions, avant de parler des résultats, la méthode utilisée, une discussion, et avant de donner quelques recommandations, nous allons conclure. Depuis les années 2000, la collecte des données se faisait à l'aide des fiches FMARC. FMARC, c'est FIFA Medical Assessment Research Center. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas analyser, nous n'avons presque pas de données et il était difficile d'identifier la prévalence et la fréquence des lésions sur le sol africain. Mais à partir de 2009, lors du championnat d'Afrique des Nations, la CAF a fait une première expérience avec l'aide de la FIFA. Nous remercions le professeur Astrid Jung, ce qui nous a donné des résultats très intéressants, reflétant les spécificités du football africain. Depuis les 2 dernières années, à partir de 2014, la CAF a commencé à enregistrer les données des blessures en ligne sur le CAF CMS, qui signifie Competition Management System, c'est-à-dire le système de gestion des compétitions de la CAF. Ainsi donc, à chaque compétition, les 2 dernières années, les nouveaux cas de blessures étaient rapportés par le médecin des équipes participantes à la compétition en remplissant les fiches dont on a parlé. Et ces fiches sont remises aux officiers médicaux de la CAF qui, à leur tour, saisissaient les données sur le système informatique de la CAF. Ce qui nous donne donc une possibilité d'exploiter de manière convenable les statistiques des lésions. L'objectif principal est de ressortir et d'identifier. Ressortir d'abord une carte sanitaire du football africain, d'identifier la prévalence des lésions au cours des compétitions africaines, les spécificités africaines, et ensuite sortir un programme de prévention. La blessure peut être définie selon plusieurs critères: les circonstances de survenue, la localisation, traitement ou pas, nécessité de traitement ou pas, arrêt ou pas de jeu, évacuation à l'hôpital ou pas. Mais selon la FIFA Medical Assessment Research Center, la blessure
elle est définie comme toute plainte physique causée par le football. La méthode utilisée par la CAF, cette fiche, on l'appelle fiche de blessure. Elle est utilisée à toutes les compétitions de la CAF. Celle qui est présentée est celle prévue pour la prochaine compétition, la CAN féminine au Cameroun, le mois prochain. Elle porte le logo de la compétition et le logo de la CAF. Elle est remise par le médecin, l'officier médical de la CAF au médecin de l'équipe qui remplit l'équipe, il met le nom de l'équipe, le match dans les deux équipes qui jouent, la date, le lieu, et il met son email et il remplit minutieusement les différentes colonnes. Le remplissage est facile puisque sur cette deuxième page, tout est codifié. Quant à ce qui concerne les blessures, la localisation, il met seulement le code correspondant à la localisation ou bien à la blessure. Les remerciements vont à l'endroit des membres de la commission médicale qui ont beaucoup contribué pendant les 2 dernières années, pendant les compétitions, les officiers médicaux et les médecins des équipes qui ont participé à ces compétitions. Pendant 2 ans, de 2014 à 2016, la CAF a organisé cette compétition, la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, c'était en Guinée équatoriale en 2015, avec 32 matchs au total, et donc 30 documentés en matière de blessures. Le championnat d'Afrique des Nations au Rwanda en 2016, 100% de 32 matchs et puis 32 matchs documentés. La Coupe d'Afrique des Nations U20 au Sénégal, 2016, 2015, avec 16 matchs et 13 documentés. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, c'était au Niger en 2015. Il y avait 16 matchs joués qui étaient documentés à 100%. Et les femmes, c'était la CAN féminine en Namibie 2014, également 100%, nombre de matchs et la documentation en matière de blessures. Même chose pour les U23 qui s'est déroulé au Sénégal en 2015. Ce qui frappe notre attention, c'est que quand on fait le total de cette compétition, on se rend compte qu'il y a un gap de 3,5% de fiches qui ne sont pas remises. Est-ce dû à une erreur humaine, des fiches qui manquent, qui ne sont pas remises, ou bien une erreur technique provenant du système informatique de la CAF? Donc, il reste... OK. Et également, ce qui marque notre attention, c'est les blessures par heure. Nous constatons qu'au futsal, il y a moins de blessures par heure, 1,03, et puis plus de blessures dans les compétitions féminines. La lésion par match. Nous constatons qu'en futsal, il y a moins de lésions et plus de lésions par match dans la compétition féminine. En première mi-temps, c'est la compétition, c'est la CAN U17 qui enregistre moins de blessures. Et en deuxième mi-temps, c'est le futsal. Pour évaluer la sévérité, nous avons défini le nombre de lésions ayant nécessité un repos. Nous constatons que les lésions bénignes ne nécessitant pas de repos, 0 jour de repos, prédominent.
pendant les 7 compétitions les 2 dernières années. Tandis que les lésions qui nécessitent un repos prolongé de plus de 3 jours, c'est relevé dans la compétition CAN. Pour définir les causes, nous avons réparti les 7 compétitions en 2 groupes. Il y a la CAN, il y a le CHAN, il y a le futsal et le U23. Ce premier groupe, nous constatons que les blessures dues au contact sont élevées et créant des fautes sanctionnées par l'arbitre. Tandis que les 3 autres compétitions, c'est-à-dire U17, U20 et puis U23, là-bas, women, voilà, U17, les femmes, et U23, nous constatons que les causes, c'est le contact, mais il y a moins de fautes chez les U17 et chez les femmes. Nous avons essayé de comparer nos résultats avec ceux de la FIFA pendant la Coupe du Monde 98, Coupe du Monde 2002, Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde 2010 et 2014. Nous constatons que la blessure par match, nos compétitions majeures, la CAN, le CHAN, U23, tournent autour de 2 et 3. Et c'est presque la même chose qu'à la FIFA. Nous voyons 2,4 pour la Coupe du Monde 98, Coupe du Monde 2002, 2,67, Coupe du Monde 2006, 2,27, donc ça tourne autour de 2. Donc nos résultats sont superposables à ceux de la FIFA. L'évaluation de la sévérité. Là également, nous avons constaté que les blessures qui n'entraînent pas de repos ont des pourcentages plus élevés par rapport aux compétitions FIFA, tandis que les blessures qui entraînent un repos de plus de 3 jours ont un pourcentage moins élevé que les compétitions Coupe du Monde FIFA. Pour localiser les lésions, nous avons réparti l'organisme en 3 groupes: tête et cou, membres supérieurs et tronc, et membres inférieurs. Nous constaterons que la partie supérieure est blessée dans un pourcentage de 18,5%, tandis que la tête et cou, c'est 16,5%, et les membres inférieurs, 69%. Ça, c'est les 2 dernières années, c'est overall. Cette compétition, que ce soit la CAN, le CHAN, U23, U20, futsal pour les femmes, vous constaterez que les membres inférieurs prédominent. CAN, 71,9%. CHAN, 60%. U20, pourcentage 57,2%. Futsal, 81,8%. U23, c'est toujours les pieds, 75%. U17, 75%. Les femmes, 62,4%. En récapitulant les 3 parties de l'organisme humain, nous constatons que, en ce qui concerne la tête et le cou, c'est moins de lésions pendant la CAN U17 et plus pendant la CAN U20. Partie supérieure, c'est moins de lésions en futsal et plus de lésions au CHAN. Partie inférieure, plus de lésions au CHAN, et puis moins de lésions au CHAN et plus de lésions au futsal.
En ressortant ces blessures par région, à la CAF, l'Afrique est subdivisée en 6 régions. Sur cette carte, régions Ouest A et B ont été combinées. C'est pour ça que nous retrouvons 5 régions, sinon à la CAF, c'est 6 régions. La zone maghrébienne, la zone septentrionale, nous constatons que les blessures par la tête sont minoritaires et 0% à l'est. Tandis que en Afrique australe, c'est de 21,8%. Pourquoi est-ce que la tête est beaucoup plus intéressée par les blessures en Afrique australe? Peut-être parce que les joueurs sont moins élancés que les joueurs de l'Afrique du Nord. C'est pas, il reste à chercher la cause. Et les parties inférieures prédominent en Afrique septentrionale. Nos résultats sont superposables à ceux des compétitions FIFA. Les membres inférieurs sont les plus touchés par les blessures. Il y a quelques spécificités par compétition, soit par le nombre, soit par la présence de fautes. Nous remercions les médecins des équipes et nous comptons sur eux pour continuer à donner les informations fiables. Nous remercions les membres de la commission médicale qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la collecte et la saisie des données dans le système informatique de la CAF. Soyez sûrs que toutes ces données seront utilisées pour la prévention des lésions et le développement d'un football sain en Afrique. Shukran. Thanks, Dr. Siddiqui, for this presentation. And I open the discussion for the 2 presentations of Dr. Zakia and Dr. Siddiqui. But before we open the discussion, I just give a few words about the history of BCMA. BCMA started since many years by an idea from 3 persons of our medical committee of CAF, Dr. Zergini, Dr. Zakia, and me, and Dr. Sekajuko and Dr. Liu, our member. We started since many years how we can make obligatory medical examination for all players. It was dream to put this in action, but now we are 100% successful and the compliance was 100%. We have a huge data now. What we can do after that? Maybe anyone, okay, you have huge data, what can do? Our goal in our medical committee in 2017, next year, to manipulate all this data and they issue some publication, especially map of the African player in cardiology, in biological profile, in kidney function, in injury statistics, in anthropometric characteristic, in everything in different age group in competition. Now also in FIFA, since World Cup in Germany, it is obligatory now, and it was dream also for FIFA, but we go next step over FIFA that we started to manipulate all this data. So I think in next conference for CAF, we shall submit it to all of you the map of the African player in different age, and this is the first time that we shall publish something huge for the all African player. So thanks for everyone who created this idea, and thanks for all national associations and for team physicians that they are help and cooperate with us. And thanks for my colleagues that we are follow to presented this today. We open discussion for half an hour. After that, we have coffee break. So it is open discussion for the 2 presenters. Where is Dr. Zutik? Yes. No one want to discuss? Yes. Yes, after that, there is one. Yes. There. Yes. Okay, Dr. Swatlase from Eritrea.
First of all, I would like to thank the presentation. It was a very nice presentation. My question goes to Dr. Boukeri, and we have seen on the 5 regions of Africa, and on the statistics, we have seen there is a difference between the different injuries in the head, neck, thoracic, and abdomen, and the other systems. And I don't understand when we see on the West African countries, the prevalence of injury to the head and the thoracic is much higher than when we compare to the other regions. When we see the sport activity is football, and the risk factor is the contact injury. And can you give me some explanation why this difference comes? Because the other regions is almost the same, because on the lower extremities is much higher than the head and the thoracic injury. But in West Africa it's quite different. What is the reason behind? Thank you, Doctor from Eritrea, for your question. Explanation about the statistics, variation of statistics of football, Western Africa and other regions. We can think about the tactic. Maybe the regions don't have the same style of play. That's why this region is more injured than the others. But still, we can think it is linked to the manner of playing, the style of player. Merci, je crois que Dr Siddiqui il a répondu. Pour l'Afrique de l'Est, on ne peut pas être confirmatif parce qu'il y a une seule compétition, il y a une seule équipe. Alors que pour les autres parties de l'Afrique, il y a plusieurs compétitions. Donc on peut parler d'un style de football. Mais sur une compétition, c'est difficile. Bon, la mieux, c'est-à-dire la dernière carte, c'est juste pour vous inciter à discuter, à se poser des questions et à évoluer dans le système CMS. Thank you very much. This was a great presentation, and thank you to the CAF medical leadership under the leadership of Mr. Jibrin. It's not a question per se, but I've noted when Dr. Zakia was presenting that there's about 9.8% of abnormal ECG that has been noted on the PCMA, but mostly attributed to the athlete's heart, which perhaps comes as a physiological memo. However, I feel that as much as we have made great strides in really helping football medicine, I feel perhaps the PCMA needs to also go down to the federations and make it compulsory. Perhaps it should also go to club licensing to make it compulsory that it should be done in depth like how we're doing it when we are dealing with the national teams. And in that way, then it gives the doctors enough time to deal with the conditions that they might encounter, and also to pick up perhaps physiological problems, heart physiological problems, and perhaps maybe also heart defects, because ECG may be abnormal and you may attribute mistakenly as a physiological defect or athlete's heart. But there can be a mistake as well to find that there's also a heart lesion which may be genetic. That is why perhaps maybe we've got most of our athletes, our footballers who are playing professional, suffering from sudden cardiac arrest, and mostly from Africa. So if we need to actually make this PCMA compulsory,
this system of PCMA compulsory in the Football Federation, perhaps we can make a great stride in actually making our football more healthier and cleaner. Thank you. Can we have the mic there? Dr. Ru, Professor Ru here. Okay, after that. After that. Please, can you give? Pour répondre au dernier confrère, nous sommes d'accord. yes, Et merci pour votre suggestion. Peut-être une bonne nouvelle, que la CAF va élargir les PCMA pour l'éligibilité, peut-être pour les clubs déjà, et après pour tous les clubs, toutes les associations. Je crois qu'elle va commencer avec les tournois finaux de Champions League et de Coupe de la CAF. Monsieur Adoum peut me confirmer ou m'infirmer. Je pense qu'on va généraliser le PCMA cette année pour les clubs. D'accord. Et je suis d'accord. Et j'espère, moi, je n'ai pas voulu approfondir, je ne suis pas un cardiologue. Il y a beaucoup d'anomalies, mais je voulu laisser ça pour les cardiologues, pour qu'ils sortent vraiment de recherches exactes des spécialistes. Mais on peut faire beaucoup de choses. C'est juste pour vous donner l'appétit pour exploiter cette base de données. Merci. Professor Ru here. Wait. Okay. Merci, Dr Sangaré du Mali. Je remercie infiniment les présentateurs. Je dis que nous avons eu la chance de participer à toutes ces compétitions. Donc, ce qui fait que nous avons effectivement remarqué qu'il y a une petite anomalie ou si on pouvait le corriger. Après le match, on demande tout de suite de donner les fiches. Je souhaiterais quand même qu'on donne la possibilité de faire 48 heures, 24 à 48 heures, ce qui permettra de réévaluer les diagnostics tout de suite et permettre aux médecins de poser un diagnostic un peu plus précis et aussi souvent même de récollecter de certaines blessures qui n'ont pas été recensées sur le terrain. Donc c'est ce que je souhaiterais, ça va donner beaucoup plus de visibilité aux données. Merci. Merci, docteur. Alors, vous avez raison, c'est pour ça nous on a dit, jusqu'à maintenant, je remercie la FIFA parce qu'on utilise la fiche de AFMARC. Mais il est temps d'africaniser cette fiche par le groupe des chercheurs en traumatologie qui vont nous sortir une fiche qui peut couvrir et la compétition et l'entraînement et donnera plus des données sur la traumatologie en football africain. Oui. Constant Roux, je voudrais féliciter Zakia et puis Sidiki et le président de la commission médicale de la CAF parce qu'il y a une réelle avancée dans ce que vous êtes en train de faire. Je crois qu'on doit vous féliciter. Mais il faut faire attention. Il faut que les commissions médicales des fédérations sachent pouvoir remplir ces fiches correctement. Ensuite, il y a le problème du recueil des données. D'après Sidiki, très peu de recueils ne sont arrivés. Donc il y a ce problème-là qu'il faut pouvoir résoudre. Ensuite, il y a un grand problème qui va aussi bien chez Sidiki que Zakia. Le docteur Tierlandoy du Sénégal avait fait une étude sur la nutrition diététique en Afrique en disant qu'il y avait 4 zones. La zone maghrébine, on la retrouve dans votre projet, la zone sahélienne, la zone forestière et la zone ougandaise. Cette alimentation était faite de façon horizontale et non pas verticale. Il manquait naturellement la zone de l'Afrique du Sud, car son étude a été faite avant le problème de l'apartheid. Donc vous retrouvez 6 zones sportives en Afrique. Donc on doit pouvoir exploiter ces 6 zones que vous avez déjà localisées avec le problème de nutrition dans ces zones-là. Parce qu'on ne parle plus de lipides, de glucides et de protéines, mais on parle de légumineuses, de tubercules et de céréales, fonction de l'alimentation dans ces différentes zones-là, qui vont permettre une bonne récupération du sportif africain selon la zone où elle est. Donc c'est une zone de recherche qui est très importante. Concernant les traumatismes, Sidiki a très bien montré que le résultat était les contacts. Je me rappelle avoir fait des cours de la FIFA Futuro où j'ai eu plaisir à raconter dans les autres cours qu'à la FIFA, on nous disait que dans le sport, le traumatisme est peut être provoqué par un autre athlète, donc le contact.
Cela vient au fait que la médecine du sport est une médecine préventive. Il faut que le certificat médical qui est de non-contre-indication soit vraiment prévalu et qu'effectivement, lorsqu'on vient sur le terrain, l'accident ne peut provenir que par quelqu'un d'autre parce que vous êtes déjà bien préparé dans ce domaine. Donc je crois que ceci est très très important à mettre en exergue. Et puis, faire un travail spécifique, je vais en parler dans le traumatisme du cartilage de croissance, il y a un problème, on dit attention à l'épaule, 80% de traumatisme chez l'enfant, attention au poignet, 75-80% de traumatisme contrairement à l'épaule, oui au genou, 70% à l'extrémité inférieure du fémur, 75% et 80% pour le tibia et le péroné. Donc la cheville, ce n'est pas ça. Le genou, l'épaule et le poignet. Donc il faut faire une étude approximative vraiment sur les jeunes, éviter qu'il y ait des contacts et faire en sorte que les certificats médicaux, qui sont des certificats de non-contre-indication, soient vraiment bien résolus, de sorte que le sport, la compétition est un problème de choc et non pas parce que la prévention a été mal faite. En tout cas, félicitations, et je crois que je suis tout à fait d'accord avec Zakia, il faut africaniser les fiches de FMARC. Notre recherche nous appartient. Effectivement, on a des possibilités avec les pays extérieurs, mais quand on parle de légumineuses, de tubercules, de céréales, c'est propre à notre alimentation, propre en Afrique. Donc il faut africaniser ce que nous faites. Il faut que les commissions médicales sachent exactement comment remplir ces fiches et les récupérer d'une façon correcte. Mais je pense que ce que vous avez fait est extrêmement important et mérite vraiment nos félicitations. Merci, bravo. I think we hit that gentleman first and then we come back here. Bonjour. Moi, c'est juste une précision. Au Maroc, actuellement, tous nos joueurs des clubs première, deuxième division, c'est-à-dire les 32 clubs, ont un dossier PCMA selon le modèle CAF. On n'a pas délivré cette année les licences. Toutes les licences étaient conditionnées par le dossier médical PCMA. Donc déjà ça, c'est un point très important. Je dis bien tous les clubs. Ce n'est pas ma question. Ma question s'adresse à M. Sediki concernant, vous avez dit que les blessures au-delà de 3 jours, selon les statistiques FIFA, il y a plus d'arrêts de plus de 3 jours que selon nos statistiques CAF. Est-ce que vous avez une explication à ça? Moi, peut-être j'en ai une. Peut-être c'est parce que en Afrique, nos entraîneurs interviennent plus dans la décision de reprise du sport. Qu'est-ce que vous en pensez? Siddiqui, you want to respond? Or you take note? You take note, okay? Oui, docteur, je suis d'accord avec vous parce que 3 jours, c'est-à-dire il a le droit de reprendre le match et quand on a une équipe qu'on veut gagner, automatiquement, même si il a besoin de plus, c'est 3 jours. Mais nous, on a comparé. La FIFA, elle a fait 0 jours de 1 à 3 et après de 3 à 7 et plus que 7. Nous, on a cumulé parce que nous n'avons pas assez d'informations sur nos fiches. Mais je vous comprends, vous avez donné la solution. I think the gentleman in front, please. Yes. أنا هتكلم باللغة العربية وما يترجموا. أولا بشكر جدا أستاذي ورائد الطب الرياضي في مصر الأستاذ الدكتور حسني عبد الرحمن، وأشكر الزميل الدكتور صديقي على هذا التنظيم الرائع، والأخت العزيزة الفاضلة الدكتورة زكية، وأشكركم جميعا ضيوف مصر في بلدكم الثاني. أنا بس كنت عايز أعقب إن إحنا بنتكلم على الإصابات، يا ريت يبقى فيه تركيز شوية، مش يعني إحنا طبعا حضرنا، كان الدكتور حسني أستاذنا دعانا قبل كده في مؤتمر من 2-3 تقريبا، وكان الكلام كويس جدا، وطبعا استحدث هذا المؤتمر. في حاجات احنا بنحضرها برضو، يا ريت يبقى في تركيز على نوعية علاج الإصابات الرياضية بالعمليات الجراحية الجديدة والمناظير والكلام ده كله، لأن الحكاية مش مجرد إصابة في ملعب يقعد يوم ولا يومين ولا 3، يعني ممكن يبقى في قطع في الأربطة وما هذا. طبعا هو ده اختصاص عظام بس في استحداث كتير سمعناه، يا ريت يبقى ده من ضمن البنود اللي تناقش فيما بعد. طبعا موضوع المنشطات وما إلى ذلك برضو ده من ضمن الحاجات الواجبة، يعني
السرد فيها بالنسبة لأي رياضة، بس بالذات كرة القدم. الحاجة الثالثة التوعية بين الملاعب وأخلاقيات اللعيبة لازم تتحط في الحسبان في مجال التوعية. طبعا في بعض الملاعب في بلاد كتيرة ومنها مصر لا تصلح للعب وبيحصل الإصابات أكتر. أخلاقيات اللعيبة مع بعض لازم يبقى في ضمن التركيز قانون، مش بمجرد إنه يديله الحكم إنذار ولا حاجة، توعية بأن هذا يعتبر يعني استهتار وجريمة في حق زميله. اللعب رياضة والرياضة روح يجب أن يتعاون فيها الجميع. وأنا بشكركم جميعا ومرحب بكم في بلدكم الثاني مصر. شكرا جزيلا. Okay, thank you very much. Je voudrais, s'il vous plaît, just 1 minute, just 1 minute. Oui. Please, the session is for questions pertaining to PCMA and injuries. Please direct your questions specifically on this subject. Okay? Yes, please. Oui, c'est pour revenir à ce que Zaki avait dit, je suis tout à fait d'accord de faire le profil hématologique, biologique. Mais le profil hématologique, on a un travail important à faire en Afrique de l'Ouest concernant la drépanocytose. Beaucoup de nos sportifs ont des traits drépanocytaires, doivent-ils ou non jouer? Donc vous avez un travail important à faire et c'est très bien votre profil hématologique, sans oublier la drépanocytose. Please give the mic fast to somebody. Okay, then the gentleman right at the back. Bonjour, je suis Francis Mveng du Cameroun. J'ai suivi, ma question s'adresse au docteur Sidiki. J'ai suivi qu'il a fait des comparaisons, de superpositions statistiques avec les résultats de la FIFA. Et il s'est rendu compte que les résultats étaient les mêmes. Je voudrais donc savoir les résultats de manière comparative par rapport à la FIFA. Est-ce que les résultats de la FIFA sont des résultats standards? Première question. 2. On se rend compte donc en les superposant qu'ils sont les mêmes. Ça veut dire que le profil de l'agresseur est le même. Serait-il donc possible de jouer sur le profil de l'agresseur pour diminuer les agressions des uns envers les autres? Je vous remercie. Thank you very much for giving me time to speak. Let me speak on behalf of my country, Zimbabwe, where I come from. We have got lots of leagues. Unfortunately, you find that when you presented them with the PCMA paper, the biggest problem is that the clubs cannot afford to complete the PCMA form because it's too expensive. So we have got to come up with a paper which suits the poor African countries like Zimbabwe concerns and covering the bad things, let's say, so that we prevent injuries, we prevent deaths, but it has got to be affordable to our clubs. Otherwise, we are just wasting time with this huge paper which the clubs do not afford. Please, let us help each other to come up with a cheap and a preventative paper. Thank you. Please. Oui, merci, Dr Bungu de la RDC. Comme je remercie Dr Bartaji et Sidiki pour le travail, mais je pense qu'il y a quand même un problème. Parce que quand vous analysez les travaux de recherche de FMARC, nous avons conduit un travail avec le groupe de FMARC, avec le professeur Dvorak et Astrid Young, et on a remarqué plutôt ce que Dr Bartaji avait déjà soulevé au notre congrès du Cameroun, où il y avait un taux élevé quand même des blessures. Et cela était dû tout simplement à la méthodologie utilisée. Donc, quand on prend
la définition de la blessure avec la gravité, le temps de repos avant le retour, et on néglige facilement tout ce qui est défini par la FIFA. Puisque pour la FIFA, c'est une plainte, c'est une plainte physique et il n'y a pas d'autres commentaires autour. Et quand on prend ça, on remarque que chaque fois qu'un joueur prend un coup, si c'est un médecin, il va dire que c'est une contusion. Chaque fois que le joueur court et qu'il fait un faux pas, il a un peu mal. Même s'il revient sur le terrain, on dit entorse. Même s'il a bénéficié juste de peu de soins, mais pour la FIFA, actuellement, depuis la réunion du consensus, je crois de 2008 ou 2009, depuis cette réunion du consensus sur la définition de blessures, le taux augmente. Et donc, les statistiques qui étaient antérieures à cette période de consensus peuvent rejoindre ce que vous avez dit là. Mais à partir du moment où toute plainte va dans la définition de blessure, il est difficile de conclure que par match, il n'y a que 2 cas. Moins de 2 cas. C'est vraiment inférieur à la réalité, parce que tout ce que nous vivons, médecins ou journalistes, tout ce que tout le monde voit, c'est au-delà de 2. Je pense qu'il y a un problème de méthodologie que nous devons harmoniser. C'est juste... donc on a ça, il y avait 188 blessures parmi l'heure de jeu. C'était 6 à 12 fois supérieur aux statistiques qui étaient publiées avant. Merci. Merci, Dr Ngalé, commission médicale. Je souhaiterais simplement que Dr Bartagé Sidiki précise bien, en ce qui concerne les zones en Afrique, qu'il ne s'agit pas d'études faites sur les zones, mais des compétitions organisées dans la zone. C'est pour ça que l'un des intervenants a essayé de comparer les blessures à l'ouest de l'Afrique par rapport à celles de l'Est, mais à l'Est, on n'a organisé qu'une seule compétition féminine, en Namibie. Par rapport à l'Afrique de l'Ouest qui a bénéficié de beaucoup de compétitions de jeunes et des adultes. Alors, il faut bien comprendre qu'on ne se trompe pas. Nous avons encore du travail dans nos zones, et c'est pour ça que le docteur Bartagé disait que nous devons faire du travail dans nos fédérations. Je pense que ça, c'est fondamental. Ne partons pas d'ici en pensant que le travail est fait. Non, il s'agit du travail fait pendant les compétitions organisées. Ce n'est pas les zones et les compétitions, vous pensez bien, c'est des pays qui arrivent de toute l'Afrique, mais qui se concentrent, et c'est pendant ces compétitions-là. Je pense que la différence entre la zone et la compétition, il faut bien l'avoir dans la tête. Sinon, la thèse, elle est fausse. Mais je crois que nous sommes d'accord et nous acceptons les félicitations. Le président, en ce qui concerne le relevé des blessures, nous qui étions sur le terrain, on a remarqué que les médecins ne prennent pas, excusez le terme, très au sérieux ces blessures-là. On remplit la feuille au dernier moment, lorsque l'officier médical demande la feuille, on remplit n'importe comment. Évidemment, je pense que ce que Mbungu a dit de RDC, c'est ce que nous devons appliquer. Il faut que le médecin de l'équipe se sente concerné. Ne pas remplir la fiche parce qu'on a besoin de la fiche absolument, mais la remplir parce qu'on a effectivement constaté des choses. Merci. Ça va nous permettre d'approfondir le travail fait. Okay, can I... Yes, please. Oui. Merci beaucoup, Dr Bizran, commission médicale Maroc. J'ai deux interventions et 2 questions. Donc, la première, c'est que justement, donc, en ce qui concerne la PCMA, donc moi je pense que c'est une très très bonne chose justement. Donc, et la première des conditions justement pour qu'on puisse justement réussir et avoir des données très précises, c'est de le rendre obligatoire au niveau de toutes les commissions et des pays, ce qui a été déjà donc fait chez nous auparavant par la commission centrale de la Fédération royale marocaine de foot. Cette année, aucune licence n'a été délivrée qu'après justement le remplissage donc
dans les bonnes... La deuxième chose, c'est que justement, on se posait la question de centralisation, justement, donc, de toutes les données, d'abord au niveau du pays lui-même. Et nous, on cherchait justement, on avait contacté dans des interventions, on a essayé de trouver un logiciel qui pourrait justement correspondre à la collecte des données. Et nous avons la solution aujourd'hui, avec tout ce que Madame Partagé donc a présenté, et c'est une très bonne chose. La deuxième question, c'est au niveau justement donc, un petit peu de la collecte des données par rapport aux compétitions. Donc il y a des études actuellement qui ont montré que plus qu'un joueur est professionnel, moins il y a de blessures. Ça veut dire que nous avons quand même nos équipes où on fait appel à des professionnels et nous avons également des joueurs nationaux. Ça veut dire qu'ici, il faut également tenir compte un petit peu en plus de l'environnement, donc du jeu, du stade, et donc de ce côté professionnel du joueur qui a également un impact au niveau de la survenue et de la blessure et de sa gravité. Voilà, merci. Okay, good. The points are taken. One last question before we wind up the session. There's only one. Only one. Okay, you can last two. Never mind. Thank you for this presentation. I'm from Uganda. I'm just very happy to note that we can even get the results of the PCMA. We take a lot of our time to do these medical evaluations, and I was surprised to see that there are many lesions which are found. My question to you is, how do we get access to this information, and do the players ever get to know the results of this information, because this is very important in improving their well-being? Merci beaucoup. Moi, je vais répondre à la question du docteur Mvin, qui a dit en comparant les statistiques des blessures des compétitions africaines aux compétitions FIFA, les résultats sont superposables. Est-ce qu'on peut mettre en exergue l'agressivité du joueur? Je dis oui, parce que ces joueurs, que ce soit les joueurs pendant la Coupe du Monde ou pendant les compétitions CAF, il y a plusieurs facteurs qui les motivent. Il y a la recherche des résultats, il y a le mental, et puis il y a aussi les instructions du coach. Tous ces éléments rassemblés les retrouvent en train de parfois commettre des erreurs à la recherche du ballon, et on se retrouve devant une faute sans le vouloir. Merci. Merci. Moi, je réponds à mon confrère du Zimbabwe concernant c'est-à-dire les possibilités de l'Afrique. Juste, je vous dis, arrêtez de dire que l'Afrique n'a pas les moyens. Pour la santé, l'Afrique a les moyens. Elle aura les moyens parce que l'Afrique sort les meilleurs footballeurs et elle a les meilleurs médecins. Donc, un peu de conviction de l'utilité. Et c'est vrai, je vous ai dit qu'il y a la fiche de PCMA. Normalement, elle est très encombrée. Et avec l'aide des groupes de chercheurs, on va essayer de l'alléger pour qu'elle soit facile à appliquer dans toutes les associations et pour tous les footballeurs. Maintenant, elle est contraignante et obligatoire pour toutes les compétitions de la CAF et des compétitions, c'est-à-dire des équipes nationales, et ainsi bientôt pour les clubs dans le Champions League et la Coupe de la CAF. Et j'espère que d'ici là, on ne peut pas obliger les gens, mais il y a plusieurs pays, il y a le Maroc, il y a d'autres qui peuvent vous donner une idée comment l'utiliser au niveau de tous les clubs. Je crois que pour le médecin, c'est vraiment très important qu'il soit sûr de la santé de ses footballeurs avant de signer une licence. La deuxième réponse concernant les informations, toutes ces informations, ce n'est pas une étude de recherche approfondie. Je vous dis, c'est juste pour vous donner l'appétit. Mais c'est pour vous inciter à utiliser
cette base de données. Mais normalement, elle va être, toutes les représentations vont vous être soumises à la fin dans une clé USB. Donc c'est à vous de sensibiliser vos joueurs pour qu'ils acceptent. Ah non, normalement, c'est vous. Moi, je vous ai dit, c'est votre responsabilité. Vous faites le PCMA. La CAF n'est responsable que de votre fiche signée comme quoi ce joueur est éligible. Vous êtes le premier responsable. Je vous ai dit, c'est votre base de données. C'est vos données. La CAF est là juste pour vous aider comment et vous orienter, comment utiliser cette base de données. Mais vous êtes le premier responsable de cette base de données. Donc vous pouvez informer vos joueurs des résultats que vous trouvez. Je remercie le Maroc pour sa participation active et le fait d'appliquer et de donner leur expérience pour l'utilisation de ces... c'est déjà professionnalisé et j'espère que même pour d'autres pays, tout sera professionnalisé d'ici l'année prochaine. Des questions à qui ils ne sont pas satisfaits de la réponse? Vous êtes satisfait? Ah oui, c'est vrai, je vais pas... Just a comment. C'est vrai, non, non. Please, Dr. Zakia, just a comment. Dr. Zakia. Dr. Zakia, just a comment about the benefit. What is the benefit of our data? I think I discussed this several times in our medical committee of CAF, and CAF now put some strategy for how we use these data, and I think our main agenda in 2017 is manipulation of this data, outcome of research, outcome of African map for player, and number 3, health education for athletes. You are right that this gives your question and this pushing us to treat this manipulation very strictly. And really we are too late to make that. But what is presented today from Dr. Zakia, it is the start, and we promise all of you in next year you will have all this data in our website and send it to you. Thank you for everything. Second thing about the injuries. Bill, injuries. You know that FIFA usually has a good benefit from statistical analysis of injuries, and we in FIFA, they are succeeded to change some rules in the game. For example, the aggressive attitude of severe contact with another player, for concussion, for severe elbow, and this is the benefit of a statistical analysis of injuries. So sure that every data will be under a very good eye and a careful study. Now we have coffee break and we'll come back at 11 o'clock exactly. Thank you for everyone, and thank you for the speakers, and thank you for my colleague for sharing me in this session. Thank you. My friend, we shall start our second part of the morning session. We have 3 speakers. Please ask the 3 speakers come here to sitting beside us. The 3 speakers. Okay? Come and sit beside us here. Yes, Dr. Maria. Dr. Peter. Where is Yasser? Where is Yasser? Yes, please, Dr. Mustafa. Okay. And my colleague, Dr. Guru, will introduce
the three speakers, and the floor with him. Okay, well, welcome back to session 2 of this morning. It's an important area of cardiology. As they always generally say that you can be the best physician in a clinical setting, but once you are under the microscope of all the international television and on a field of play, what do you do with a player with a sudden cardiac arrest? It's a different ball game, and how you function will determine your, not only your knowledge, but how appropriately do you function to save the life of a young individual on the field of play. To address all these issues, we have 3 speakers for this session, and the first speaker is Dr. Peter. He's an Englishman but settled in New Zealand and works in Espeta. This is how diverse he is. An anesthetist in specialty with a subspecialty in intensive care unit and critical care. Next speaker is a beautiful lady coming from Spain, Dr. Carmen, Maria Carmen. She's a cardiologist by profession, having the benefit of clinical cardiology within the general population, and now she works full-time in Espeta Doha too with athletes, so she will give you share experiences of both clinical setting as well as dealing with athletes. And the third speaker is Dr. Yasir Abdul Rahman. He's an associate professor of cardiology and an CAS instructor. He's a general secretary of the Egyptian Cardiopulmonary Resuscitation Organization. And I give you Dr. Peter to lead as the first speaker. Dr. Peter. Salam alaikum. Good morning. Bonjour. Thank you very much for that introduction. And I would just like to thank the organizers for inviting me. I am honored and humbled to be here. I am an intensive care consultant. Nobody wants to see me as a patient. You are sports and football medicine doctors. Everybody wants to see you. But I'd like to talk about where our two worlds collide, namely the sudden cardiac arrest on the pitch. Before I start, though, I'd just like to point out this very interesting paper that came out in the New England Journal of Medicine that talked about cardiac arrest and myocardial stunning due to sudden emotional stress. This was a list of sudden emotional stress causing cardiac arrest. And as you can see, public speaking was number 6 on the list. So if any of us up here on the podium collapse, at least you'll know what the problem was. What I'm going to talk about is emergency management of cardiac arrest on the field of play. It's a very pragmatic talk, and it's what we'll be practicing in the workshop. This is the first of 2 parts to my sessions. This is what we're going to be talking about. The second session on Sunday is what we're going to be practicing. What I'm not going to be talking about is all the very clever stuff which my esteemed colleagues will be talking about in the next lectures. So, what I'd like to start by showing is this tragic and catastrophic event, which I'm sure we've seen this video before. This is Marc-Vivien Foé. This is 2003, a sunny day in Lyon, France. I have put a stopwatch on the bottom corner of this video, which I'm sure we've seen before. The reason I put a stopwatch here is because it's important to realize that in a cardiac arrest, the brain and the heart start to become irreversibly damaged within 3 to 4 minutes. So if no CPR is performed within 3 to 4 minutes, the brain and the heart start to fail, and chances of resuscitation are very low. The whole video is 5 minutes long. I've made several cuts to speed it up. As you can see now, 1.5 minutes into the cardiac arrest. And Marc-Vivien Foé is in cardiac arrest and has not had CPR started. It's a terrible video. It's a terrible tragedy. We are now 3.5 minutes in,
And although a Goodell has been inserted, no CPR has been started, and no chest compressions have been started. We're 5 minutes down the line, and the brain and the heart have become irreversibly damaged. Mark Vivian Foe died at the age of 28. It's a terrible event. Lessons we can learn from this have been myriad. FIFA has learned amazingly from this. It's implemented PCMA, it's implemented screening, it's implemented CPR education, it's implemented sessions such as this. Us as individuals, we can learn. In a sudden cardiac arrest, we must act immediately. Seconds count. Secondly, this could happen to any of us. This could happen to any of us on the pitch, on the training pitch, on an international. We must absolutely be prepared. That video is not a video of blame. That video is a video of a highly skilled team that went to pieces under pressure. They had what we call lack of situational awareness, information overload. We can learn from that. The way to get over that is to practice, practice, practice. I'm only touching on this. Dr. Carmen will talk about this a lot more, but this is a paper in 2009 from the United Kingdom Coroner's Office, which showed causes of 118 athletes who suffered sudden cardiac death. The reason I highlight it is that, in almost a third of cases, a normal heart was found. And I just wait for that to come up. In a third of almost a quarter of cases, a normal heart was found. So no matter how good the screening is, no matter how good the examinations are, this will occur. If a player has an unstable electrophysiological substrate and has an event that makes things worse, such as dehydration, electrolyte imbalance, adrenergic surges, this can cause a cardiac arrest. So one of the ways to manage cardiac arrest is in fact prevention. So keeping players well hydrated, keeping them in electrolyte balance normality is very important. And this can also be a means to prevention. However, should a catastrophic cardiac arrest occur, there are 4 things that we need to do. Firstly, we need to recognize it early. Secondly, we need to do early, efficient CPR. Thirdly, we need to do early, safe use of an automated external defibrillator. And lastly, we need to do early, safe extraction from the pitch and transfer to a facility where tertiary referral centers can actually continue care. All those 4 things will give the best chances for a successful resuscitation. The rest of my talk and the rest of the workshop on Sunday, we will be going through these 4 things. And this, I make no apologies for going over and over again. I'd like to just spend the rest of the time talking about these 4 things, but this is in relation to the recent update of resuscitation guidelines that came out both from the European Resuscitation Council and the American Heart Association. In particular, there was a chapter for the first time ever on cardiac arrest during sports activities. So, in the event of a cardiac arrest on the pitch, the first thing is early recognition. Any player who falls and collapses in a non-traumatic mode, it's a cardiac arrest until proven otherwise. The medical team on the pitch should be watching the players at all time. They should not be watching the match. They should be concentrating on the players. Very frequently, players have a cardiac arrest, but will have some element of breathing, agonal breathing, or myoclonic movement disorders. They do not preclude a cardiac arrest, and I'll show a little bit later. You need to assess your ABCs, airway, breathing, circulation, check with the pulse, but spend no more than 10 seconds checking a pulse. Remember that a cardiac arrest is still a clinical diagnosis. It's a loss of consciousness and a loss of pulse. So if a player is unconscious and has no pulse, it's a cardiac arrest. So if in doubt, start CPR. Which brings me to the second, early, efficient, call for help. Obviously, this is a situation where you cannot perform everything yourself. You need at least 4 people, 1 for the airway,
one for chest compressions, one for the defibrillator, one to work everything else. To call for help. The second thing is early efficient CPR. We'll be practicing this on Sunday, but you need to have your arms straight, your fingers interlocked, your shoulders and hands in a straight line with the elbows locked. You need to perform a rocking motion. Put your hands on the lower half of the sternum, chest compression of at least 100 a minute, at least 5 centimeters chest compressions. As you can see here in this video, the fingers are interlocked, the elbows are straight, the shoulders and the arms and the hands are all in line together. This is a rocking motion of at least 100 to 120 a minute. This gives the best chance of oxygen going through to the brain. It is fine to start with chest compression only CPR. So just start with chest compression only CPR because there's still oxygen in the bloodstream. But after a few minutes, move on to 30 to 2 breath rate to compression rate. And we'll go over that on Sunday. The third thing is safe, efficient use of the automatic external defibrillator. The reason why this is important is if a cardiac arrest is due to a shockable rhythm, if you can shock it within 3 minutes of cardiac arrest, you have a 90% chance of success. That success rate goes down between 7 and 10% with every minute's delay. So if you can get the AED to the player, and you can get the AED switched on, and you can get the AED working, you have a fantastic chance to actually get the player resuscitated. The AEDs these days are amazing pieces of technology. All you need to do is know where the on button is, because they will tell you at every point. They verbalize, they speak to you, they say stop CPR, put the pads on. The pad placement, I will just show you here. It's very self-explanatory. You literally just unfold them, put one on the right side of the chest, one on the left side of the chest at the lower end, and there's a cross for the sternum where you perform CPR. You wait. The AED will tell you whether or not to shock, and that light will be flashing if there needs to be shocking. So it's a fantastic piece of equipment which has saved countless thousands of lives. It's important to realize that the person in charge is also the person in charge of safety for the entire team. So everybody must stand back when the AED is about to fire. The fourth part of the four-part scenario that we need to do is safe extraction and transfer. And that requires prior practice. You need to know knowledge of extraction routes. You need to know whether or not to bring an ambulance onto the field of play. If not, bring the stretcher off, but do not interrupt CPR for any longer than 10 seconds. Perform a cycle of CPR, move for 10 seconds, before put the stretcher down, perform another cycle of CPR, move just as they are. Continue following the instructions of the AED. They are fantastic. And obviously, communication and prior liaison is important. None of this would occur without proper planning. Planning, practice, teamwork, and communication are the key before, during, and after any sports event. I'd just like to show this paper which came out last year, which talked about outcomes of out-of-hospital cardiac arrest treated by basic life support versus advanced life support. So basic life support is CPR plus an AED. This is from information from Harvard. This is 34,000 cardiac arrests. This shows that survival and neurological benefit is improved with basic life support only. So we're saving more lives by doing basic life support with the AED and not worrying about intubation, IV access, drugs in the pre-hospital setting. I emphasize that. So in the pre-hospital setting, what we need to know about is good CPR and good use of the AED, because research shows that that improves outcomes more than knowing anything more about adrenaline or intubation or anything like that. We don't need to know about that in the pre-hospital setting. FIFA came out with the FIFA emergency medical bag recently, which is a fantastic piece of equipment, and Professor Yogi, Professor Kramer, and their teams distributed one, I believe, to every FIFA member nation. Inside, there is equipment for airway, breathing, circulation, and most importantly, a defibrillator. If you haven't seen this, I would recommend downloading the paper, or I can send the paper to you, and you can make up your own. It's simple things, but it's a fantastic
medical emergency bag. They've also released a free app, and this is available on iTunes and on Android. It's called CPR 11. It's totally free, and it gives an 11-step guide on what to do if there's a cardiac arrest on the pitch. It has videos. It's very straightforward to watch, and it's a fantastic thing to look at. My training is intensive care, and intensive care, we've undergone a revolution over the last 10 to 15 years. Our patients used to die due to confusion and due to lack of coordination. We've had a revolution come through, and essentially we have now had the use of checklists and communication aids to come through and to assist in everything from patient transfer to cardiac arrest to how to look after a critically ill patient. And this is just some of the myriad of papers that have come out in the literature of intensive care that show that use of checklists and communication aids improve ICU care and decrease complications. And the same is true for all aspects of medicine, including sports medicine. And the FIFA Medical Emergency Handbook has appendices at the back which shows checklists that you can plan for preparing for a sports event, preparing for a cardiac arrest, practicing for a cardiac arrest, and therefore, should a terrible event like this happen, then you'll know what to do. I'm going to show this video, and in the center of the picture, you will see Fabrice Mwamba. And he suffered cardiac arrest in 2012 at White Hart Lane. This is the same format. I've cut the video because it's long. I've put a stopwatch in the bottom corner. But it's a little bit distressing. But I show this because, first of all, you can see Fabrice making these myoclonic movement disorders and still breathing with agonal breathing. He is in cardiac arrest at this stage, but he is still moving. So this is important to realize. This is what agonal breathing and myoclonus may look like. Within 30 seconds, there's one physio on the pitch. He has called for help. Within 45 seconds, the rest of the team is here. This is in front of a full crowd. This is the other thing to be aware of. In this day and age of social media, everything is scrutinized. So everything we do can actually be highlighted on Facebook if we're not careful. This is 67 seconds into dropping of his cardiac arrest, and they've started CPR. This is an amazing team at work. Within 2 minutes and 20, he has his first shock. So within 2 minutes and 20, they've recognized the cardiac arrest, they've performed CPR, and they performed their first AED shock. He was shocked 3 times on the pitch in front of everybody. He was shocked another 12 times in the ambulance. He had a 78-minute cardiac arrest. He made a full 100% recovery. His heart was not damaged, his brain was not damaged. That was due to the team on the pitch. He is now an advocate for CPR and automatic external defibrillators throughout public places. It's a fantastic story. Obviously, should this happen, it's a very stressful event. I've been to many, many cardiac arrests, but when that cardiac arrest page goes, even I have that surge of adrenaline. But the more you practice, the less stressed you are. I think it was Lee Trevino who said the more he practices, the luckier he gets. And the team who treated Fabrice Mwamba, yes, they were lucky. They had a cardiologist who was able to help them internally, but they had also practiced. So I would urge you to practice CPR, and that's what the next session is on for, to practice what we're going to talk about. I've only got 2 more slides, and this is the slide showing the chain of survival for cardiac arrest. We need to have early recognition, early CPR, early defibrillation. That's where you guys come in, so that us at the end can actually do the last bit, which is early post-resuscitation care. On that note, I'd like to finish, and I'd like to invite you all, and I'll see you all at the workshop. Thank you.
Thank you very much, Peter, for this presentation. I'm very glad that you are here close to me, because as a speaker, my heart maybe now is under some kind of ischemia. So in case something happens, you are very close. It's a pleasure and an honor for me to be invited as speaker in this conference. So I really want to thank you, CAF, for this kind of invitation. The sudden death of a young and apparently healthy football player is always a devastating event. Frequently, it's highlighted by the media that draws the attention to the youth of this population, accounts for the causes of the tragedy, and compels medical societies and sport governing bodies to develop and implement effective preventive strategies. The cardiac screening of those players to recognize those that can be at risk of sudden cardiac death, the management of players with cardiovascular conditions, and the appropriate recognition and management of athletes in cardiac arrest in the field of play are the three key strategies to reduce the incidence of sudden cardiac death in sports. I will review with you very briefly in this presentation the epidemiology and main causes of sudden cardiac death in sport, the methodology on how best screen athletes to prevent sudden cardiac death, and I will present also the Aspetar cardiac experience, the clinical outcome of the cardiac screening program in Aspetar. We do know that the overall incidence of sudden cardiac death in sport range 1 to 4 out of 100,000 athletes per year. But this is maybe underestimated, and we know that there are some sports in which the risk can be much higher, including especially basketball, with description of incident of 1 player out of 5,000 in the States. We don't have a specific data for football, and we don't have a specific data for African players, but we know that male athletes and black athletes are at greater risk of sudden cardiac death. So the relevant question is, do really athletes have a greater risk of sudden cardiac death than the non-athletic population? And the answer is yes. There are studies conducted in Italy, in France, and in the States that have demonstrated that athletes aged 18 to 35 have 3 to 4-fold greater risk of sudden cardiac death than matched age population of non-athletes. Sudden cardiac death, not traumatic sudden cardiac death in athletes occurs always as a result of an underlying cardiac condition predisposing to life-threatening ventricular arrhythmias. The sport participation is not per se the cause of the sudden cardiac death in these players. It's just the trigger for these ventricular arrhythmias in those players with the underlying cardiac condition. In this setting, the cardiac arrest can be the first manifestation of the disease. So this is why it's so important to have a good preparation plan, an emergency plan in the event of a cardiac arrest, because even with a good cardiac screening program, we may not be able to prevent all the events. This is the figures of the prevalence of cardiovascular condition associated with sudden cardiac death in sport. According with this figure, 7 out of 1,000 players may have a cardiac condition associated with sudden cardiac death. And this is the most relevant question. So it's not about which is the incidence of sudden cardiac death in sport. The question is how many players may be at risk of sudden cardiac death because they have a cardiovascular disorder that may predispose them to a sudden cardiac death. How can we recognize those athletes? Well, this is the role of the pre-participation cardiac screening, the recognition of those athletes that may be at risk of sudden cardiac death. So we can reduce the risk of this player through the appropriate management by experts in sports cardiology. So far, there is no consensus
on how best screen athletes to detect those at risk of sudden cardiac death. As you know, the American Heart Association proposed a very simple model based in the history and physical examination to detect players at risk of sudden cardiac death. Well, the family history is really relevant in the recognition of athletes at risk of sudden cardiac death. We know that most of the cardiovascular conditions associated with sudden cardiac death in sport are familiar disorders, cardiomyopathies, ion channel diseases. They are inherited cardiac conditions. So it's very relevant, the family history of a young relative affected by one of these conditions, or a sudden cardiac death in the family in a young relative under the age of 50. This can be very important data, very important information to bear in mind when assessing athletes, because maybe athletes with this history may have the same disease and they can also be affected. The personal history is very important. Warning symptoms such as syncope during exercise, palpitations, chest pain, dizziness, seizures, all this should be keeping into account to detect those players that may be at risk of sudden cardiac death because they have a cardiovascular condition associated with sudden cardiac death. But unfortunately, several studies have evaluated retrospectively the symptoms of those players who die suddenly of sudden cardiac death. And up to 80% of these players didn't present any symptom, any warning symptom before the event. So we can't rely on symptoms to detect those players that may have a cardiac condition. We need something else. It is true that the physical examination can add some value to this model of screening, but overall, yes, the history and physical examination, as you see, has a very low sensitivity to detect players that may have an underlying cardiac condition associated with sudden cardiac death. And up to 60% of the athletes screened following the American Heart Association model will not be recognized. If we add an electrocardiogram to this model, which is advocated by the European Society of Cardiology, we can probably implement the sensitivity of the screening. We can make this screening model more efficient. But yes, you know, it's a very challenge because the interpretation of electrocardiogram in athletes is not easy. There are several standards criteria that during the last 5 years has been proposed for the recognition of the abnormalities in the electrocardiogram in athletes that are related with the training and are specific for some ethnicities to differentiate these findings from those findings associated with cardiomyopathy or other underlying cardiac conditions. That was the first guidelines. After that, the Seattle criteria probably is the most commonly known, but recently, in 2014, new criteria, new refined criteria came into account, and using this criteria, and this is a research from our group, we have reduced the ratio of false positive in the screening model that based in ECG screening from 21%. That was initially with the false positive ratio using the European Society of Cardiology criteria to 4%, to 4.9%, under 5%, using this refined criteria proposed by Sheikh and Cole. Still, this number is not ideal. And if you look at the black population, the ratio of false positive still is very high. And more than 9% of the ECGs present abnormality that can be in relation with a real false positive. So we need to do something else. And I am very glad to tell you that there has been in 2015 a new consensus statement. Still is under press. But you will have the consensus statement published very soon with new criteria that I am sure is going to improve this information. So using these new criteria,
The recent meta-analysis evaluating the efficacy of a screening program based in the model of the European Society of Cardiology give us this information. The sensitivity of this model can be as high as 100% to pick up athletes with underlying cardiac condition. This is the electrocardiogram of a 26-year-old female basketball player. She is from the States, and she came to hospital for cardiac screening. She was asymptomatic, and she doesn't have any family history of familiar disorder or sudden cardiac death. The physical examination was completely normal. But as you see, there is a really abnormal electrocardiogram demonstrated a T-way inversion in the inferior leads and also in lateral leads, which is quite consistent with an underlying condition, probably hypertrophic cardiomyopathy. And yes, this is what demonstrated in the echocardiography and in the cardiac MRI. It's an apical feature of hypertrophic cardiomyopathy. This player underwent screening several times in the States following the American Heart Association model without the electrocardiogram that was unable to recognize the disease that the player had. And so far, this screening model based in electrocardiogram is the only strategy that has demonstrated to be a life-saving strategy. This is a classical graphic demonstrating the changes in the incidence of sudden cardiac death in players, in athletes in Italy, since the implementation of a program of screening including electrocardiogram. The sudden cardiac death incidence dropped from 3.6 to 0.4 after 25 years of implementation of this plan. This means a 90% reduction in the incidence of sudden cardiac death in a sport. And why the electrocardiogram is so powerful to help us to recognize those players at risk of sudden cardiac death. If we look at the main causes of sudden cardiac death, the inherited cardiac conditions, cardiomyopathies, ion channel diseases, these two group of diseases demonstrate features in electrocardiograms that can be recognized and can be picked up. So this will help us to recognize athletes at risk of sudden cardiac death. Hypertrophic cardiomyopathy is so far the most important cause and the most common, and is the cause of death was the cause of death of Mark Vivian Ford, for example, that you presented, Peter, and also was the same for Fabrice Muamba. So hypertrophic cardiomyopathy can be picked up with electrocardiogram. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, and I think now in a Spanish player, Antonio Puerta, who died of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, also can be picked up with abnormalities in electrocardiogram. Dilated cardiomyopathy, non-compaction cardiomyopathy, and all the ion channel diseases. We can pick up athletes with a normal cardiac condition, even with a normal history, even with a normal physical examination, just because they present abnormalities in the electrocardiogram. FIFA advocate to include one echocardiography in the pre-competition medical assessment. So far, there is no scientific recommendation for any medical society to include echocardiography in the screening of athletes. And it is true that this is a very expensive technique, and we need to know exactly if this is cost efficient. So far, there are no studies in the cost effectivity of this technique, but we have to think that maybe the inclusion of the echocardiography can be relevant to pick up some cardiac conditions, especially anomalous coronary artery. Anomalous coronary artery is a disease that, if you see in this graphic, in two different studies on incidence of sudden cardiac death in the States and UK, the coronary artery anomaly, the abnormal implantation of coronary artery, accounts for a significant number of athletes, up to 17% in the US registry. And if you look at also the US registry, 3% of the athletes who die suddenly have a problem in the aorta, an aortic dissection.
And these two problems, coronary artery abnormal implantation and abnormalities in the aorta, cannot be picked up if the player is asymptomatic only with electrocardiogram, but can be picked up through the echocardiography. So probably the addition of the echocardiography can be useful. I would like to share with you the outcome of the cardiac screening program in Aspetar. So far we have more than 12,000 athletes screened, many different sports, but for the purpose of this presentation, I just selected the number of up to 3,000 athletes, 2,937, which were screened following the new criteria for ECG interpretation, just to have an homogeneous group. And these players have a basic screening based in ECG screening, family history, personal history, physical examination, and ECG. But we also include echocardiography in all football players as it is requested by FIFA. Other further investigations, such as Holter or exercise test, cardiac MRI, was done only when clinically indicated. So with this, using these protocols, we found a prevalence of cardiac condition of 5.7%, relevant cardiac condition in 5.7% of this population, 167 players. 5% of these players have a cardiac condition that we consider at the time of the diagnosis was not associated with sudden cardiac death. They may be a valve heart disease or a very abnormal electrocardiogram. An abnormal electrocardiogram that we know can be in relation with a console cardiomyopathy, with an incomplete penetrance of the mutation of one of the cardiomyopathies. But if there is no structural changes in the heart, so far there is no criteria to disqualify these players. So in this group, 5% is currently under follow-up, under regular checkup by a sport cardiologist to ensure safe competition, but they are competing. There is a number of 22 players, 0.7% of this population, with life-threatening cardiac condition, with diseases associated with sudden cardiac death. You may think, okay, this is the ratio of disqualification and the population non-eligible, but this is not true. Appropriate management by a sport cardiologist can reduce the incidence of players that are not eligible. And after appropriate management, 3 of these players could return to play safely. We unfortunately have to disqualify 19 players. They were considered non-eligible for a sport competition. And this is the overall prevalence of cardiac disorders that we found in this population. 23%, the most common cause of cardiovascular condition associated with sudden cardiac death was cardiomyopathy. The most common of them was hypertrophic cardiomyopathy. But I would like to drive your attention to the 18% of athletes that were found to have an abnormal coronary artery implantation, and 14% of athletes that were found to have a really severe abnormality in the aortic root or ascending aorta. That accounts for 33% of this population. If we 33% of this population that was picked up only because we did the echocardiography. And that was only in the group of football players that account for 35% of the total of the population. So we really don't know. We should have been the outcome of the cardiac screening program if we had done the echocardiography in all the players that we had in this group. But probably the figures could have been quite different, and the prevalence of cardiac condition associated with sudden cardiac death could have been even higher. So far, the prevalence of cardiac condition associated with sudden cardiac death in this population is 0.7%. That means that 1 out of 134 athletes may have a cardiac condition associated with sudden cardiac death. In summary, the incidence of sudden cardiac death in sport may be not too high,
but the prevalence of disease associated with sudden cardiac death in our athletic population is really high, and 1 out of 134 athletes may be at risk of sudden cardiac death. Pre-participation cardiac screening, including the history, physical examination, and electrocardiogram, is effective to detect athletes at risk of sudden cardiac death, but when possible, the addition of one echocardiogram, especially at the first screening, should be considered. There is a number of athletes that have a cardiac condition that require specialist follow-up by trained sport cardiologists to ensure safe competition. And I think national and international registers are needed to have a better epidemiological and etiological data regarding the incidence of cardiac condition associated with sudden cardiac death in African football players. Thank you very much. Thank you very much. Actually, this presentation have lots of similarity to the previous presentation of my colleagues, so I would like to make it a little bit shorter. I'm going to be talking about, is sudden cardiac death a new phenomenon in sports? The definition of sudden death and the definition of sudden cardiac death, and what is the magnitude of the problem, and what are the causes of sudden cardiac death, and is there an evidence-based PCMA, and what are the predictors, if any, of sudden cardiac death? They say if you're at Rome, do as the Romans do. And in Egypt, we always start a presentation by talking about its historical background. Actually, I don't think that the sudden cardiac death is a new phenomenon. You see, it was a case of sudden cardiac death that started the whole sport events, the greatest of all, the Olympics. This Greek soldier ran 42.195 meters from Marathon to Athens to announce the victory of the Greek over the Persian. He said one word, we won, and then he collapsed. To commemorate his memory, the Olympics were held ever since. That was like 3,000 years ago. So it was a case of sudden cardiac death that led to the birth of sport itself. It's not at all a new phenomenon. Moreover, our ancestors, our old physicians, as Galen and Hippocrates, they had an idea that athletes are abnormal subjects and they tend to die in an abnormal way. Strangely, this opinion persisted up to the 19th century, where you find citation like this: the dangers of exercise dominated till the 19th century, maybe because the diagnostic techniques which they have, the investigational technique, were mainly the stethoscope and percussion. And they led to erroneous diagnosis of pathological heart condition versus physiological adaptation. For example, resting bradycardia was diagnosed as conduction abnormality, cardiac enlargement was diagnosed as dilated cardiomyopathy, and functional flow murmur were diagnosed as valvular heart disease. The Demar dilemma, or the Demar affair, this guy won the marathon race 7 times in a row, and he had a 5 years hiatus from sports on behalf of his doctors and the physicians who advised him to abstain from sports because it's very dangerous for his heart. Actually, the classification of sudden death in athletes could either direct or indirect. The direct is usually traumatic, the indirect is atraumatic. Mostly, the indirect are cardiac in origin. Very small number of indirect causes of sudden death are non-cardiac, like the heat stroke, the CVA, pulmonary embolism, drug abuse. From 1931 to 1986, the direct causes dominated sudden cardiac death by 2 to 1. From 1982 to the present day, this has reversed, with indirect causes having the upper hand by 2 to 1.
Sudden cardiac death is a non-traumatic, non-violent, unexpected death due to cardiac causes within 1 hour after the onset of symptoms and occurring within 1 hour of sport participation. This is one of the definitions we have for sudden cardiac death, because even a sudden cardiac death in the general population tend to have somehow a diverse definition. There is no universal definition. Actually, the precise incidence is not known, as my colleague pointed out. The current incidence is not accurate, as it is derived from surveys and non-mandatory reporting system that usually underestimates the true incidence, and very few reliable studies exist. For example, Maron et al. In 1998, using Minnesota Health Survey athletes and using the mandatory insurance for catastrophic death as a reporting system, he reported the rate of 1 every 200,000 participants annually. In 2009, he used a different reporting system of sudden cardiac death using the news, the media, the internet, and the direct reports, and he came out with 1 every 164,000 participants annually. Eckert, in 2004, using the military recruits, he studied the military recruits, and he ended up with 1 to every 9,000 recruits annually. So the estimated incidence is somewhere between 1 to 2 or 1 to 4, as my colleague pointed out, every 100,000 per year. However, even such a small number, this is a very small number, but even such a small number, due to the media and legal implication, make these effects outstanding and exaggerated. The sports that are engaged in the time of sudden death, as my colleague also pointed out, football comes second to base. Soccer is very low. The football here is, because this is an American paper, the football is it's not the soccer we know, it's not the football we know, it's the American football. I usually like to have a different classification for sudden cardiac death. I usually classify it into age, and I classify it geographically, because certain areas in the world tend to have a special prevalence of a certain disease. For example, below 35 years, the cause is usually congenital, whereas above 35 years, the cause is usually acquired. Geographically, in North America, the most common cause is hypertrophic cardiomyopathy. In Italy, the most common cause, and especially in the Veneto region, is arrhythmogenic right ventricular dysplasia. In Germany, the most common cause is myocarditis. And in China, the most common cause is Marfan syndrome. In Africa and the Middle East, the most common cause is not yet to be established. We don't have sufficient data to end up with and of course, all these common causes are just arbitrary, and they are not exclusive. Of course, the most common cause is always the hypertrophic cardiomyopathy. The coronary anomalies, I will not be discussing this, because actually they are only to be discovered with an invasive investigation. You cannot discover it with any non-invasive investigation, the coronary anomaly. Whereas hypertrophic cardiomyopathy is mainly the enlargement or thickening of the septum, sometimes to the extent that it would obstruct the left ventricular outflow tracts. It's a genetic disease which is transmitted as autosomal dominant. Its prevalence is 1 in every 500 in the general population, and its incidence of 2 to 4 per year in adults, 4 to 6 years in children and adolescents. Causes of death is usually due to ventricular tachyarrhythmia and myocardial ischemia. Of course, if you screen for hypertrophic cardiomyopathy, you should always depend on the personal history, the symptoms, the family history. If there is a family history of sudden cardiac death below the age of 40, chest pain, syncope, palpitation, fatigue, all of these symptoms should be taken very seriously. The murmurs where you hear is a dynamic murmur. It tends to decrease and increase in intensity according to the posture of the patient. But the problem is, the caveat is, it's not that simple, because most athletes are asymptomatic, and their sentinel event is usually a sudden cardiac death. Estimated that only 21% of athletes with hypertrophic cardiomyopathy have signs of symptoms. The ECG is non-specific. You see a wide array of abnormalities.
There is no specificity for hypertrophic cardiomyopathy. Echocardiography is the gold standard, although sometimes there is a gray zone between hypertrophic cardiomyopathy and athletic heart. Sometimes others have suggested when you have a gray zone between hypertrophic cardiomyopathy and athletic heart, that either you do a genetic test or you take just you decondition the athlete. He must stop sports for a certain period of time, and if it's athletic heart, then the septum will regress in thickness. For patient with hypertrophic cardiomyopathy, he shouldn't play on a competitive level because it's too dangerous for him. That's what the 36 PETHIDA recommendation said. Because there is no single clinical, morphological, or electrophysiological feature has been found to be a reliable predictor of sudden cardiac death. Even treatment-wise, whatever you do, you don't prevent sudden cardiac death, whether it is an alcohol ablation, any kind of, in the old days, like 10 years ago, we used to put a graft stent in the LAD to obstruct the septal branches, but they never do prevent sudden cardiac death. They ameliorate symptoms only. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia is a disorder of the heart. It's characterized by the right ventricle is filled with fatty tissues, leading to ventricular arrhythmia, usually lethal. In Italy, it accounts for 22%, especially in the Veneto region. This is an MRI of right ventricular arrhythmogenic right ventricular dysplasia, showing the fibrous tissue in the right ventricle. Effects, individuals' effects are usually asymptomatic and many go unrecognized. The diagnostic criteria: patient family history of arrhythmia, of course, or of sudden cardiac death, the appearance on the function of the right ventricle, and the presence of arrhythmia, and the presence of depolarization and repolarization abnormalities on the ECG, which is also non-specific. And again, athletes with right ventricular dysplasia should be abstained from or prevented from competing in the guidelines, or it's not mainly guidelines because they were never based on randomized control trial, on the let's just call them a general consensus or expert opinions. They are advised such individuals to go to low intensity sports such as bowling, golf, and billiard. They shouldn't play football at all. Myocarditis is very difficult to diagnose actually. The exact incidence is unknown, and viral infection underlie the most cases, and the exact diagnosis is done by endomyocardial biopsy. Sometimes viral testing and all of that stuff will not help. Clinical findings is non-specific: fatigue, dyspnea, fever, palpitation, syncope, heart failure. And the management is athlete with known or suspected myocarditis should abstain from all competitive sport for at least 6 months. And he should be allowed to return only if there is a complete recovery, there is cessation of arrhythmia, and there is normalization of cardiac dimension. Only then that he is considered to return to the field safely. And Marfan syndrome, we all know it, with its characteristic stigma. It's the underlying disorder is a cystic medial necrosis with result of dilatation of the proximal aorta. And we all know the features of Marfan syndrome. Echocardiography is very helpful in the diagnosis of an evaluation of Marfan syndrome. And patients with Marfan syndrome should be always judged medically ineligible for competition. The most common valvular heart disease studied, and this is also, it's in the expert opinion of the general consensus that was written in the literature, they discussed valvular stenosis by cuspid aortic stenosis. They don't have lots of rheumatic heart disease as we do, so I think it's going to be different because some of our athletes do have rheumatic heart disease and they go unrecognized and undiagnosed until they have seen by somebody, auscultation, echocardiography. So we don't have data about rheumatic heart disease. Accounts for 4% of sudden cardiac death. Clinical finding includes fatigue and dyspnea, lightheadedness, dizziness, chest pain, or it could be completely asymptomatic. The guideline, it says that athletes with mild aortic stenosis with a mean systolic pressure gradient that's measured by the echo Doppler,
can participate in all competitive sports, whereas those with moderate aortic stenosis can participate in low to moderate exercise, but only in the absence of left ventricular hypertrophy or strain on the ECG, ischemia or arrhythmia. The management, those with symptoms or severe aortic stenosis should be prohibited to participate in competitive sports. What about the PMCA? Do you think we have now plethora of recommendations? There is no universal consensus. Some do use the ECG, some do use the echo, some do a urine analysis, some do it every year, some do it every couple of years. There is no general consensus concerning the presence of a universal guidelines or universal PMCA. Mainly because the no outcome-based study exists on the effectiveness of pre-participation physical education. The American Heart Association recommended detailed history, and the history is very taking. It's very important. It's very crucial in any designed pre-competition medical assessment. The fourth edition of the pre-competition physical education monograph endorses the AHA recommendation, but it adds on it several questions in the questionnaire in the history taking. For example, in the family history, it always stresses on the presence of premature death in a family history before the age of 40 or 50 due to the presence of heart disease in one or more relatives. Whether there is a disability from heart disease in a close relative below the age of 50, whether there is a specific condition of certain cardiac condition in a family member, whether hypertrophic, dilated cardiomyopathy, channelopathies, or Marfan syndrome, or any clinical important arrhythmia. The PPE monograph, the fourth edition, added several questions to that, which was a bit easier for the athlete or the athlete family to answer. Did your heart even race or ever race or skip beats? Has your doctor ever ordered test for your heart? Have you ever had an unexplained seizure? Do you get more tired or short of breath more quickly, etc.? These questions are thought to be helpful. They are a little bit more elaborated to help the athlete to understand the question itself. Italy has been a pioneer in screening athletes. They have been screening athletes since 1971. We're over 5 million up now screened. They undergo a yearly examination, including history, examination, urine analysis, ECG, sometimes stress, respiratory function test. The Lausanne recommendation for the International Olympic Medical Committee in 2004 recommended a 2-yearly screen of all athletes under 35 years old. This protocol is designed on a 2-step, which you proceed to step 2 only if step 1 is positive. Step 1 would include a personal history, a past history, family history, examination, palpation, auscultation, blood pressure, and ECG. If step 1 is positive, further testing are needed according to the finding in step 1. Usually would include a stress ECG, echocardiography, Holter monitoring, multi-slice CT, anything. In North America, the American College, American Heart Association, they recommended examination should be mandatory and that it should history and clinical examination conducted every 2 years, annual blood pressure measurement, but ECG is not routinely used. And actually they do have a rationale for not using an ECG. In Australia, screening is not mandatory. Elite athlete is regularly screened. There are no specific protocol found. History, clinical examination, and ECG. What we do in Egypt is we follow the instruction by the FIFA, usually in different sports federation. We usually, for all our medical athletes, we have, for all our athletes, we have like a medical file in which there is complete personal history, including family history, ECG, and usually an echo for the national team. Actually, the problem with the pre-competition medical assessment is all about money. Medicine now costs a lot. That's the problem.
the difference between the different protocols used by the Americans and the European is based on economical factors. The Americans say that it costs about $80,000 to discover only one patient using an ECG. The only way where you can get a free medical exam is in the airport. You go, you get a free scan, maybe you get a breast exam, and if you mention the word Al-Qaeda, which in Arabic means the base, you will get a free colonoscope. The American Heart Association have a rationale of sudden cardiac death that it's a low incidence, that's why they don't use an ECG. They have certain criticism on the Corrado study, saying that it was not properly controlled and that 7% false positive rate in the Italian study was an ECG. Studies in US using ECG at PPE reports 10 to 25 abnormal ECG requiring further evaluation. And study at Harvard over 3 years adding ECG to screening had 16.9 false positive results. That's one of the many rationale for them why they don't use an ECG. Actually, in the Corrado study, there was 44% of disqualification. Athletes were disqualified from high blood pressure, valvular heart disease, which all could be identified without an ECG. Unclear from data how many of the cardiomyopathies were diagnosed from history versus examination versus ECG. You cannot know that by reading the article. There is a decrease in death rate from cardiomyopathy during the study period, mainly due to arrhythmogenic right ventricular dysplasia discovery, not hypertrophic cardiomyopathy. And 24 out of the 55 athletes who died during the study period had one or more positive finding: family history, palpitation, syncope, chest pain, murmur, or ECG finding. To conclude, 44% of the disqualification were from high blood pressure, valvular heart disease, all could be identified without an ECG. And in an era of modern diagnostic investigation, the history and physical examination are very crucial and still prove to be very valuable. The addition of an ECG is beneficial, very beneficial, and I don't think it's that costly in Egypt. In case of doubt, always refer a case to a cardiologist. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for the excellent presentations. My dear colleagues, you can now understand the situation is both demanding and complex. Let me remind all participants that questions from the floor should be specific to the topic only. I now open the floor to questions. Thank you very much for the opportunity. And Dr. Yase, thanks for that joke to have a free medical exam at the airport. The various presentations were very academic and straight to the point. And after listening to several of such, I'm personally involved in some practical work back home in Ghana. Cardiac screening, finding pathologies. And then the critical point is how to disqualify a player. Now, ECG will tell you, you probably have a voltage criteria for left ventricular hypertrophy. Deep T-wave inversions, these are pointing to pathology. You probably do an echo, tells you the player has a maximum left ventricular wall thickness of 16. Player is asymptomatic, key player for his club, and sometimes national team. At what point can I tell my coach that this player should not play? This is where I want us to take a decision, and that we, the physicians involved directly with these players, will have some backing. Because trust me, in my country, if the player doesn't have any symptoms, and you do all the fanciful things, this is what they will tell me, ECG, echo, they will tell you you are the only person who understands them. There's no symptom.
we will need some policy, some backing to be able to make such decisions. And the other thing I just want to mention, Maria, is the fact that from the work I've done so far, it's extremely important to always have an echo. And like you mentioned, because most ECGs I would do will come out quite normal. But you proceed to do an echocardiography, and it comes up with so many things, you realize that you will need to be doing interventions. The other thing I need to propose is, we've heard literature over and over that we blacks, when it comes to sudden cardiac death among sports persons, the blacks are leading. I'm not too sure if we have a sudden cardiac death registry. Maybe CAF Medical Committee should be able to help us with this. And if it's not there, I think we would be in the position, all of us here, to make sure we have a sudden cardiac death registry, which will inform decisions. Thank you. Yep, thank you. Thank you very much for your intervention. I think you point out something very, very important for all of us. There are a number of athletes with abnormal electrocardiogram. Really very often. We think that these abnormalities maybe are in relation with probably incomplete penetrance of the mutation in relation with one of these cardiomyopathies. But when we do the echocardiography, we really don't find definite changes in the echocardiography. We can't say the player have the disease. We complete the investigation doing Holter, doing a stress ECG. The player is asymptomatic, no family history. We don't see any arrhythmias, no changes in the electrocardiogram during an exercise. And we do a cardiac MRI that demonstrates no fibrosis, no any feature of hypertrophic cardiomyopathy. In these cases, we have what we call a GRE case. So the suspicion is that this player may have an underlying cardiac, may have a mutation, but so far, this player doesn't demonstrate the feature of the disease. We can't disqualify them. Actually, they have to continue playing, but they need surveillance. They need cardiac follow-up. We have all these cases under surveillance, under cardiology follow-up. We have so far close to 40 players in this situation, and many of them, with the time, during the follow-up, the feature of the disease appeared. So they start to demonstrate the complete phenotype of the hypertrophic cardiomyopathy. Maybe 1 year, 2 years later, the echocardiography is completely different and the phenotype is already demonstrated. This is the time for the disqualification, not before. What we are doing in hospital also is we need to inform both the player and the club that there is some abnormality, because we really don't know if these changes in the electrocardiogram that maybe are consistent with an incomplete penetrance of the mutation may increase the risk for a ventricular arrhythmias in these players. Hypertrophic cardiomyopathy, for example, is a condition in which, yes, the mutation, the genetic mutation, predisposed to sudden cardiac death, arrhythmic sudden cardiac death, even without any structural changes. So we really don't know if only because the electrocardiogram is abnormal, the player may have a greater risk of a ventricular arrhythmias. We don't have criteria to disqualify the player, but we need to advise the player and the club that the electrocardiogram is abnormal, that as a result of this abnormality, there may be an increase in the risk of arrhythmic event, and we recommend always, of course, to have an AED during all the training sessions with these players. But I think it's important to make an informed consent decision in the whole team, the doctor, the team physician, the player, and the club. Everybody needs to acknowledge these circumstances. I think this is the key point. My name is Brigar Moazu. I'm from Nigeria. For many of us that have been involved in football,
sudden cardiac death has been provided tragic experiences. The observation that in North Africa, the commonest cause is hypertrophic cardiomyopathy. I believe there is a racial element that even in North Africa, most of the incidences involve blacks. In Africa, Nigeria has the highest incidence of sudden cardiac death in the last 10 years. And for many of the prominent incidences, we undertook to determine the actual cause of deaths. And all of them, the 5 that we actually did biopsy, came out with hypertrophic cardiomyopathy. So I think we can assume that even in Africa, hypertrophic cardiomyopathy is likely to be the leading cause of sudden cardiac death among our footballers. Thank you. And then reacting to my friend from Ghana, many of the federations has a robust system of PCMA. I think the bottom line, learning from FIFA and CAF, is that the lesson should be, in my opinion, once you have a player, whether playing for the national team, for a club, that has evidence of hypertrophic cardiomyopathy, it means he has a chance to die on the pitch of play. And it will be in the interest of the player, the federation, and any other one in that country that the player is so advised that it's not safe for him to play football. Thank you. You would like to comment? You cannot say that the hypertrophic cardiomyopathy is responsible for the majority of sudden cardiac death that occurred in athletes in Africa, because we don't have sufficient data to support this claim. Yet, I know you're referring to the case of Marc-Vivien Foé, because his post-mortem analysis revealed that he had hypertrophic cardiomyopathy. We had also a player here in Egypt who also had hypertrophic cardiomyopathy and caused sudden cardiac death, but we don't have sufficient data to support this claim. Maybe it is and maybe not. We don't yet know, because as you know, most of the players who collapsed during playing, there was no post-mortem biopsies done, so we don't really know. Even in our player who collapsed here in Egypt, we assumed that it was a case of hypertrophic cardiomyopathy, because one of his relatives, a couple of years later, he collapsed, and he had an echo showing that he had hypertrophic cardiomyopathy. So we assumed that he also, his nephew also had hypertrophic cardiomyopathy. But we don't really have sufficient data to support this claim as a primary cause of sudden cardiac death in North Africa or in Africa. Just to add on to that, I think you'll see that the landscape is changing every 10 years. What we try to profess or try to zero in keeps changing every 10 years because of collection of data, because sports is now taking these issues more seriously, and it's very difficult to turn around and say that this is the majority of the causes for deaths, you know. One example is, like, for example, international sports federations do not maintain a registry of deaths. They do not maintain a registry of deaths. FIFA is the only one that has initiated now and maintains a registry of deaths. And the cause of death above 35 years of age is no more what it used to be. There's a total change. And it might surprise you that one of the commonest causes after 35 is no more coronary heart disease, it's carditis. So the landscapes are changing. I think as we go on, we'll get more closer to the situations. Yes, Hakim. Thank you. Hakim Shahabi as Petar. I'm going to catch the chance to talk in French because we can talk in French here.
Je voulais simplement relever ce que le professeur Yasser Abdelrahman a précisé par rapport à la polémique ou les controverses entre ce que font les cardiologues en Amérique du Nord et puis ce que font les cardiologues en Europe ou en Afrique. Je pense qu'il est très important de comprendre qu'on s'adresse à des médecins de terrain, qu'on s'adresse à des sportifs de haut niveau, des professionnels aussi, et que d'exclure l'électrocardiogramme d'un examen clinique pour des coûts, je peux le comprendre pour une population générale. Par contre, pour des professionnels et pour des membres d'équipe nationale, je crois que c'est très dangereux. Lorsqu'on est médecin de terrain, on ne peut pas prendre ce risque. Donc je pense qu'il faut, plutôt que de dire que ça a un coût important, trouver les moyens financiers pour que l'ensemble des footballeurs africains professionnels de haut niveau puissent bénéficier de cet électrocardiogramme qui n'est pas forcément fait partout. Mais je pense que c'est plutôt à la recherche des moyens financiers plutôt que de dire suivons l'exemple américain, puisque sur le terrain, c'est extrêmement dangereux de prendre cette attitude. Merci. Yes, I completely agree. It's very important the accurate interpretation of the ECG of athletes, and this is not an easy tool. There is an important need of education in the appropriate interpretation of the ECG of athletes, because this is essential. En venant ici participer à ce magnifique congrès, et surtout en vue de cette séance de cardiologie, je pensais sincèrement entendre parler presque pratiquement que du cœur du footballeur africain. Et je crois que ça reste un mystère et un secret, et c'est probablement de la responsabilité de la commission médicale de la CAF de trouver les chemins de mieux comprendre le cœur du footballeur africain et de trouver les solutions pour la prévention et pour le traitement. La FIFA avait fait les premiers pas, déjà depuis 2009, avec une première étude à l'occasion d'une compétition qui a eu lieu à Alger, le championnat d'Afrique des moins de 17 ans, où nous avions examiné par examen clinique, ECG et échocardiographie 160 jeunes footballeurs africains de différentes ethnies. Ça a fait l'effet d'un papier intéressant sur le British Journal et ensuite aussi sur le Jack, qui s'est vraiment intéressé sur les résultats de l'analyse ECG de ses premiers résultats sur le footballeur africain. Nous avions aussi poursuivi par une étude très intéressante qui s'est déroulée chez mon ami le docteur Cyril Mouyopa à Libreville au Gabon, où nous avons examiné avec l'équipe de Pelicia et de Chris Schmidt de l'Université de Zurich 200 footballeurs du Gabon, et avec aussi une publication extrêmement intéressante sur les possibilités de réaliser une étude réelle du cœur du footballeur africain localement. Le deuxième point de mon commentaire, c'est en fait de répondre un peu à la question posée par notre collègue d'Aspeta sur l'opportunité d'ajouter l'échocardiographie à l'ECG. Je crois que du point de vue scientifique tout au moins, il faut aller jusqu'au bout. Et nous ne sommes pas arrêtés à l'échocardiographie, puisqu'avec le FMAP, nous avons lancé une étude à Alger sur l'utilisation de l'IRM cardiaque comme ajout à cet élément, surtout à propos du point qu'a soulevé Dato Singh sur les myocardites, qui est un problème de plus en plus d'actualité. Et nous avons entamé cette étude et nous avons fait une première étude pilote sur l'équipe nationale féminine, et je parle avec l'autorité de mon ami et collègue le Dr Ali Gerda, qui est responsable de la commission médicale de la Fédération algérienne de football, une première étude sur l'équipe nationale féminine qui est extrêmement intéressante
pour vous dire les premiers résultats préliminaires, nous avons eu 2 joueuses pour lesquelles nous avons confirmé un diagnostic d'exclusion par l'échocardiographie et une joueuse où il n'est rien apparu ni à l'ECG ni à l'écho, mais à l'IRM cardiaque et qui a dû bénéficier d'un arrêt sportif. Donc, le cœur du footballeur africain pose de gros problèmes et je crois que c'est à nous ici, dans cette assistance, de nous en occuper. Merci. Well, thank you very much, Dr. Zugini. Actually, the reason the echocardiogram is not used universally because there is no evidence based behind its use. Maybe there is some personal experience or expert opinion, but that's classified as Class C, which is not seriously taken. That's why most of the European Society of Cardiology, the American Heart Association, they don't advise the use of an echocardiogram. And the FIFA has taken it as a step forward with the implication of the use of the echocardiogram. But medically speaking, that's a truly step forward because you cannot, when the Americans are arguing against the use of an ECG, they too have a rationale. There is no evidence base behind it because there were none of the studies were organizedly or designed. That's why the use of a cardiac MRI is certainly a step beyond that. It's impractical, completely expensive, and there is no evidence base behind it at all. With all due respect to the pilot study, but it's not sufficient to grant evidence based to implement it. That's the fact it is. And now we have the ECG and the echo for the players. I think that would be enough. That's even a step forward. That's all. I want to comment. As I mentioned in the morning session, that BCMA, which it is usually asked by CAF for all competition on different ages, they put it for the several years in the computer, and they are closed to the computer, not allowed to anyone to go further to analyze. Yes, we have no map for the echocardiography of the player of Africa. We have no ECG pattern. It is individual study. For you study, Yasser study, other study, but for whole under 17, under 20, all this data, I think, and the president of the medical committee sitting here, I ask him, please get out of the data, let us to have committee to manipulate all these results and to put it in research and to put it our map for echocardiography, for biological and everything. No way to put it all the data of PCMA computer and the close for what? That is why I ask him to get now and permission to get all these results for the another groups, and I think the KIA is now coordinator to all that, and to have different group, the group of cardiology, group of orthopedic, and the group, and next time you will have a good map and you have a good situation of all the African player, not only ECG, echo, and everything. And maybe at the end, maybe it is once per life echocardiography, maybe MRI, but there is a practical evidence and scientific evidence. MRI is not usually, it is the first priority. That is why I beg and I ask Mr. Adam to get out of all this data out of the computer, and you must study. Thank you very much. Oui. Je suis le docteur Moyopa du Gabon. Je voudrais remercier les 3 orateurs pour la qualité des enseignements qui, de mon point de vue, vont énormément contribuer à la prévention de la mort subite sur nos stades. Ma question s'adresse au docteur Maria. En 2010, après une série de morts subites sur nos stades au Gabon, la Fédération gabonaise a imposé la pratique du PCMA. Et je confirme là, les résultats que vous annoncez en matière d'ECG, par exemple,
sont à quelques différences près les mêmes que nous voyons au Gabon. Et la commission ad hoc que je préside au niveau de la fédération a eu à déclarer d'inaptitude à 2 cas de syndrome de Wolff-Parkinson-White chez des jeunes asymptomatiques. Mais c'était sur la base des recommandations européennes. Mais entre-temps, je crois que ça a été remis en cause. Alors, je voudrais partager avec vous votre expérience. Est-ce que actuellement, devant un syndrome de Wolff asymptomatique chez un jeune footballeur, chez qui on ne peut pas faire une exploration électrophysiologique, qu'est-ce que vous faites? Vous le déclarez inapte ou qu'est-ce que vous faites? Ou bien vous le surveillez et qu'il continue à jouer? Merci. I understand. So the question is about a Wolff-Parkinson-White syndrome, patient with the electrocardiograph manifestation, because of course, if the patient has a Wolff-Parkinson-White, you know it because there is a pre-excitation in the electrocardiogram. He may present symptoms or not. Of course, if he presents symptoms, the electrophysiological study should be done. If the patient is asymptomatic, the first approach should be to do an exercise test. If the pre-excitation in the resting ECG disappears during the exercise test, this is normally in relation with a low-risk Wolff-Parkinson-White. There is no consensus on how to manage this athlete. So it is recommended to do ablation in all of them. But in those where the risk is low, if you don't have the possibility to do the electrophysiological study and the patient is asymptomatic, disappear the pre-excitation during the stress ECG, it may be safe to allow them to compete without doing anything else. This is recommended in the guidelines for managing athletes with cardiovascular condition. You can read it. There is a new update from 2015 from the American Heart Association. So I think this approach for us is okay. If the patient is asymptomatic, pre-excitation disappears during the exercise, you can let them play without doing the electrophysiological study and the ablation if you don't have the resource easy. I'm not sure if this reply your first question. This question is, I don't have accessibility to ECGs or any other modality to investigate the player's ECG. How does he function as a team physician? C'est une excitation permanente. Sorry. Je disais que c'était des cas d'excitation permanente, donc à l'effort et au repos. Et on l'a déclaré inapte. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on s'en veut un peu, parce qu'on ne peut pas l'explorer, on ne peut pas l'évacuer en Europe pour faire des explorations. Alors ce jeune joueur, on le garde inapte, ou bien est-ce que sous certaines surveillances, on peut l'autoriser à continuer à jouer, puisqu'il n'y a pas de consensus en fait. My dear, to get out the player out of the list, it is not easy decision. But if you look for your athletes, first, he has fatigue or not. He has breathlessness or not. He cannot continue the game or not. He has tachycardia or not. So look for the history of the player before he play and after he play. So ECG, it is the last one. If disease symptom continue, you can do ECG. Secondly, blood picture, it is easy. If you examine him by stethoscope, you may hear if there's something galoprism over the heart. So it is not easy goal that you get out. No, especially as a professional player and take money from his club, it is not easy goal. So put your eye and examine every symptom very strictly. Very strictly. So, and put it in a list. In a list, fatigue, dyspnea, tachycardia, everything, put it and then analyze. But not to take decision, get out. Not, it is easy and very dangerous, and you are finish his life, sport life, and not easy. So please be aware about that. One last question.
Who's having the mic? Okay, fine. Thank you, Mr. Chairman. Excellent presentation by the three cardiologists. A difficult topic handled very, very professionally. Medical students of today, physicians of today are accused of not being very competent in history taking and examination, relying too much on investigations. And the reason I mention this is referring to football. 46 years ago, plus minus, in the early 70s, there was a player in the English league called Asa Hartford, and at that time was approached by Leeds United to buy him. And the press reported the issue as the test failed because he had a hole in the heart. I'm not too sure what that actually meant, but it was in the press. Subsequently, Manchester City bought him, and he played on for them for many, many, many years. Now, all I need to know is, are we relying too much on investigations now, or the investigations of 46 years ago and now differs? The management differs? Just a comment, please. Thank you. Would you like to comment? I think there are growing scientific evidence involving the role of the electrocardiogram in the diagnosis of cardiac condition, underlying cardiac conditions. I present to you some papers. The first one is from 2010, second one 2013, third one 2014, and I already told you last year we had a new consensus meeting that now is under publication with an expert consensus on how to better do the interpretation of athletes. So in the last 6 years, the evidence, the scientific evidence regarding the role of the electrocardiography is growing. I think we have to rely in the electrocardiography. It's a very important tool for us, and is require a very high expertise for all the team physicians and sport doctors dealing with athletes. It's necessary to have a high skill in the reading and interpretation of electrocardiogram, and we have to rely on the symptoms, in this test. Should we rely only in the test? No. We may have a normal electrocardiogram, but the player may have symptoms. So we need to be very careful. The player has symptoms, let's go to see what happened. The player may have a coronary artery disease or an abnormal coronary artery implantation or a congenital abnormality, but the ECG can be normal. So we still need to do further investigation. Normal ECG, no symptoms, but family history of sudden cardiac death of the father of the player who died at 35 years old. Shall I do something? Yes. You have to do something else. You don't rely on an asymptomatic athlete, normal ECG, if the family history is positive. Look for some console cardiomyopathy or, most specifically, ion channel disease. Because sometimes the ECG can be normal, but still the player may have a long QT syndrome, a Brugada syndrome, and only under certain circumstances you will see the abnormality in the electrocardiogram. So keep going, look more. Polymorphic ventricular tachycardia during exercise. So we need to do further investigations. I think it's a comprehensive evaluation of the athlete, starting by the history, family, personal, physical examination, and the ECG, which is going to be the beginning on the decision-making process on how to continue investigating this athlete. We can include or not the echocardiography depending on the possibility of our resources. I think it is clear, I agree with my colleague, still there is not enough scientific evidence to recommend the echocardiography to everybody, because science always have something important in mind, and is the efficiency and cost efficiency of the test. One echocardiography is really very expensive. Maybe in some countries, like in very poor countries, one of the attendees was doing reference in the previous session about this, they have limitation to have access to some resources like the echocardiography, or they have limited money, and they have to decide what to do with this money. Shall I do
screening including echocardiography in all the football players in first division only? Or can I do a screening including only the ECG in all the football players in the country? Which is most cost efficient? I think depending on the circumstances is also something that should be evaluated. We have the resources in hospital, and as far as we can, I think almost one echocardiography should be included as a routine. But in the same way, we cannot rely only in the tests. We have to rely in the comprehensive evaluation of the athletes. I agree entirely with what. Just to make a statement. Sorry, I agree entirely with you. I also will go your route. But would you rather be a player in 1972 with a problem or be a player today? Well, in 1972, I think only in Italy they were doing some kind of screening even without an ECG. But I think we are lucky. We are in the 21st century. Our players now have access to the scientific knowledge. We don't need very sophisticated tests. ECG is a test very simple that was discovered many years ago and has demonstrated to be very efficient in the recognition of athletes at risk. So I think it's the most important thing that we can offer to the players in the 21st century. Okay, as chairman, I'll just will not entertain any more questions, but I think the take-home message is very simple. I've been a team physician, and then now I'm responsible for a confederation for 32 years. I'm still with my parent club. All that I've learned in football in these 32 years is make life simple as a professional. And the take-home message is screen your players who are at risk, that's history taking. Those who are at risk, an ECG. And if you do not know how to read an ECG, which more than 50% of the team physicians do not know how to read an ECG, I would suggest that you educate yourself in this process. And last but not least, the most important thing is if you find any abnormality or you suspect an abnormality, please refer it to your next guru, and that is the cardiologist. And preferably a cardiology who is dealing with athletes. So make life very simple. And then I would like to urge CAF that, we spend a lot of money in lots of organizations. We throw money away on food. Expensive diet. We have come here to learn. We don't need a big rich menu for lunch. But if we can, I just found out that an ECG machine costs anything between $5,000 to a maximum of $10,000. I'm sure that CAF can invest that amount of money in each of the 52 federations such that they could do their basic operative medical practice, that is at this screen at risk players. I think that should be the first step. Thank you very much, and lunch is being served. We shall come, we have lunch now, and we come at 3 o'clock exactly. Lunch now, and we come back at 3 o'clock exactly. Thank you, Professor. Sorry. From 1 to 3, we have lunch in Omar Cafe. Omar Cafe is where we took breakfast this morning. Also, dinner will be at the same place. Please, for those who have their posters, may we kindly ask you to bring them after lunch, please. Secondly, for those who have not yet received their Adidas bag, they should pass in room 264 to collect during the lunch break their Adidas bag. Thank you.
il faut peut-être mettre vos casques parce que je vais parler en français. Bienvenue à la session numéro 3 de notre congrès qui s'intitule « Vérification de l'éligibilité de l'athlète ». Cette session, je vais avoir l'infime honneur de co-présider avec un cher ami et collègue Zakia Bartaji. Et nous allons, au cours de cette séance, parler d'un sujet extrêmement intéressant, mais aussi brûlant d'actualité, que la FIFA et aussi la Confédération africaine de football a pris à bras-le-corps. J'aimerais aussi citer la Confédération asiatique de football qui a contribué grandement au développement de solutions. Et c'est donc un plaisir et un honneur de donner l'opportunité à l'un des pionniers de ce sujet, mon ami Dato Goro Singh, président de la commission médicale de la Confédération asiatique de football, d'entamer ce sujet qui va être poursuivi ensuite par votre serviteur, puis le docteur Sediki de la CAF. Dato, the floor is yours. Thank you, Yasin. I think we'll straight shoot to the session. Well, in the year 2000, the General Secretary of Asian Football Confederation, then Dato Peter Vallappan, called me to the office and he gave me a pile of radiographs. And he said, Guru, can you determine the age of these players? And I looked at the x-rays and I said, look, I'm a sports physician, I'm not a radiologist. I'm not a radiologist, but a sports physician. Anyway, since I have got some friends who are very senior radiologists in Malaysia, I'll pass it on to them. So I took the liberty of visiting 3 radiologists. The first radiologist was an elderly man. He was the second radiologist in Malaysia. The third radiologist was at the University Hospital, a very senior radiologist who also take postgraduate examinations in radiology, the postgraduate evaluator. And the third was a radiologist who is currently a professor of radiology at the University of Malaysia in Kuala Lumpur. So I took the liberty of showing these x-rays to all the 3, and all the 3 radiologists, what they did was they gave the age of these players anything between 18 years and 20 years. And the tournament was under 15. So this is the beginning of my travel and my interest in this area, and we wanted to find solutions, being head of the medical committee in Asia. Well, this is not only a football problem, it's a problem of all sports federations who have tournaments or age-related tournaments, such as cricket, field hockey, football, and so on. But what are we looking at? What is the problem? We are looking at intentional. I would like to stress the word intentional falsification or manipulation of information about the age of a player for the sole purpose of gaining advantage in that sport. That's the problem.
We are not here to determine the age. We are here to put a stop to intentional cheating, intentional doping. I'll give you two latest examples. This was last year, under 15 qualifying rounds. Do you tell me that this player is 15 years and below? And when I confronted the team physician, he said, yes, I have screened and I have examined this player, Dr. Guru. He is under 15 years of age. And I said, what methodology you use? So he did a bone scan. And the machine that is used in the radiology to determine whether the patient is osteoporotic or not. Anyway, the photograph is submitted. You can see does not show, it shows that he is below 15, but in actual fact he was much older, and so we had to refer this case to the disciplinary committee. Well, for the first time, Nepal qualified for the quarterfinal rounds, and because of this one case, Nepal was suspended from further participation. This is another under-15 tournament, a player from Tajikistan. Do you, in your right frame of mind, can tell me that yes, this person is 15 years and below? And they even wanted to challenge AFC. They brought in a delegation all the way from Tajikistan to Kuala Lumpur to challenge. And they brought along some documentation, and you will find down there the documentation from the Ministry of Health says the player is 16 years of age. And the right documentation says the player is 16 years and above. My friends, the tournament is under 15. Your official government documentation says it's 16 years and above. So the answer lies with you. What's the background? Why do we do this? This is in contradiction to the very ethics of the sport and to the spirit of fair play. Can you imagine if you have a son who is truly 15 years old, and here a 17-year-old player from another team comes and snatches the ball away? Do you remember, can you imagine the psychological impact that child will have? He turns around and says, Papa, I trained very hard, and look at this big boy took the ball away from me. That's what we are talking of, fair play. And no one has to, of today, have ever determined the mental or the psychological consequences of such phenomena. And of course, if you are invited as a guest of honor to witness these tournaments, and when you look at it, the disparity in size and age of the players participating, it masks the image of the tournament. Anyway, sometimes being a doctor, you are put in a situation where you have to make some decisions. And what do member associations and confederations, what do they rely on? So they rely on documentation. And I know in some countries in Africa, you need not register births. And even if they are registered, they are not registered on time. They are accurate in some countries. The documents are in proper state, but the validity of others are questionable. We have got evidence in Asia where all the 23 players registered for the tournament are born in the month of January. It's a record. We have also got evidence that a player had played 3 years ago in the under-15 tournament, and yet he's registered for the under-15 tournament. He has never grown old. We have got evidence that all the documentation run in serial numbers, in 1, 2, 3, 4, 5 until 23.
So such is the extent of the problem. And yet we do not have any scientific tool available at this moment to conclusively determine the age of a player. Well, we also know that in a family, after having 9 girls, a boy is born, is joy. Registering him is not important. It can be registered next year when my uncle comes from overseas. So the timing of registration again depends on geographical, cultural environment. But again, the major concern is of intentional falsification of documents. We have got evidence where players fly in with one document, register, participate, and when they go back to their country, they surrender that document and pick up the old document which they had earlier provided to the government. So such is the extent of the problem. Okay. What are the tools available to us as doctors? Of course, we have radiological radiographs, Gulick and Pyle. It's outdated. It cannot be used. It was only the Caucasian population. Tanner Whitehouse, cumbersome, standard deviation is a problem, but all these tools, the player is exposed to radiation. Certain member associations express concern that why their players are exposed to radiation. And under the World Health Organization or the International Atomic Energy Agency, X-rays can be only used in medical conditions or in a court of law where there's some criminality involved. So you cannot use X-rays for a sole purpose of determining the age of a player, of a healthy player. So AFC needed to look out for some, and AFC and FMARC, that's FIFA, collaborated, and we came up with why not we use MRI. We found it to be safe, we found it to be valid, we found it to be reliable, and that's most importantly no exposure to radiation. So a pilot study was conducted with Professor Giri, Professor Hodler, Professor John George, and Professor Estring Junger. The research study was done in 2003. About 498 male players between the age of 14 and 19 years of age from different ethnic groups, regional areas, from high altitude, at sea levels. They were all put into that study. And a group of international radiologists, experts, I repeat, a group of international experts convened and drew up a protocol for the pilot study. It was not done by a sports physician. It's been done by a group of experts, radiologists. And the study was like grade 1. There was no fusion, as you can see. Grade 2, where there is a little bit of illumination, intensity. Grade 3 was where 50% of the growth plate of the radial bone was fused, and grade 4 when more than 50% was fused. And we went on even to give the opportunity to be on the side of the player, that if there is a notch which is less than 5 millimeters of non-fusion, we still say it's grade 5, and grade 6 is complete fusion. And what was the outcome of the result? It was very simple, that players under the age of 16 years, not a single player, there was fusion of the growth plate. Between the ages of 16 and 17, there was only 1% fusion. And between 17 and above, there was complete fusion. The method was highly reliable.
different radiologists reached the same conclusion, the same results in repeated tests. There was high correlation between age and fusion within the general population, and the possibility of finding a grade 6 or complete fusion of the growth plate between the ages of 16 and 17 years was less than 1%, or 99% showed no fusion, or grade 5 and below. This is the simplest explanation that I could give to non-medical people. As of today, we have done approximately 2,000 MRIs, and we have not found a single fusion or grade 6 below the age 16 years and below. The tournaments, the qualification rounds, please bear this in mind, the qualification rounds in Asia or in CAF is 15 years and below. The final rounds for the teams to qualify from the Confederation to the FIFA Under-17 finals is 16 years and below. So absolutely this methodology could be used at the Confederation level. I can assure you AFC has been successful in that. And what were the preventive programs we have done? It's not only use of MRI. We had incorporated this into the regulations of the tournament. It's fine because between 16 and 17 it's less than 1%. The next slide I'll show you. Between 16 and 17 is 0.3%. I still put it at less than 1%. If you have 370 players participating in a tournament, out of that less than 1% are not eligible to participate because there's complete fusion. I don't think there's anything wrong in that. So what we have done this is to achieve a fair competition. This should be incorporated into the Confederation regulations, and it is a member association and the Confederation's responsibility to ensure that players of the right age participate in the tournament. And finally, it is incorporated in the regulations in AFC that any player with a biological complete fusion of the radial bone is not eligible to participate. We do not say the player is over age. Okay? Just if I have a tournament and the tournament says you have to wear a red shirt, if you want to put on a maroon shirt, you are not eligible to play. If you don't want to put on a red shirt, you don't play. This is our tournament. You can participate in any other tournament. So similarly, if the radial bone is completely fused, you are not eligible to participate. We don't tell you are over age. Okay? That's medical legal. Huh? And then education. We very strongly in every educational program that we have, a conference, seminar, we have a slot there, MRI for age determination. I'll go faster. Okay, was it effective in Asia? This will show you whether it was effective. We introduced this into the regulations in the year 2007. And when we introduced this, we allowed all teams participating in the tournament to be registered first. And then we issued a letter that we are going to do MRIs. And what happened when they received MRIs? There were member associations who wanted to change their players. Because 1 month before the tournament, your players are registered, you cannot change. That is the regulations.
And the only way you can change a player is on medical grounds or an injury. And you can see that suddenly my medical office in AFC receives a number of medical certificates to change the players. You'll be surprised that there are 1 or 2 instances where I did chase up whether the player is genuinely injured to some hospitals and to some specialists. The result was null. The players were not even injured. Even that document was falsified. The medical certificate too was falsified. You are supposed to travel with 23 players to the competition. You only find teams traveling with less than 20 players. A team even traveled with 16 players. What happened to the rest who were registered? Your guess is as good as mine. Such is the extent of the problem. What is the overall global picture? At all FIFA tournaments, there were in excess of 35% of players who were much more matured. And the same was the case with CAF. More than 21% were more matured. Since FIFA introduced MRI screening, the incidence of having matured players in these tournaments has dropped to less than 10%. And in Asia, you can see the score. This year in our under-16 final tournament in Goa, we had not a single case of complete fusion of grade 6. We tried to combine, there's one study of 150 football players between the age of 15, 19, compared X-rays with MRIs. The conclusion was X-rays overrated the outcome. You cannot use the same MRI grading system for X-rays, and MRIs were much more superior than radiographs. In 2010, IOC introduced the youth competition between the ages of 14 and 18. They invited experts from all over the world to find a methodology to determine the age of players, because you know that it's in the youth games, if a athlete is 12 years in a sport like gymnastics, she stands to stand at an advantage than a girl who is 14, 15 years. And if it is in hockey or power sports, someone who is 20 years old will definitely have an advantage over athletes who are 15, 16 years of age. And the conclusion was the available method to determine chronological age in youth elite athletes, including blood samples, X-rays, ultrasound, MRI, are not sufficient. However, to summarize the current knowledge regarding the use of non-invasive radiation-free methods of age, that is, MRI allows a reproducible grading of the epiphyseal closure. The MRI method of assessment established in football is so far sports of football and age-specific under 17, with international football players appearing to mature earlier than national regional club players. There is currently no evidence to support the use of MRI studies of the risk in age determination in athletes below 14 years of age or above 17 years of age. In short, MRIs can be only used on male football players below the age of 17 years. You cannot use MRI to determine whether a player is 14 years old or 15 years old. MRI can only give you a cutoff point that the player is at the confederation level, whether he is above 16 or below 16. That's all. You can't use MRI for age determination on women because they mature much earlier. We have received a lot of requests from the British government whether we can use them because a lot of cross-border flash trade, but they are carrying official documents, they are above 18 years of age.
So we said can't. And now we have also approached, FIFA has been approached for the same purpose from the EU countries. Recommendations? There is a problem. When you say it's under 17, my friends, the tournament is not under 17, because if it was an under 17 tournament held this year, it should be and if it is held in the month of September, then your player who is born on 1st of January will be 17 years and 9 months. So the title of the tournament, the name of the tournament is also incorrect. It should be, all players should be below 17 years of age, and then it is called under 17. And this is the recommendation of the FIFA Medical Committee. That is it. I give you an example. If the date of the FIFA under 17 competition falls on September 1st, 2018, then players eligible to participate in this tournament should be born on September 1st and later on 2001. Then all players participating will be under 17. So it's no point doing MRIs or X-rays at the FIFA under 17. There are a lot of players who are above 17 years of age by virtue of the documentation. So why waste money on MRIs? So the FIFA Medical Committee very strongly recommends that this tournament be changed. That means the regulations of participation, eligibility regulations for participation in the tournament be changed to the date of the final competition. Thank you. Permettez-moi de présenter mon ami Zerghini. Dr Zerghini, pour la détermination de l'âge, c'est lui qui a introduit en 2008 la détermination de l'âge par IRM en Afrique, à la CAF. Et d'ailleurs, juste un rappel des résultats. Quand il a commencé en 2008, il a éliminé une trentaine. Après, c'est moi qui ai pris la suite pour la détermination de l'âge. En 2014, au Maroc, on a éliminé 9 et il y a une amélioration, heureusement. Après, on a éliminé que 2 au Niger. Donc, j'espère que la prochaine édition, 2017, on aura 0 éliminé. Ils ont bien compris et bien appris. Dr Zerghini, il va présenter updates on the arrest MRI in less than 17 years and the state of research in those under 20 years. Mais avant, il va annoncer une triste nouvelle concernant le décès de l'un de notre, dont le docteur malien, il va vous annoncer. Merci, Zakia. Oui, tout d'abord, j'ai le triste privilège de vous annoncer au cours de cette année le décès de notre collègue, confrère, frère, ami, le docteur Mamadou Bouaré du Mali, qui était instructeur de la CAF. C'est une nouvelle réellement triste, d'autant que nous avons tous, ou beaucoup d'entre nous ici, ont connu le docteur Bouaré, qui excellait autant par le sens du professionnalisme que par son humour débordant. Nous garderons, en tout cas moi, à tout jamais, l'image de ce grand bonhomme, toujours souriant et toujours prêt à donner un coup de main. Je vous demande donc de vous lever et nous tenons une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. Toutes nos pensées vont bien sûr à sa famille, à ses amis et à
tout ce qu'il a aimé. Après cet épisode, effectivement, il me revient de poursuivre la discussion aujourd'hui à propos de l'étude et la détermination, ce qu'on a appelé d'une manière assez inexacte la détermination de l'âge, mais en tout cas la recherche d'une solution en matière de prévention contre les tricheries en matière d'âge dans les compétitions d'âge de la FIFA et de la CAF. En fait, quel est le problème? Le problème, le Dr Singh l'a parfaitement exposé. Il s'agit de performance des adolescents dans la pratique du football, et cette performance est bien évidemment influencée par l'état physique et l'état de maturité. Et cet état-là est bien sûr en relation avec l'âge chronologique, bien sûr avec un certain nombre de variations. Donc, l'état physique et l'état d'avancement de maturation va apporter certainement un avantage dans la compétition. L'âge, comme l'a dit le Dr Singh, c'est quoi? C'est le passeport. Il n'y a pas d'autre élément qui puisse être présenté comme preuve de l'âge d'un joueur. Mais, comme on le sait, sur notre continent, sur d'autres continents, en Asie, en Amérique du Sud et maintenant en Europe, par rapport à l'immigration qui existe, et il y a quelques petits soucis, et ce n'est pas toujours une chose simple que d'obtenir des certificats vraiment justes par rapport à l'âge dans nos pays. Et ainsi, le fait d'aligner un joueur lors d'une compétition de la CAF ou de la FIFA, on a pu trouver lors de ces compétitions un certain nombre, comme vient de le dire le Dr Zakia Bartadi, un certain nombre de gens qu'il a fallu écarter de la compétition. Dans ce sens, le AFMARC avait proposé très tôt une alternative à la méthode de détermination de l'âge qui existait depuis un certain temps, et qui est celle de l'IRM. On connaît bien toutes les méthodes de détermination de l'âge utilisant la radio, et ça n'a pas pu être utilisé plus avant en raison de problèmes médico-légaux et éthiques, en particulier l'exposition aux radiations. Il fallait donc s'adresser ailleurs. Ainsi, pour ne pas être répétitif par rapport à ce qu'a dit le Dr Singh, un certain nombre d'IRM ont pu être réalisés chez des joueurs, d'abord chez des joueurs de moins de 17 ans, lors de la compétition moins de 17, et on n'a trouvé aucune corrélation effective entre l'âge de ces joueurs et le grade de fusion. Et donc, les auteurs ont conclu à juste titre que l'âge qui était indiqué sur les documents de ces joueurs pouvait être différent de l'âge qu'ils avaient réellement. Depuis 2007, l'équipe du FMARC, avec en tête le professeur Dvorak, ont développé donc une classification en 6 groupes, en 6 stades de la fusion du cartilage de l'extrémité inférieure du radius, en mettant en fait le stade 6 comme étant la fermeture définitive et le stade 0 qui était l'ouverture totale. Il est inutile de répéter la technique utilisée, ERM 1.5 Tesla, et avec, comme ici sur la droite, une image d'ouverture totale qui est le grade le plus bas. Et ici, l'image du stade 6,
qui montre avec seulement moins de 1% d'erreur que ce joueur a effectivement plus de 17 ans. Tout ça fonctionnait d'une manière, disons, assez correcte et les confédérations asiatiques, africaines, la FIFA utilisaient cette technique de manière normale, je dirais. Cet été, puisque nous devons parler maintenant que des choses nouvelles, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce domaine? Il est apparu un article assez choquant, extrêmement intéressant sur une revue qui s'appelle Scientific American et qui s'adresse et qui en fait nous interpelle, nous qui travaillons depuis plus d'une dizaine d'années sur le sujet, en disant tout ce que vous êtes en train de faire ne vaut rien. Et le titre même de l'article est assez choquant, puisqu'il ne s'adresse pas aux scientifiques de la FIFA ou de la CAF qui ont utilisé cette technique, mais il s'adresse à une certaine FIFA. Chère FIFA, il n'y a aucun test scientifique qui permet de prévenir la fraude sur l'âge. Bien. Devant un tel article, et qui développe un certain nombre de points, il fallait évidemment réfléchir, puis réagir. Nous sommes au stade de la réflexion. Cet article se développe en fait sur 2 points qui sont très faciles à démonter et qui sont faux. Le premier, il se base sur une étude qui a été réalisée par l'un de nos confrères, ici présent d'ailleurs, au Ghana, sur un certain nombre de joueurs, c'est le docteur Pambo, Prince Pambo, et qui en fait arrive à la conclusion qu'il y a des problèmes à l'utilisation de cette technique. Mais en fait, si on lit bien l'article du docteur Pambo, on s'aperçoit que les joueurs qui ont été testés, on ne connaissait pas leur âge de manière exacte, donc ce n'était pas une étude qui a été faite pour renforcer la technique, mais une étude IRM qui a été faite pour tester un groupe de joueurs. Et le deuxième problème, c'est que la machine qui a été utilisée lors de cette étude est une machine à 0,3 Tesla, c'est-à-dire de faible puissance, un bas champ, alors que toute l'étude sur la faisabilité de l'IRM s'est faite sur une grosse machine fermée de 1,5 Tesla. Donc c'est assez facile de montrer qu'on ne peut pas se baser sur cette étude pour dire que la technique n'est pas infaillible. Le deuxième point qui m'a fait réagir et qui a fait réagir tout notre monde scientifique, c'est que les auteurs de cet article affirment que nous n'avons jamais testé cette technique au niveau de l'ethnie raciale noire. Et là, c'était encore plus facile de démontrer que c'est faux, puisque nous étions en chemin de publier une revue de tous les cas que nous avons testés au niveau de la FIFA et aussi de tous les tests que nous avons effectués en Afrique subsaharienne. Donc cet article de cette revue tombe très très mal, puisqu'il nous donne quand même la possibilité de répondre de manière assez simple que notre technique est vraiment fiable. Nous allons donc exposer très rapidement cette revue que nous avons fait. On a repris tous les cas d'IRM effectués sur les moins de 17 ans, que ce soit dans le cadre de l'étude pour confirmer la faisabilité de la technique ou en compétition pour tester les équipes qui venaient jouer. Nous avons établi, comme la technique le demande,
nous avons utilisé exactement le même protocole et nous avions fait une première étude au Sénégal, c'est-à-dire pour démentir dès à présent le fait que nous n'avons jamais étudié cette ethnie et que nous avions fait au Sénégal une étude sur 140 joueurs et en ayant, vous allez le voir par la suite, en prenant toutes les dispositions concernant l'âge. Nous avons parlé aussi, comparé cette étude-là et ces joueurs avec tous les résultats obtenus lors des compétitions de la CAF en 2009, qui s'est déroulée à Alger, Rwanda c'était en 2011, et tous les joueurs des équipes africaines qualifiés pour les Coupes du Monde 2007, 2009 et 2011. Donc c'est pas peu dire, nous avons pris toute l'étude faite pour cette ethnie-là. Nous avons utilisé absolument la même technique avec le même système, un système au champ, etc. Oups. Au Sénégal, c'est très simple. Nous sommes arrivés exactement au même résultat que l'étude primitive globale effectuée par au tout début et dont a parlé le docteur Singh. Nous n'avons obtenu, comme d'habitude, qu'un cas, pour ainsi dire l'exception qui confirme la règle, où il y avait eu une fusion avant l'âge de 17 ans. Donc on se retrouve exactement dans l'ethnie au Sénégal, comme dans l'étude globale qui comportait des joueurs d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Sud. Nous avons aussi repris l'évaluation qui a été faite à propos de 155 joueurs lors des équipes africaines engagées dans les compétitions de la FIFA en 2007 en Corée, en 2009 au Nigeria et en 2011 au Mexique. En fait, et je vais un peu plus rapidement, pour toutes ces IRM qui ont été effectués, nous avons pu, et ça va être publié sur le British Journal of Sport Medicine très bientôt. D'ailleurs, vous avez eu au début, c'était le texte, le manuscrit que j'ai envoyé pour la révision. Ceci va être publié et va donc apporter un démenti formel à l'article publié par des scientifiques américains qui nous signifiait que nous n'avions jamais effectué cette étude. Pour les résultats, comme je l'ai déjà dit, au niveau du Sénégal, nous avons pris des dispositions pour n'étudier que les joueurs dont nous avions non seulement un certificat de naissance, mais aussi un certificat d'accouchement. C'est-à-dire que nous n'avons pris que des joueurs qui étaient nés en clinique ou en hôpital. Et j'ai passé 4 semaines au Sénégal et je me suis déplacé personnellement pour avoir ce certificat sur le grand livre qu'il y a dans chaque maternité. Et j'étais sûr que tous ces joueurs avaient moins de 17 ans et nous sommes retombés sur les mêmes résultats que l'étude primitive. Au contraire, par exemple, quand l'étude des compétitions, par exemple de la CAF, la première, nous avons eu 30,8% de joueurs qui ont dépassé l'âge. C'est une démonstration par A plus B que la technique fonctionne admirablement. Effectivement, nous sommes vraiment très heureux de considérer et admiratifs de considérer l'expérience de la Confédération asiatique de football, comme l'a montré le docteur Gourou, où ils ont réussi à partir de 20 joueurs à la première, 20 joueurs positifs, entre guillemets, à leur première compétition, à annuler complètement le nombre de joueurs qui ont dépassé l'âge, et c'est le but de la méthode.
En fait, comme nous l'avons déjà dit à la première communication, le problème persiste dans le règlement de ces compétitions et il va falloir changer ce règlement par rapport à la date. La technique, c'est une technique qui est fiable, simple, valide, non invasive et elle permet réellement de faire le point sur ce problème et de déterminer si les joueurs ont dépassé l'âge. Mais il faut envoyer à l'étude des joueurs qui ont réellement moins de 17 ans. Désolé. Voilà. Donc voilà pour l'étude des moins de 17 ans. C'était un peu pour répondre à cet article américain qui nous a interpellés pour dire qu'en fait c'était un gros succès. Pour apporter aussi du nouveau, parlons quelques minutes à propos Parlons un peu à propos de l'étude qui a été... Let's welcome Professor Ekstrand. Donc, on va dire quelques mots sur une étude qui a été entamée récemment. Il s'agit d'une étude pour déterminer le moyen, d'une manière un peu parallèle à ce que nous avons utilisé pour les moins de 17 ans, à effectuer une étude dans le cadre des juniors, c'est-à-dire les moins de 20 ans. En fait, nous nous sommes basés au FMARC avec le professeur Dvorak sur un article très intéressant, une étude développée en Allemagne, qui laisse des perspectives extrêmement intéressantes sur la possibilité d'avoir un examen IRM qui puisse nous permettre de déterminer un peu de la même manière si un joueur a dépassé l'âge de 20 ans. Il s'agit d'IRM de la clavicule, mais effectué avec un protocole bien précis et avec un système encore plus puissant que le 1.5 Tesla. C'est un système à 3.0 Tesla, c'est-à-dire au moins le double de la puissance. Vu que la clavicule est un os qui est complètement tourmenté, qui va dans tous les sens et qui est assez difficile à juger. Il s'agit de la fermeture du cartilage médian de la clavicule et je vous invite à aller regarder cet article qui est très intéressant. Avec le FMARC et maintenant l'étude et le projet d'étude est validé, nous avons proposé ce travail. Nous avons été grandement aidés, par le président de la Fédération algérienne de football, et je parle ici aussi encore sous l'autorité du docteur Ali Iqdah, qui fait partie du groupe d'études, mais aussi par le professeur Mansouri du Centre national algérien d'imagerie médicale. Nous avons la chance à l'université à Alger d'avoir ce centre d'imagerie médicale spéciale qui a été créé par le gouvernement et qui en fait regroupe tout ce qu'il y a de plus élevé en matière de technologie, en matière d'imagerie. Le professeur Mansouri a été d'accord pour nous permettre de faire gracieusement, je le dis, je le répète, 500 IRM de clavicule pour cette étude. Contre quoi? Contre le fait que son équipe puisse participer à l'étude, effectivement, on ne pouvait pas faire autrement, et qu'elle puisse développer un certain nombre de thèses d'agrégation pour les jeunes assistants du service. Et nous avons développé le protocole où participent les gens de la FIFA, le service du Centre national d'imagerie médicale à Alger et la Fédération algérienne de football. Nous l'avons présenté en avril 2015 à la réunion des centres médicaux d'excellence à Londres
il a été adopté et les objectifs sont de vérifier les conclusions de l'étude déjà conclue avec le docteur Viette et ses collaborateurs par le FMARC, et aussi il s'agira dans l'avenir de vérifier l'ethnicité de cet aspect-là, l'aspect ethnique plutôt de cette technique. Nous sommes en phase de commencer l'étude à propos de 500 joueurs, parce qu'il faut une population assez importante, ce qui nous fera en fait l'étude de 1000 clavicules, et avec des perspectives statistiques extrêmement intéressantes. Elles sont effectuées, donc l'étude s'effectuera d'ici à juin 2017. Je tiens, avant de terminer, à faire une proposition solennelle devant la commission médicale de la CAF et devant son président. Nous aurons certainement besoin d'évaluer le côté ethnique au Sud-Sahara, et nous sommes prêts à collaborer avec la CAF pour un complément de cette étude. Nous avons l'expérience du protocole. Nous savons que nos collègues, nos amis et même les dirigeants et les membres du comité exécutif de la CAF seront probablement très intéressés, et le ballon est chez vous. Nous allons tout de même faire, nous, de notre côté, cette étude, et nous attendons vos propositions pour une étude plus globale qui, je vous assure, sera la fierté de notre continent. C'est un des détails du protocole qui est assez simple en fait. Nous allons utiliser les 5 stades déjà publiés par Schmeling et ses collaborateurs. Un autre auteur a déjà prévu des sous-stages pour être encore plus précis. Dans le protocole, nous avons projeté de faire lire les images par 2 observateurs indépendants et qui ne connaissent pas du tout ni l'âge ni la nature du joueur. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé d'avoir été aussi long, mais je crois que c'est un sujet très intéressant. Et je reprends mon rôle de modérateur avant de présenter la dernière partie de notre séance. Merci, Dr Siddiqui. Maintenant, la parole à merci, Dr Zeguli. La parole est Dr Siddiqui qui va parler de la procédure de la CAF dans le cadre de l'éligibilité. Il insistera, c'est la procédure, puisque tout ce qui est scientifique a été dit par nos 2 confrères. À toi la parole. Merci, Dr Zakia. La procédure d'éligibilité à la CAF des joueurs de moins de 17 ans. La CAF, tout premièrement, envoie une circulaire aux associations nationales qualifiées pour la phase finale des éliminatoires, accompagnée du protocole FIFA FMARC. En retour, l'association envoie une demande de supervision des IRM et la CAF accuse réception et transmet le dossier à la commission médicale qui désigne un médecin superviseur soit parmi les membres de la commission médicale, soit parmi le panel d'instructeurs qui a un rôle bien déterminé. Et les images seront envoyées, les images d'IRM. IRM, c'est imagerie par résonance magnétique, on rappelle. Les images seront envoyées à la CAF pour une lecture par un comité d'experts CAF pour la lecture des IRM. Et l'association est notifiée et informée de la décision de ce comité sur les éligibilités des joueurs de moins de 17 ans. Par la suite, l'association peut demander
la relecture des IRM. Et il y a bien des périodes fixées pour la réalisation de ces IRM. Et l'association peut également porter réserve, à condition que ce soit dans les normes. Les adolescents de sexe masculin terminent leur croissance à l'âge de 17 ans. Les critères d'éligibilité portent sur la fermeture ou non du cartilage de croissance de l'extrémité inférieure du radius. Le protocole utilisé par la CAF est celui de la FIFA FMAC sur la détermination de l'âge chez les jeunes de moins de 17 ans. La toute première étape, c'est 4 mois avant la phase des éliminatoires, avant les matchs de groupe des éliminatoires, que la CAF envoie une circulaire à toutes les associations qualifiées. Et dans cette circulaire, la CAF rappelle les directives du comité exécutif et de la commission médicale qui stipule que n'est éligible que le joueur ayant effectué une IRM en présence d'un superviseur envoyé par la CAF et cette IRM lue et approuvée par le comité d'experts CAF pour la lecture des IRM. Ce sont ceux-là qui sont éligibles à participer à la compétition. Cette circulaire est accompagnée du protocole FIFA FMAC de réalisation d'une IRM de poignet gauche. Dans cette circulaire, il est fixé la date limite de demande de supervision, parce qu'il faut un peu de temps pour que la commission désigne un médecin parmi les membres de la commission ou du panel d'experts et arranger le vol. Donc il faut au minimum 2 semaines avant la date prévue de réalisation des IRM. It's not working. Oh, no, it's working. L'équipement habituel. L'équipement utilisé, c'est l'équipement habituel que nous voyons sur la photo. Il y a une phrase qui est cachée. Le poignet gauche doit être, voilà, le poignet gauche doit être soit au-dessus de la tête, soit le long du corps. Le troisième métacarpien est aligné autant que possible dans l'axe du radius. Les séquences coronales sont réalisées parallèles à la surface de l'articulation radiocubitale. Les chiffres sont basés sur l'équipement Siemens. Les valeurs peuvent être légèrement modifiées pour d'autres équipementiers. Ici, ce sont les paramètres qui sont appliqués par le radiologue. C'est le paramètre FMAC. C'est pour le radiologue. Le président de la commission médicale désigne un médecin parmi les membres de la commission ou le panel d'instructeurs et par la suite, son itinéraire est communiqué à la fédération qui demande la supervision. Une fois le superviseur arrivé dans le pays, il prend contact avec les responsables de la fédération dans le but de lui faciliter la communication avec le personnel du centre d'imagerie en charge de réalisation de ces IRM. Il fait un entretien avec ce personnel, il prend des dispositions et mène une visite guidée.
Le jour de l'examen même, il procède à la vérification de l'identité du joueur. À base du passeport, il vérifie le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. Il compare le visage sur le passeport au visage du joueur pour s'assurer que c'est la même personne. Et puis, il y a des photos qui sont prises avant et pendant l'examen. À la fin, le médecin récupère les images sur un CD ou un DVD, ainsi que les images de chaque joueur, ainsi que les images globales sur un CD ou un DVD, et l'expédie à la CAF par DHL et communique en même temps le numéro de suivi par email, ainsi que les photos prises. C'est un exemple de photo. Nous avons le joueur qui tient son passeport et ça, le premier c'était avant l'examen et pendant l'examen. Une alternative, si le délai est court, ça veut dire que l'IRM est effectué dans un pays et les jours qui suivent, le pays joue un match. DHL prend 3, 4, 5 jours avant que les images n'arrivent. En attendant que les images arrivent, ces images peuvent être envoyées par email et pour être transmises au comité d'experts CAF pour la lecture des IRM. À chaque fois que nous recevons les images, la CAF envoie un accusé de réception à la fédération, mettant en copie le représentant de la CAF. Les images sont lues plusieurs fois. Une première lecture est faite par le manager médical, ensuite par le comité d'experts CAF pour la lecture des IRM. Et c'est le protocole FIFA FMAC qui est utilisé pour la stadification. Stade 1, ouverture complète. Stade 2, un point début de fermeture. Stade 3, moins de 50% de fermeture. Stade 4, plus de 50%. Stade 5, moins de 5 mm de cartilage résiduel. Et le 6, il y a fermeture complète. Dès que le comité de lecture s'est prononcé sur les éligibilités, ces éligibilités sont communiquées aux fédérations. La fédération peut demander la relecture. Cette demande est acceptée et transmise à la commission médicale. Les périodes fixées pour la réalisation d'IRM. Avant les éliminatoires, entre 2 tours, cette année, il y a eu 3 tours des éliminatoires, premier, deuxième, troisième tour. Entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, l'association peut demander la réalisation des IRM. Entre 2 phases d'un même tour ou de tours différents. Et avant la phase finale. Pendant la phase finale, c'est seulement 24 heures avant le premier match du groupe. Ceci pour les joueurs blessés et qu'ils veulent remplacer une IRM automatique. Et c'est pendant la phase finale et sous la supervision de la CAF toujours.
une équipe peut porter réserve, mais il y a un règlement. L'association doit s'acquitter d'un droit de $2000. La demande, la réserve doit être formulée le jour du match, c'est-à-dire il y a prise de photos du ou des joueurs contestés sur leur âge, signature des 2 capitaines, photo avec les officiels, et ceci est remis au commissaire du match et suivi d'une lettre envoyée par la fédération à la CAF. Et la direction des compétitions transmet le dossier au département médical qui le soumet à la commission médicale, qui étudie la réserve et se prononce. Soit l'accepte, soit la rejette. À la CAF, tous les joueurs qui participent aux éliminatoires ont effectivement moins de 17 ans. Merci. Voilà, je remercie donc les orateurs concernant ce premier sujet de la séance à propos de l'évaluation de l'âge. Et on va donner la possibilité, avant de demander au Dr Bartagi d'aller nous parler de la vérification du sexe, la possibilité à quelques questions. Monsieur le Président. Merci. Je n'ai pas de questions, je voudrais compléter Dr Sidiki et puis réagir par rapport à ce qu'a dit Dr Yassine Zerguini. Donc, pour la disponibilité de la commission médicale et de la CAF, nous sommes preneurs pour cette collaboration, pour déterminer l'âge de moins de 20 ans. Nous avons déjà un protocole signé entre la CAF et la FIFA. Nous allons essayer de déclencher ce processus en écrivant formellement et pour vous demander cette collaboration. Ça va de soi. Nous sommes très intéressés. Je voudrais compléter un peu Dr Sidiki. Il n'a pas voulu dire, mais nous avons tellement souffert dans le processus de discrimination de l'âge. Vous savez qu'en Afrique, parmi les pays engagés, lui il a des pays qualifiés, mais c'est plus les pays engagés, 30 à 40% n'ont pas des appareils IRM dans leur pays. Donc ils sont obligés de faire de longs voyages, 2000 à 3000 km pour aller faire des IRM dans des pays. Je prends le cas d'un pays comme le Tchad qui est allé jusqu'au Cameroun pour faire les IRM. Donc, et puis, entre-temps, entre la phase où nous avons le calendrier et la demande des associations, après le premier passage, les associations demandent des examens supplémentaires. Et nous avons d'énormes problèmes à mobiliser aussi les experts. Nos experts ne sont souvent pas disponibles. Donc, souvent, si c'est moins de 6 examens supplémentaires, nous acceptons ces résultats en les soumettant à notre comité de lecture. Après vérification, nous confirmons que le joueur est éligible ou non. Et ça n'a pas été facile d'arriver à ce niveau-là. Je vous dis que c'était très, très difficile. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Et puis lors de la phase finale, nous sommes, en acceptant les IRM supplémentaires aux associations, nous leur disons dans un courrier, poliment, que nous nous réservons le droit de faire un contrôle à la phase finale. À la phase finale, tous ceux qui n'ont pas subi de contrôle à la présence d'un médecin de la CAF seront soumis au contrôle de l'IRM. Ça sera au Madagascar en avril 2017. Donc voilà ce que je tenais à ajouter par rapport à ce qu'a dit le Dr Sidiki. Et merci. Monsieur le Président, je voulais juste un petit mot avant de proposer une autre question. Je voulais juste apporter une information qui à l'époque m'avait paru assez un peu drôle en fait. Il s'agit de la dernière Coupe du Monde des moins de 17 ans. J'étais réellement très content de la politique adoptée par la CAF,
Et lors du tournoi de qualification pour cette Coupe du Monde 2015, le travail a été fait d'une manière fantastique lors de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans en 2015, qui a éliminé un certain nombre de joueurs qui n'ont pas pu participer. Il se trouve, parce que j'ai dirigé l'organisation médicale et les contrôles IRM lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Chili, qu'il y avait des joueurs qui avaient été écartés pour la Coupe d'Afrique des Nations et qui ont pu participer à la Coupe du Monde. Pourquoi? À cause du règlement, et légalement d'ailleurs, qui leur permettait, puisqu'ils avaient quand même 17 ans et quelques mois, de participer à cette Coupe du Monde. Donc c'est pour qu'on puisse mettre le doigt sur ce fait extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas pu participer aux qualifications parce que le règlement au niveau de la CAF est intransigeant, plus de 17 ans, pas de participation. Alors que le règlement qui est toujours le règlement au niveau de la FIFA permet à un certain nombre de joueurs qui ont dépassé 17 ans de quelques mois de participer. Oui, j'interviens en tant que chirurgien pédiatre, formé à Montpellier en 1977. On entend mal, pardon, on entend mal, j'aimerais entendre un peu. C'est un sujet extrêmement compliqué. Le problème était d'éviter qu'on accuse les équipes africaines de fraude. Quand on a commencé nos études il y a une trentaine, cinquantaine d'années, on estimait que l'athlète africain, ou l'Africain en définitive, était plus vieux que l'Européen de même âge, d'une façon physiologique. Ensuite, lorsqu'on prend la courbe de Greenwich et Pyle, en 1959, on disait que les garçons terminaient leur croissance à 17 ans et les filles à 14 ans. Donc il y avait un critère qui était défini du point de vue international. Un garçon doit terminer sa croissance à 17 ans et une fille bien plus tôt à 14 ans. Et quand on rentre dans le domaine du sport, comment faire cette différence? Là, effectivement, dans les travaux qui ont été proposés, on nous a parlé que des mâles. Qu'en est-il du problème des athlètes féminines qui, théoriquement, pour ce que nous savons dans la spécialité, terminent leur croissance bien plus tôt à 14 ans. Donc il y a un travail à faire à ce niveau. Ensuite, j'avais participé à la réunion de FMARC à Düsseldorf, où on a commencé à parler de ce problème-là, qui permettait donc d'éviter que les équipes africaines soient taxées de fraude. Je suis heureux qu'un travail a été entrepris, mais j'estime que ce n'était pas suffisant. Il ne fallait pas simplement rester dans 2 pays, comme on nous l'a cité, alors que l'Afrique est vaste. Et que selon les dispositions africaines de l'alimentation, la croissance du nord, de l'Afrique centrale ou de l'Afrique du Sud est totalement différente. Donc si on va aller plus loin, il faut des experts qui puissent évaluer la nutrition diététique du point de vue horizontal en Afrique, voir est-ce que dans l'Afrique, dans la zone maghrébine, on termine sa croissance plus tôt qu'à 17 ans, ou alors la zone sahélienne, ou alors la zone ougandaise. Parce que quand on prend simplement une zone du Sénégal, ce n'est pas suffisant pour la BAC de toute l'Afrique en elle-même. Donc c'est un travail extrêmement important qui a commencé. Et je suis très heureux que Boubakari, qui est chirurgien pédiatre, il est diplômé de chirurgie pédiatrique, a donné la réglementation, l'expérimentation de l'IRM du poignet gauche qui permet de faire cette différence. Cela va permettre aux pays qui ont des IRM de pouvoir s'aligner sur ce protocole-là. Et je suis heureux que vous envoyez des experts vérifier sur place si l'IRM marche et vous avez donné toutes les modifications. Je crois qu'on est sur la bonne voie, mais il faut faire en sorte que l'Afrique, elle est complète. Ce n'est pas que 2 pays, ce sont tous les autres pays qui doivent rentrer dans le système, faire en sorte que nous puissions avoir davantage d'IRM pour que vos experts puissent aller sur le terrain pour évaluer ceci et voir le problème des filles.
parce qu'on reste sur ce dilemme. 14 ans, c'était en Europe, mais en Afrique, qu'en est-il? Voilà la contribution que je voulais donner tout en félicitant. C'est un travail important. On ne parle plus de fraude en Afrique parce que vous avez commencé, il faut continuer, mais il faut aller bien en avance. Il n'y a pas que 2 pays en Afrique. Merci. Si je peux amener des éléments de réponse pour les 2 points. Pour les filles, une étude tout aussi considérable a été effectuée, déjà. J'ai personnellement effectué un certain nombre d'IRM, un peu plus de 200 en Tanzanie. Et d'autres pays aussi y ont participé, d'autres ethnies. Et nous sommes arrivés à la conclusion que il n'y avait pas autant de précision dans les résultats qui pouvaient nous permettre d'être aussi tranchants, parce qu'il faut arriver à partir d'une étude scientifique à un règlement. Et ce n'était pas possible, et pour l'instant, le niveau de nos connaissances ne nous permet pas d'aller vers l'application d'un règlement en matière de compétition féminine. Pour l'Afrique est un grand pays avec plus de 50 pays. Il n'y a pas toujours encore, et j'espère qu'il y aura ça, d'IRM dans tous les pays et dans toutes les villes. Et en fait, avec les compétitions de la CAF des moins de 17 ans, les tests IRM sont organisés dans de plus en plus de pays, comme la dernière fois au Niger, et ça permet d'ajouter des spots où on peut faire ces études-là. Et donc, on participe en fait au développement médical dans tous ces pays-là. Il arrivera un jour où les plus de 52 pays africains auront la possibilité d'avoir des IRM pour des tests, sans compter le coût, évidemment. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Les Udiseng. I'm from Botswana. This MRA issue traumatizes me each time I think about it, because we've been doing this for about 3 years now, and I've been in charge of all the arrangement. The first year, 30 athletes, all fine. Second year, 30 athletes, all fine. But this year, I noted that 4 of them had completely fused. And I immediately got in touch with Dr. Siddiqui, who was absolutely fantastic. I sent him the MRIs, they looked at them. Luckily, one of the other people, they said there was a little bit of a touch of cartilage, so he was fine. But the other 3, there was quite a problem, particularly one of the young boys there that I know personally, and I also know when they were born. The boy was less than 16 years old from his chronological age, but unfortunately, the MRI said he was over 17. I even went to the hospital where he was born, looked at the birth records, and they were there. And what I really want to say that it was very traumatic on the child, on the parents, because normally when they're selected for the under 17, it's a source of prestige, and they start talking to their neighbors, boasting about it. And when he was recalled, it was really, really difficult, and I had to arrange counseling for the little boy, plus the parents as well. And I just want to say that you have to think in terms of what you're going to say to the parents if this doesn't turn out right. Thank you very much. He's part of the 1%. Thank you. My name is Devin Joroge from Football Kenya Federation, Kenya. Again, just to echo what my friend has said here, this year we underwent the same process. Our under-17 team was subjected to MRI, which is very good to curb the HET. But to our surprise, some of the boys who are over age, they are 18, they were cleared by CAF. Yeah? They were cleared by CAF. But we guys, we knew they are over age, but CAF cleared the results when we were sent to Cairo.
So this is something that needs to be looked into. And I think medical team needs to sit down and think about it over and over again. There were about 5 boys who were cleared and who are clearly, they were being stated that they were at stage 5. So it's something that needs to be looked at over and over again. Thank you. A response to that, you have often heard the word charity begins at home. Honesty begins at home. So your member association need to be cleared first. Then point the finger at CAF. Exactly. We guys, we never fielded them because we knew they are overage. But CAF cleared them. We guys, we refused them to pray. I still fail to understand what you say. You better investigate. Bonjour. Ok. Merci, Dr Sangaré du Mali. Nous avons eu la chance, effectivement, d'être qualifiés dans ces dernières années, mais nous avons fait une constatation personnelle dans notre pays, c'est qu'il y a une ethnie, tous les enfants venant du plateau d'Ogon, systématiquement, lorsqu'on fédère IREM à 17 ans, c'est toujours au stade 6. Malheureusement, ça réconforte ce que le professeur Rousse disait. Est-ce qu'on ne peut pas effectivement chercher à voir par typologie par rapport à certains endroits du pays, parce que chez nous-mêmes, à l'intérieur du pays, cette ethnie est malheureusement pénalisée parce qu'ils consolident, ils ont tous le stade 6 entre 15 et 16 ans déjà. Ce que je voulais ajouter comme complément d'information. Merci. The important thing is who has been reading the MRI? Who has been interpreting the MRI? You said the MRIs were read, but who read it? Who interpret the MRIs? Les IRM sont envoyés à la CAF. On a remarqué que les éligibles, beaucoup venaient de cette ethnie. Parce que ça fait 3 fois de suite. Les éligibles, en réalité, sont de cette ethnie du plateau de Gon. Voilà, les non éligibles. Ok? Et ils sont en général des gens qui sont un peu plus courts en termes de taille. Donc, naturellement, il y a un problème qui s'est posé. Cette ethnie est pénalisée par rapport à tout ce qui s'est passé. Je peux répondre? Je crois que c'est un cas extrêmement intéressant. C'est probablement ce qu'on attend de vous au niveau des commissions médicales, des associations. D'abord d'informer au sujet de cas qui sortent du cadre global d'un règlement et d'un protocole. Et ce sera certainement le sujet, une fois que l'information est donnée, d'une étude particulière. Et qu'est-ce qui vous empêche, à vous, d'entamer et de proposer une étude sur cette tribu? Oui, nous avons pensé à, nous l'avons proposé. Hein. Malheureusement, il se trouve qu'en son temps, nous étions obligés d'amener tous les joueurs à Dakar pour faire les IRM et à presque 175 000 francs par personne. Donc, aujourd'hui, nous venons d'avoir l'IRM. Nous l'avons déjà proposé, qu'on va effectivement de le faire, parce qu'il y a le championnat cadet, qu'on va essayer de faire et penser effectivement à cette éventualité, pourquoi cette ethnie est effectivement pénalisée. Mais il faut reconnaître, physiologiquement, c'est des individus qui n'ont pas une grande taille. La taille maximum, c'est dans les MS70 en général. Donc, ce qui peut expliquer, quand nous pensons par rapport à nos cours de nos maîtres, par rapport à la plaque en général basale au niveau des os, c'est normal qu'un problème minéral peut être à la base de ces accouchements précoces. Mais ce serait une étude extrêmement intéressante. Ouais, okay, de manière globale, des articles ou des groupes de personnes ou des scientifiques, comme l'auteur de l'article de Scientific American,
lorsque nous ne sommes pas du tout contre une autre étude qui va démontrer le contraire. Mais il faut une autre étude. On ne peut pas, lorsqu'on développe un programme basé sur une étude scientifique qui est acceptée même par des comités de lecture de revues de haut niveau, on ne peut accepter de critiques acerbes que d'une autre étude effectuée avec les mêmes moyens et qui va démontrer le contraire. On ne peut pas juste accepter des sentiments personnels. I'll share with you something on, then you can find where the gray area is in the interpretations of MRI. Apart from training team physicians and also administrators of member associations in Asia, I initiated and we trained at this moment in 46 countries. We have 46 radiologists who can clearly interpret the MRI for age determination. We held 4 workshops in 4 different regions of Asia only for radiologists to be trained to interpret MRIs for age determination. And I would like to share with you this beautiful experience. We invited a group of radiologists, and the day begins after the politicians have spoken the usual opening ceremony speeches, and immediately we give 100 MRIs to these radiologists who had no exposure of evaluating the age or evaluating the age of the scan. So we gave them 100 and we told them, please keep the results with you. Don't show us what are the ages of each of these scans. After that, we conduct a workshop through another instructor who is also a radiologist. And in the afternoon, after lunch, we gave them back the same 100 MRIs to interpret. 99% of the radiologists were at fault. They did not correctly interpret 99% of the scans correctly. They made mistakes. So please bear in mind, it does not mean that if you send your MRI to a radiologist for age determination, he is either grade 6 or not grade 6. No, not necessary. The radiologists need to be trained. You need to have a course in radiology for MRI interpretation, and this is what we have done in Asia. And whenever we do an MRI in a particular competitions, the results are back within 48 hours electronically, and our radiologists, we can send an MRI scan sitting in Australia, sitting in Lebanon, Japan, or South Korea. And they interpret it and give us our results. And whenever we have doubt in any one of the 3 radiologists, we send it to another 3 radiologists, different radiologists. They do not know the names, the age, and all. Okay. So this is how we work in AFC, where age competition is. We need to be fair to the participant who participates in the tournament. Thank you. Thank you, Mr. Moderator. Je voudrais rappeler que derrière nos décisions, il y a des jeunes joueurs, il y a des familles. Pour cette histoire de limitation d'âge, j'ai eu un suicide d'un enfant qui allait tomber dans le fleuve parce qu'on a refusé qu'il participe à une compétition. En ce moment, il y a une mère de famille qui a porté plainte à la fédération à cause de ces problèmes de détermination d'âge. Il nous semble donc que pour ce qui concerne l'Afrique, en 2016, nous avons le moyen de faire comme l'AFC a fait. Monsieur le Président, nous sommes repartis en Afrique en 5 ou 6 zones, avec nos partenaires de la FIFA, de la SPETA et avec les moyens de la CAF. Des études peuvent être menées dans chaque zone. Monsieur Singh a parlé de la formation. Nous avons des radiologues.
Mais on n'a pas beaucoup de radiologues formés pour cette détermination. Il nous semble donc que, les études régionales qu'on peut fédérer, nous pouvons prendre cela comme une résolution de ce congrès. Deuxième chose, la commission de la CAF doit être formée de radiologistes de différents horizons. Parce qu'il nous semble, au vu de votre présentation, qu'il y a des spécificités. Et il faut en tenir compte. C'est de ce congrès que nous aurons des convictions pour aller convaincre nos associations nationales. Il y a dans la salle des présidents de commissions nationales qui sont membres des comités exécutifs. Certains ne sont pas des médecins. Il faut que nous leur donnions assez d'arguments pour aller convaincre les associations nationales de mettre de l'argent dans la recherche médicale dans le football africain. Donc je souhaite simplement que, vu la présentation de M. Zerguini, de M. Si, qu'il y ait, il faut effectivement aussi des études multicentriques qu'on peut faire en une fois, multicentriques, permettant au bout d'un an ou de 2 ans d'avoir des résultats qui reflètent les diversités. Parce que l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique n'est pas une tribu. Nous sommes tellement différents les uns les autres. Et s'il y a des différences physiologiques, il y a un seul règlement qui s'applique à tout le monde. Et ce règlement, à mon avis, ne prend pas en compte nos spécificités. Or, en ce moment, vous avez déjà vous-même souligné que à la CAF, on a dit moins de 17 ans, vous ne jouez pas. Mais à la FIFA, vous acceptez 17 ans plus 2 ou 3 ou 4, 5 mois. Alors ma question est celle-ci. Lorsque nous repartons, qu'est-ce que nous disons à nos fédérations? Parce que la plupart de nos fédérations, lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale, le ministère des Sports entre là-dedans. Et ça devient un problème national. Vous êtes le seul médecin là-dedans pour dire que le meilleur joueur de l'équipe ne va pas jouer parce qu'il a 17 ans plus 3 mois. Quelle est la réponse qu'on pourra donner? Je vous remercie. Thank you very much. I have the mic. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Dr. Zerguini. Thank you, Dr. Singh, Dr. Siddiqui. I think this is becoming very, very interesting. And you can see that we are in Africa, and you can see that we are of a lot of different ethnicities. And I think my esteemed colleague who has just spoken before me was talking about resolutions. We don't want to come here all the time, sit down, and after 4 years we have talked about 1 or 2 things and that we have done nothing. It is very important that we come here and we do something. And I think this is a huge call which we are talking about, that there are various ethnic differences where you find that in Uganda they are talking about people who are 18 and they haven't fused their bonds. And in Botswana they are talking about people who are below 16, they've already fused. And these are quite different ethnic people, and we must realize that we are very different. And I think it is incumbent upon us that we must really have funds released to us so that we do studies. We are really willing. I think Dr. Zerguini has really said it very well, that this is very interesting and we need to do proper studies and have scientific backup. I will tell you an example of Zimbabwe. When we used to have urea electrolytes references using American or English bases, it was totally different when we had our own base of baselines. So it's very, very important that we must have our own homegrown reference points and not use other countries as reference points. And thus we are giving problems to our children, problems to everybody. Maybe it's because of the poverty, but I think let's overcome it. I thank you. Merci, messieurs, mesdames les modérateurs. Je vais apporter une proposition. Je
je suis d'accord avec mon frère, je crois que c'est du Cameroun, qui pense que nous devons, en attendant que les études soient faites, éviter des drames dans certaines familles. Je me dis, si les conditions sont réunies, si on arrive à montrer que l'enfant, le jeune athlète, a moins de 17 ans, si après vérification au niveau de la maternité et tous les arguments nécessaires, il a vraiment moins de 17 ans, et que l'IRM montre que, à cause du gap sur le plan des études, qu'il est au-dessus, qu'il est au niveau 6, est-ce que vraiment on ne peut pas étudier la possibilité d'une dérogation contrôlée par la CAF pour pouvoir donner la possibilité à ce jeune de compétir, parce que effectivement il a moins de 17 ans. Merci. Rapidement, un élément de réponse, et je crois que c'était la dernière question, il nous reste un sujet important à discuter. Ce que nous avons fait comme proposition au niveau de la FIFA, c'est que le règlement soit complété, qu'il ne reste pas seulement un règlement d'âge chronologique. On a demandé que les joueurs éligibles, c'est la proposition que vous a présentée tout à l'heure le Dr Singh, et que nous avons co-signé et envoyé au comité exécutif, que la définition de l'éligibilité d'un joueur, ce n'est pas seulement qu'il ait moins de 17 ans. Il faut qu'il ait moins de 17 ans et qu'il ne soit pas du stade 6. Et là, ça règle tous les problèmes. On ne cherchera plus à savoir s'il est au stade 6 alors qu'il était plus jeune, ou si ça, ce sera un autre problème. La définition et l'éligibilité sera basée sur un critère chronologique et un critère biologique. C'est-à-dire celui qui est au stade 6, qu'il présente n'importe quel passeport, il ne pourra pas jouer. Et on le définit avant. Et tout le monde est au courant. C'est une compétition, c'est pas seulement une compétition des moins de 17 ans, c'est une compétition des moins de 17 ans et de tous ceux qui ne sont pas du stade 6. Et l'affaire est classique. C'est pas une question, c'est juste pour... je profite de la présence des amis de la FIFA. J'en ai discuté de la date réglementaire qu'on met dans les statuts. Pas dans le règlement de ces compétitions de jeunes. J'ai cru comprendre qu'on fixe la date en fonction du début des éliminatoires, pas en fonction de la phase finale de la FIFA. Donc, quand l'équipe s'engage jusqu'à le premier coup d'envoi des phases éliminatoires, admettons que la phase éliminatoire commence en octobre, le joueur il a moins de 17 ans jusqu'à octobre. Mais la phase finale de la FIFA, c'est souvent au mois de juin, juillet, donc 6 mois après. Mais on m'a dit que l'important, c'est qu'à l'engagement, avant le coup d'envoi des compétitions, il faut que le joueur ait moins de 17 ans. C'est ce qu'on m'a dit comme explication. Je ne sais pas si c'est... Maintenant, si vous arrivez à faire passer cette façon de faire, au lieu que ce soit les années sur le stade 6, moins du stade 6, ça serait une chose assez formidable pour tout le monde. Et ça réglera beaucoup de problèmes avec surtout les associations et les parents des jeunes. Merci. Et président, c'est exactement ce que fait en fait la CAF maintenant. La CAF commence par faire les IRM, élimine tous ceux qui sont au stade 6 et considère les gens qui sont moins de 17 ans. Et il n'y a plus de problème. Merci, Monsieur le Président. Moi, personnellement, je tiens d'abord à féliciter le comité d'experts qui a mis sur pied ce protocole, parce que avant cela, nous n'avions pas d'instrument pour essayer d'arrêter cette fraude. Et je voudrais vraiment prier les membres de cette auguste assemblée de regarder d'où nous venons. Parce que nous étions la honte, la risée de tout le monde. La tricherie était devenue presque institutionnalisée. On prenait des enfants qui avaient plus de 17 ans pour aller jouer les compétitions
de 15 ans parce qu'on voulait absolument gagner. Je vous dis que la tricherie était institutionnelle parce que les États délivraient des passeports d'âge inférieur à des jeunes qui avaient un âge supérieur. Donc nous avons donc un instrument qui nous permet aujourd'hui de pouvoir sortir un peu du couscous. Donc nous essayons d'avancer, l'étude n'est pas terminée, il faut qu'elle soit multicentrique, comme a dit le docteur Ngalé, qu'on aille vers d'autres régions. Nous avons déjà l'Afrique de l'Ouest où ça a été pratiqué, nous avons l'Afrique du Nord où ça a été pratiqué. Je crois que la Commission va donner les moyens pour descendre en Afrique centrale, en Afrique australe, pour boucler cette affaire et pouvoir donc avoir un règlement qui est uniforme à la CAF. Et je crains, moi je crains, qu'on risque de trouver les mêmes résultats un peu partout. Parce que ça s'est passé en Asie, ça s'est passé au nord, ça s'est passé à l'ouest de l'Afrique. Ça donne toujours rigoureusement les mêmes résultats. Je crois que dans une démarche scientifique comme celle-là, on aurait toujours des exceptions qui vont confirmer la règle. Mais il faut que nous prenions et que nous voyons ce que ça a mené à nos différentes associations, c'est-à-dire au continent, de sortir de ce couscous. Maintenant, ma question, c'est au docteur Sidiki. J'ai bien suivi la procédure d'éligibilité. Elle est vraiment d'un bout à l'autre imparable. Elle est stricte et il n'y a pas on ne bégaye pas là-dedans. Mais il s'est posé un problème entre le Cameroun, la CAF, les commissions, les experts. C'est comme si, quand on est venu faire ces IRM au Cameroun, elles ont d'abord été lues par des personnes qui n'étaient pas habilitées à le faire. Donc ma question, est-ce que l'expert qui vient participer aux IRM lit ces IRM en compagnie des médecins qui sont nationaux, ou alors tout est fait et on envoie tout à la CAF? Parce qu'on a eu un aller et retour entre les éligibilités, les éligibles et tout ça. Ça a fait peut-être 3 à 4 tours. À un moment donné, ça met tout le monde mal à l'aise. Donc je voudrais savoir ce qu'il y a eu dans le cas du Cameroun. Est-ce que la procédure a été respectée telle que le docteur Sidiki l'a énoncé, ou bien donc il y a eu certains débordements? Si tel a été le cas, il faut aussi qu'on nous dise ce qu'on a fait de cela. Parce que le règlement, apparemment, je crois, ou je ne sais pas si je suis mal informé, n'a pas dû être suivi d'un bout à l'autre de la chaîne. Je vous remercie. Je peux répondre. La réponse du docteur Sidiki et c'est fini. Merci, docteur Zerghini. Le superviseur que la CAF envoie, son rôle, c'est bien clair, c'est de s'assurer que les images qu'il envoie à la CAF sont celles du joueur qu'il a pris les photos avant et pendant les examens, que les images qu'il a envoyées appartiennent bien à ce joueur-là. Nous avons les photos et nous avons les images d'IRM. Son rôle n'est pas d'interpréter les images. La CAF, la commission médicale, a créé le comité d'experts CAF pour la lecture des IRM. C'est ce comité qui est habilité à lire et à approuver les images et se prononcer sur les éligibilités qui sont communiquées aux fédérations. C'est clair, le superviseur n'a pas à interpréter les résultats. Avec le docteur Gourou Chan nous a dit, il faut former les gens qui doivent lire les IRM. Donc c'est clair, il n'a pas à lire les IRM. Il s'assure que les images appartiennent au joueur qui a fait l'examen et les envoie, qu'il ne laisse pas se faire distraire. Il récupère les images, il envoie par DHL et communique le numéro de transfert par email à la CAF pour permettre de localiser les images. Et dès que les images arrivent, les IRM sont lus plusieurs fois selon le protocole FIFA-FMA. Est-ce que c'est clair ou bien il y a encore
C'est très clair, docteur Merci. Sidiki. Et nous allons donc clore ce débat très intéressant et demander gentiment à Dr Zekia Bartadji de nous parler d'un sujet tout aussi intéressant et qui concerne la vérification du sexe. Comme la vérification, on a mis cette communication dans le cadre de l'éligibilité. Essayer de parler dans l'éligibilité parce que comme la vérification, comme la détermination de l'âge pose problème par IRM, la vérification du genre aussi pose problème. Juste un peu d'historique, depuis l'Antiquité, il y a une opposition entre la nature et la culture. Il y a une stricte séparation des sexes. Les femmes n'avaient pas accès à la compétition, surtout masculine, pas même aux tribunes, de voir les hommes jouer, faire du sport. Le sport, pour la première fois, le sport féminin aux Jeux Olympiques est introduit en 1928. Mais depuis, les records masculins d'hier sont devenus aujourd'hui des performances féminines habituelles. Donc, il n'y a plus aussi de sport d'hommes et de sports de femmes. La femme fait tous les sports maintenant. Dans le cadre du football, la première équipe, c'est une équipe anglaise, Wimbledon, selon l'hebdomadaire illustré, c'est en 1884. C'est quand même un peu ancien. Et le premier club, c'est en 1800, c'est le premier club de football féminin. Au niveau de la FIFA, le football féminin était au niveau de l'Europe avant. L'UEFA a commencé avant la FIFA la compétition de football féminin, c'est en 1971. Maintenant, il y a plus de 200 000 femmes qui jouent au football dans le monde. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. Concernant maintenant, il n'y a pas de problème pour vous, les femmes peuvent jouer au football. Où est le problème? Le problème, il a commencé par la vérification du genre, par l'histoire de cet homme qui a été civilement une femme. C'est un Autrichien, mais qui a participé à une compétition aux Jeux Olympiques, qui a précédé les Jeux Olympiques d'hiver en tant que femme, et il a été en 1967 médaillé. Dans ce cas, il y a la constitution de la commission médicale du CIO et il y a un tic concernant son vrai genre. Et là, ils l'ont arrêté, il n'a pas pu continuer, il n'a pas pu participer aux Jeux de 68. Et lui, il a choisi son sexe, il a changé, il est redevenu homme parce qu'il était malade et il s'est marié et il est père, il a eu des enfants. Depuis, le CIO a créé le test de féminité basé au début sur l'examen médical et l'examen génétique chromosomique. Mais malgré ça, il y a eu après beaucoup de réclamations de la part des femmes pour non-respect de leurs droits de vie privée et de leur choix de sexe. Depuis, le problème des vérifications de genre pose toujours au mouvement sportif des problèmes. En 2011, le comité exécutif au niveau du football de la FIFA a adopté le règlement en matière de vérification de genre, qui est entré en vigueur le 1er juin 2011. Ceci, il est basé sur un profil hormonal. Mais donc, il y a toujours la science qui tranchera. On verra après, maintenant, la science pose problème, elle ne tranchera plus. Mes collègues de la FIFA m'ont dit si vraiment il y a un changement au niveau de règlement de la FIFA. Celui qui est utilisé par la CAF, c'est l'ancien règlement, c'est ces petits livres bleus qui assurent l'égalité de chance pour les joueuses. Il protège la dignité de la vie privée et depuis le 30 mai 2011, il est adopté par la FIFA. Il a été adopté pour les compétitions aussi de la CAF. Le présent règlement, il a un champ d'application qui s'applique à tous les matchs, à toute compétition organisée par la FIFA, des préliminaires
à la finale. Et ces règlements aussi, il a été adopté par la CAF, comme je vous les ai dit. Quels sont les critères de participation? Basés sur ce règlement, basé que seuls les hommes sont autorisés à participer aux compétitions masculines, seules les femmes sont autorisées à participer aux compétitions féminines. Et chaque association doit s'assurer, c'est les associations qui doivent s'assurer que tous les joueurs répondent à ces critères. Donc, s'assurer du sexe de tous les joueurs sélectionnés par une déclaration. Donc, c'est ça, ce type de déclaration qui sera signée par le médecin, le secrétaire général et le médecin et le président de l'association qui disent que tout a été fait dans le cadre des vérifications de genre. Il assure et il signe et qu'il déclare que c'est une femme qui participera à la compétition féminine. Les autorités impliquées dans la procédure de la vérification, c'est premièrement, il y a une commission de discipline puisqu'il y a déjà des problèmes parfois et des réclamations. Et il y a l'officiel médical de la CAF, qui est affecté à chaque compétition pour résoudre tous les problèmes de contrôle antidopage et les problèmes de santé. Et si jamais il y a le médecin-chef de la compétition et le comité d'experts qui normalement aidera, on va voir quand aidera l'officier médical s'il y a un diagnostic à faire ou une réclamation. Ces comités d'experts peuvent être composés d'au moins 3 personnes, pas plus, dont un gynécologue, un généticien, un endocrinologue ou tout autre spécialiste qui puisse aider. Quelles sont les personnes maintenant autorisées à demander une procédure de vérification? Il y a des personnes morales et physiques. Les joueuses concernées, la réclamation peut venir d'une joueuse, les associations, donc morales, l'officier médical qui peut vérifier qu'il y a une anomalie ou le médecin en chef. Les personnes concernées doivent avoir un intérêt juridique direct dans la vérification du genre. Les exigences formelles pour une procédure de vérification du sexe sont soumises par écrit et envoyées au secrétaire général, assorties des motifs valables et des preuves, et comportent le nom, l'adresse et la signature de celui qui a fait cette réclamation. Si la demande est infondée et irresponsable, il y a même des possibilités de sanctions sur celui qui l'a faite. Comment on essaye les circonstances de découverte des anomalies dans les vérifications du genre? Il y a des anomalies anatomiques dans la physionomie ou morphologiques évidentes, ou bien des résultats analytiques anormaux par le profil biologique ou stéréodien ou lors d'un examen de contrôle antidopage. Ou bien il y a une information par un tiers de la fédération ou d'un sportif. Quel problème se pose? Ces dilemmes éthiques entre droits de l'homme, de l'équité dans le sport, ou le problème des vérifications du genre, c'est vraiment un problème sociétal et individuel. Il dépend de l'éligibilité d'appartenir à une catégorie féminine, mais ceci est déterminé par l'état civil, par une autorité gouvernementale, exemple la Fédération internationale. La conduite par les aspects éthiques, les règlements FIFA-CAF sont adoptés au sujet de l'hyperandrogénisme chez les footballeuses. Nous, au niveau de la FIFA, on suit la FIFA, le problème est posé, c'est un profil à part somatique, c'est hormonal. On l'appelle l'hyperandrogénisme. L'éligibilité de ces femmes avec hyperandrogénisme pour le sport de compétition, normalement, elle donne une virilité, un taux biologique d'hormones supérieur au taux normal féminin, c'est-à-dire près de fourchette masculine, et qui, normalement, peuvent augmenter la performance en football. Bon, vous savez les signes qui peuvent vous inciter à connaître une femme
hommes, c'est la voix grave, l'atrophie de la poitrine, et je vous laisse. Vous savez. À l'échelle maintenant scientifique, il y a l'IAF qui a commencé, c'est elle qui a le problème le plus important, la Fédération internationale d'athlétisme, et elle a émis une procédure à 3 niveaux. Elle a été adoptée, quand on relit bien le règlement de la FIFA, elle est adoptée par tous les mouvements sportifs, CIO et autres fédérations internationales. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau national, où le médecin de chaque association signe l'engagement comme quoi la participante, c'est une femme. Malheureusement, dans la majorité des cas, le médecin de l'association signe sans aucun examen. Il signe sans même examiner la fille. Normalement, c'est un examen qui peut être basé sur l'anamnèse et, pourquoi pas, sur des examens cliniques et même biologiques. Le niveau 2, s'il y a des anomalies, il faut qu'il passe au niveau biologique. Et le niveau 3, c'est le niveau international continental, c'est normalement quand elle vient à la compétition internationale. Donc le niveau 1, c'est les antécédents, c'est l'anamnèse, c'est les examens cliniques. Le 2, c'est surtout biologique. Et là, je vous évite les détails parce que c'est fait seulement pour... on se base seulement sur la testostérone, c'est suffisant. Et le niveau 3, c'est les investigations spécialisées et qui peuvent arriver au diagnostic final. Pourquoi j'ai mis un point d'interrogation, vous allez voir, parce que même ces preuves scientifiques posent problème maintenant. Pose problème, pourquoi? Parce que dans une des diapos au début, je vous ai dit que la science tranchera pour déterminer le genre. Malheureusement, la science n'a pas pu trancher, surtout pendant le boom qui est apparu cet été, juste avant les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant du cas qui a été pris par beaucoup de journaux, surtout Le Monde, qui a rapporté le cas d'une cycliste canadienne transsexuelle. Elle était homme, elle a changé de sexe et c'est son droit en 2001 pour homme. Elle a participé, elle était licenciée au niveau de l'UCI. Les CIO et l'AMA l'ont empêchée de participer aux Jeux Olympiques parce que son taux de testostérone n'est pas descendu à la limite autorisée. Donc, elle ne lui a pas donné l'occasion d'avoir un traitement androgénique de remplacement pour ces problèmes de santé qui sont secondaires à l'ablation de tous les organes sexuels d'hommes. La cycliste, elle a attaqué en justice les instances sportives, CIO, AMA et CI, et figurez-vous qu'elle a gagné. Donc, le problème maintenant reste en entier. Elle a gagné parce que toutes les études faites sur cette molécule de testostérone qui intéressent maintenant tout le monde, sportif, pour la relation entre la santé et la performance, elle n'est pas évidente. Si vous vous rappelez, pour ceux qui s'intéressent à la vérification du genre, tout a été basé sur le consensus de 2003 des CIO concernant les changements de sexe dans le sport, où le traitement hormonal approprié au nouveau sexe administré de manière vérifiable et durant une période suffisamment longue pour réduire au minimum les avantages au sexe dans la compétition. D'ailleurs, ce consensus a été édité par l'IAF en collaboration avec le CIO. Il a été repris en 2011 et tout ça, par les autres fédérations, FIFA et tout. Donc, avant, on peut changer de sexe, on prend un traitement maximum 2 ans et après, on peut reprendre la compétition féminine. Après l'évolution et tous les cas il y a une évolution, le consensus de 2015 du CIO sur le changement du sexe et les père-androgynisme, maintenant on parle, l'athlète doit prouver que son niveau total de testostérone dans le sérum est inférieur à 10 nanomoles par litre pendant au moins 12 mois avant la compétition qu'il allait encourir et que pendant la compétition,
ces taux de testostérone restent toujours inférieurs à 10 nanomoles par litre. Sinon, si c'est avant, il ne peut pas participer. Si c'est pendant la compétition, il est éliminé pour cause de dopage. Que faire maintenant pour les femmes génétiquement hyperandrogéniques? Vous savez qu'il y a des pathologies, il y a des femmes qui sont nées avec un hyperandrogénisme. Eh bien, ces femmes, elles sont chanceuses parce qu'elles ne sont pas tenues depuis l'année dernière d'avoir recours à un traitement pour baisser leur taux de testostérone sous les 10 nanomoles. L'appel devant le TAS de la sprinteuse indienne, si vous vous rappelez, avait abouti à la suspension de cette règle de l'EAF pour 2 ans et lui ont donné l'occasion et le droit de participer de nouveau, et l'EAF a perdu devant le TAS, et le temps que le chercheur, ils leur ont dit, le TAS a dit à l'EAF, allez voir avec vos chercheurs, on vous donne le temps nécessaire pour pouvoir montrer que ces taux hormonaux naturels procurent bien un avantage d'au moins 10 à 12% sur leur performance sportive. Et ils cherchent jusqu'à maintenant. Mais figurez-vous qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu la même chance. Parce que les transsexuels femmes vers hommes, non, ça aussi ils sont chanceux, parce que les transsexuels femmes vers hommes, ils bénéficient de la main d'une autorisation à usage thérapeutique pour prévenir les conséquences de non-traitement, par exemple après ovarectomie, sur la santé ostéoporose. Sur la santé, par exemple, l'ostéoporose. Les hommes aussi, souffrant, et si vous avez des médecins parmi vous qui ont un intérêt pour les AUT, il y a des hommes qui souffrent d'hypogonadisme et dont les traitements doivent prévenir le problème de santé secondaire à ce hypogonadisme, comme l'infertilité et la faiblesse musculaire, et qui ont le droit, et l'AMA leur donne l'autorisation pour qu'ils utilisent la testostérone. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Plusieurs équipes maintenant des scientifiques se mettent sur ces thèmes. Comment établir le plafond maximum de 10 nanomoles par litre comme taux minimum d'éligibilité? Ces taux naturels peuvent produire, comment aussi démontrer bien que ces taux naturels peuvent produire de 10 à 12% de performance. D'ailleurs, ce plafond, il est basé, comment il a été choisi? Parce que, sachant que les hommes XY, des taux de testostérone entre 9 à 38, et que les femmes XX, des taux de testostérone inférieurs à 3 millimoles, on s'est dit, bon, on prend un taux arbitraire de 10, tous celles qui ont plus que 10 sont éliminés, celles qui ont moins de 10 sont acceptées. Maintenant, que se passe-t-il pour les hommes XY? Les hommes XY qui ont opté pour 2 corps de femmes, c'est comme le cas de la cycliste canadienne, et qui sont privés de leur taux normal de testostérone, puisqu'ils ont fait ablation, et qu'ils ont des effets néfastes sur la santé. Parce qu'une femme n'est pas un homme avec moins de testostérone. Nos corps sont tout à fait différents. Et qu'un corps de femme XX n'équivaut jamais à un corps d'homme XY. Un corps XY demande 6 à 10 fois plus d'androgènes pour l'état de santé d'un corps de femme. Qu'a dit maintenant le mouvement sportif? Les lignes directrices basées sur ces éléments, sur le 2 consensus, avec toutes ces données scientifiques et médicales, rendent les lignes directrices, surtout des CIO pendant les derniers Jeux olympiques, et l'AMA avec les AUT pour les androgènes synthétiques accordés par l'AMA aux transsexuelles femmes devenues hommes et aux hommes hypogonadiques, ces données sont devenues absurdes, voire même discriminatoires. D'après moi, non, mais d'après le journal et d'après tous ceux qui regardent le sport. Les institutions sportives persistent malgré leurs recherches scientifiques lacunaires. Il y a beaucoup d'insuffisances.
à maintenir une politique de vérification du sexe basée sur la testostérone et l'apparence des sportives, pour entretenir, soi-disant, les lésions, parce que tout mouvement sportif, il travaille pour un principe de compétition équitable, tout en célébrant les talents des dons et des champions. C'est vraiment une contradiction pour certains des États. Donc, pourquoi c'est vraiment une bombe qui a éclaté après les Jeux Olympiques? J'espère que certains hommes ne veulent pas, qui jouent bien au football, ne veulent pas se transformer directement, ils vont s'opérer et devenir femmes. Parce qu'on fait parler d'eux maintenant, et le mouvement du football à remédier et à avoir une procédure applicable. Parce que jusqu'à maintenant, sauf si je suis en audition et les deux confrères de la FIFA peuvent déclarer s'il y a un changement, nous, la CAF, elle prépare dans un mois et demi la CAN féminine et on compte appliquer le règlement, le petit livre bleu de la FIFA. Vous avez changé? Non, justement. Voilà. Donc, on continue. Moi, j'aurais aimé que s'il y a un changement, donc on continue à attendre des déclarations. Mais là, j'invite et je sensibilise et je demande à mes confrères, les responsables des fédérations, des associations qui vont participer, à bien examiner avant de signer les déclarations et à n'envoyer, au moins entre guillemets, que de femmes pour cette compétition. Après, s'ils ont des examens, s'il y a eu des problèmes et qu'ils ont fait des examens, qu'ils nous ramènent ces examens et que nous, au niveau de la CAF, on va essayer de mettre une équipe d'experts à essayer de compléter le niveau 2, à savoir d'aller demander d'autres examens complémentaires pour les diagnostics. Si nous avons des problèmes, dans ce cas, c'est le comité des disciplines qui tranchera en attendant une solution ou une autre procédure de la FIFA. Et je vous remercie. Un grand merci au docteur Bortadji qui a commis l'exploit d'éclairer un peu plus ma lanterne au sujet de cette question si épineuse. Il me semble qu'avec le docteur Gurucharan Singh, il peut nous apporter un petit point d'éclairage concernant la nouvelle réglementation et sa relation avec la pratique du football. I think these regulations of 10 nanomolecules was brought in just before the Rio Olympic Games. It was, I think, a consensus statement. But, pardon? It's a consensus statement. The thing is it applicable to football? Because this issue has not been addressed by the FIFA Medical Committee. And I think there's a need to look into it. In football is a different sport. Athletics, individual sports are different. And what are the scientific papers that has brought us that women with 10 nanomolecules is eligible to participate? I think there must be more proper scientific evidence between levels and sports performance. I think we will raise this at the next FIFA Medical Committee meeting to discuss this further. Thank you. Merci, Dr. Singh. C'est vrai, c'est un problème qui reste vraiment posé. C'est vrai que la FIFA, le règlement de la FIFA, il est un peu discret, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer aux deux consensus, celui de 2003, puisqu'il a été édifié en 2011, et on peut utiliser aussi le consensus de 2015, le dernier. Mais pour le moment, j'espère qu'on reste protégé, je croise les doigts, qu'il n'y aura pas ce qui pose le problème, c'est les transsexués
hommes, femmes qui jouent. Maintenant, pour les femmes hyperandrogéniques, si c'est naturel, on rentrera, bon, on va essayer, suivant, on appliquera toujours le processus de 2015, les niveaux de 10 nanomoles par litre. On est obligé jusqu'à preuve du contraire. Mais moi, j'ai peur de l'après, s'il y a un développement d'autres problèmes. La FIFA doit jouer sur ça. Thank you very much. Dr. Tulani Ngwenya from South Africa. We have made so much progress in terms of gender verification. It is quite a sensitive issue, especially because it has potential to destroy the player's image. Now, my problem is that we have graduated from physical examination, which is examining the external genitalia. We have moved from actually assessing chromosomes, where we find a male with the XX chromosome and a female with an XY chromosome. And now we are at a point where we are actually checking the hormonal studies, where we check the testosterone levels in terms of hyperandrogenism. Now, my problem now is with intersex hermaphrodites, intersex athletes. Now, we are supposed to sign a declaration for the CAF competition of the African Women's Championship that is coming now in November. Now, say I assess an athlete or a player, and I find that the player has the testosterone level that is below 10, but my player is intersex. The player has no ovaries, the player has no womb, but has internal testes, which on its own increases the testosterone level. But now during competition, the AWC, you assess the player and you find the player to have the testosterone that is above 10. What do we do in that situation? Because now it turns now to be a medical legal issue. It's very simple. In the case of in a FIFA or football tournament, just report your fine. First of all, it is the onus is on you to report to the FIFA medical committee or the FIFA department that you have such a case. That is your first. If you kept it in hiding and then we find out, then you are equally liable. Because as a member of the FIFA medical fraternity, your responsibility is to inform that I have player Elsibeth in my team and her levels are more than 10 or 10 molecules. So you have to give us the first warning signals. Then it is up to us to the next stage to very confidentially arrange the next step. And I, in my capacity in Asia, I would have put a panel of first ask for additional tests and evaluation confidentially, and then convene a panel of experts to determine whether the player is eligible to participate or not eligible to participate. Oui, Dans le même sens, puisque c'est en Afrique et que nous sommes dans un mois et demi que vous allez jouer. Si elle a normalement un taux de testostérone supérieur à 10, jusqu'à maintenant, nous, en tant que CAF, on appliquera le règlement de la FIFA en vigueur. On refait, d'après moi, on refait le taux de testostérone pendant la compétition. S'il est supérieur à 10, elle n'est pas éligible. En attendant la nouvelle procédure, le nouveau règlement de la FIFA. Pour l'IAF, la sprinteuse canadienne a gagné parce que c'est un sport individuel. Donc, elle a gagné parce qu'on n'a pas pu démontrer que le 10 nanogrammes augmenteront la performance de 10 à 12%. Pour nous, commission médicale, je crois, de la CAF, la joueuse qui a plus de 10 nanogrammes n'est pas acceptée, elle n'est pas non éligible parce qu'elle n'a pas reçu le traitement nécessaire qui a réduit le taux
comme c'est fait pour les cas précédents, les taux d'hyperandrogénisme. Je crois qu'en attendant la réglementation de la FIFA. Je voudrais poser 2 questions. Ouais. À Zakia. Est-ce que, au départ, vous recherchez le texte dans la muqueuse jugale au niveau des femmes, comme ça se fait à la commission médicale du CIO, pour pouvoir déterminer le sexe féminin? Parce qu'en définitive, quand on a commencé à parler de sexe, c'était à la commission médicale, c'était un joueur d'Asie, je ne vais pas dire quel pays, mais qui avait le numéro 10, qui était un homme qui jouait dans l'équipe féminine, et quand il faisait un smash, naturellement c'était un smash d'hommes. C'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé à la commission médicale du CIO de faire le test jugal. Donc vous, au départ, est-ce que vous avez ce problème qui est le plus simple? Parce que vous vous axez maintenant sur le problème de l'hyperandrogénie. Effectivement, c'est le plus difficile. Mais est-ce que, dans les compétitions féminines, on vous a signalé un homme, vraiment homme, qui vient jouer chez les filles? Ce problème de se poser, parce que le problème que vous posez à ce moment-là, c'est le problème très très compliqué, et vous m'en avez parlé une fois au moment de la Namibie concernant même une de nos équipes féminines. C'est une bataille difficile, mais au départ, est-ce que pour spécifier une fille, est-ce qu'on fait le test jugal comme on fait à la commission du CIO? Et puis ce texte-là, il ne doit être fait qu'une seule fois dans la vie du sujet, car on doit respecter la féminité de la fille. Si le laboratoire est accrédité, on n'a pas le droit de demander 100 fois le même test jugal. Et est-ce qu'ensuite, est-ce qu'un homme vraiment, en tant qu'homme totalement, a été trouvé jouer avec les équipes féminines, et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Comme vous le savez, professeur Roux, jusqu'au 68, où la commission médicale des CIO a instauré la vérification du genre sur un examen médical et un examen génétique par la muqueuse labiale. Mais ceci a été arrêté et interdit les années 2000, si vous, par les mouvements sportifs, surtout les fédérations, où le sexe, la femme ou l'homme est choisi, c'est un état civil qui peut être choisi par eux-mêmes. Une femme peut être XY, subir des opérations et devenir avec un passeport femme, et c'est son droit. Donc, c'est en respectant, dans ce cas, les problèmes se posent. Maintenant, même si c'est un homme transsexué qui est devenu femme avec des chromosomes XY et un taux de testostérone bas, il a le droit de jouer dans les compétitions féminines. We can be here till tonight, and most people will walk out from here not exactly clear in their minds, right? Unlike the previous topic, people will walk out. You know the old story. If FIFA coughs, we all get the flu in Africa. There will always be women that look masculine. There's nothing you can do about that. Now, all what we're discussing here, it's good, it's academic. Now, I had the good fortune or bad fortune between 2004 and 2013 to be in charge of a venue where women played. And one of my observations is very clear. The team that has so-called players that are looking like men have always been exposed to this problem over the years. So it's common knowledge in Africa that player XYZ is somebody you should worry about. They won't complain, but let this X team and the problematic team meet in the third round with the quarterfinals, and all of a sudden a complaint comes in. Why didn't you complain at the beginning of the tournament? That is something that's very important. I was under the impression that FIFA had made this problem very, very simple. And we were following it. Meaning, the medical people were told in so many words that this is what FIFA is doing, this is what they're advocating, and this is what we're going to do. That this problem has been addressed at various conferences, including in Asia. Now, tell me if I'm wrong. What I understood was this.
let's just say Team Mali, before they go to a tournament, this is FIFA's understanding, my understanding of FIFA. Before Mali goes to wherever, say South Africa for the tournament, their doctor must make sure that only females are on board that plane. And that person must have it verified, sworn by judges, lawyers, whoever you want, and that information must come to CAF. Am I right? Am I right, Zakia? Okay, now if that is true, if somebody complains, the complaint, as I understood it, should be at the committee not committee meeting, the what do you call it, the team meeting between the two teams, the meeting that takes place before the match. Correct. And if there's any complaints, it must be made there to the doctor of the tournament. Like if I'm in charge of Bata, they must make it in that meeting. They must make it. That's what I understood. If they don't make it there, what they do, and this is what has happened twice to me, they go to an administrator of CAF and they say, we are making a complaint. And then that gentleman has to bring it up to the committee meeting. That is not the procedure. Am I right? Are you clear on that? Right. So at the match meeting is when that issue should come up, and it doesn't come up. And it comes up much later just because they're playing them in the quarterfinal. They want to disrupt their mental picture. They want to disrupt their training programs. Right. And as I also understood it, is that if there's a complaint done the proper way, at that tournament, CAF must have a panel of experts from the country of the venue, which would mean, first thing is, we must hold the doctor of Mali and say, this is what has happened. And then only, it's at the discretion of the doctor of CAF, who's in charge of the tournament, discuss it with the committee, and then decide, should we take any further steps. And then you pull out the documents, go through the documents, you hold the doctor of Mali, and if he says, I'm clean, then we should have a panel of experts. And that expert should include a gynecologist, an endocrinologist, psychologist, whoever else you want. That's the way it should be done. But of the three that I was in charge, 2 of them was not done like that. And I think the problem is, it's very simple. It's not the doctor's business whether it's a hermaphrodite or a blah, blah, blah. That's academic. That person had those issues all the time. You understand? Athletics, as you're aware, Dr. Singh has already mentioned this. For the Olympics, the CAS objections came in. Right? My country, a lady won a couple of medals there. I know she hasn't broken any rules because they threw away the testosterone level. They haven't broken any rules. We got lovely medals. But I also know that she had an advantage over the other athletes. She could have run faster and set world records. Right. So what I'm saying is that have rules changed? Because I think FIFA made it very clear. It's very simple. And we just follow it. Now all this CAS thing about testosterone, that's all different stories now. So I just think that CAF must have a rule, as I was told, which people are not following. Thank you. Thank you, Dr. Mula. It was a kind of small presentation. Okay, I think we've finished with this session. I just have to thank speakers on my right, on my left, and myself. And and I think we were working really hard today. No? Maybe there is an... Thank you, Dr. Zerghini.
tonight dinner at 8. It is in where we took lunch today. I forgot the name. Thank you. Ah, les posters sont déjà là. For those who have their posters, please, should we meet behind? There's a space for the posters. Those who have their posters, now, you want to settle certain things. Thank you.